Ok. Là, c'est bon. Donc, on attend les autres. Je vais partager le lien YouTube. S'il vous plaît, quelqu'un n'a qu'à se mettre hors ligne pour me dire s'il reçoit le son. Oui, allô? Par rapport à quoi? Non, je n'ai pas le temps de le lire. Là, je serai obligé de vous faire référence à un. Comment ne vendre? Ok, c'est bon. C'est bon, ça va démarrer. Ok, ouais. Je viens de partager le lien de YouTube. S'il vous plaît, il faut essayer de me tester, savoir si le son sort. Donc, je vais essayer de parler tout le temps. Donc, je vais partager aussi le lien Facebook. Je me demande pourquoi les panélistes ne sont pas là en haut. Je dois les mettre. Oui, allô? Je me demande pourquoi les panélistes ne sont pas là. Oui, je viens de le faire. Bon, est-ce que quelqu'un a pu tester le lien YouTube? Ouais, j'ai déjà testé. Ça fonctionne, ça marche. Le son vient? Ouais, ça vient, ça vient. Ok, d'accord, merci. Un petit souci là avec le. Ok, nous allons patienter un peu le temps d'entendre les autres panélistes.
Oui, allô? 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 Oui. Euh, ah, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Euh, Monsieur François, Oui, est-ce que tu peux me gérer, s'il te plaît, les gens, les panélistes qui n'arrivent pas à rentrer dedans? S'il te plaît. ok, ok. Je vais. Attends. Là, c'est maintenant. Est-ce que les gens. Attends, je vais. Ok. Euh, euh, tu tu t'es inscrit avec quel nom? Avec le mail, quoi, ils n'ont qu'à directement entrer avec le mail de l'inscription. Euh, En temps normal, c'est quand tu es là comme participant normal que tu ne pourrais pas avoir accès à ton micro et autres. Maintenant, oui, il faudra que je détecte comment est-ce que tu t'appelles ici pour que je puisse t'autoriser. Un instant. Ah là, je viens de te voir. Malheureusement, la technique n'a pas marché comme prévu. C'est ce que je disais aujourd'hui, que les dieux de la technique sont avec nous. Bon, ici, je pense Est-ce que tous les panélistes sont... connectés. Bon, je ne pense pas. Il manque l'Espagne, la Russie. Ouais, il manque un peu. Est-ce que les représentants de l'ambassade du Togo à Berlin sont dans le groupe? Ils n'ont qu'à se signaler afin que je puisse leur donner l'autorisation nécessaire. Oui, bonsoir, docteur Festus. C'est monsieur Pabli. Oui, il y a les représentants de l'ambassade qui sont. Ah, d'accord. Vous êtes seul? Monsieur Pabli, vous me posez... Oui, docteur, je dis, il y a les représentants de l'ambassade qui sont en ligne. D'accord, merci. D'accord. Si vous avez pu partager votre écran, donc vous avez toutes les autorisations. Bon, vous êtes seul ou bien vous êtes avec un autre collègue? Il y a un autre collègue qui est également connecté, qui va s'examiner. Non, non. Dis-moi ton nom ou bien le nom avec lequel tu t'es connecté maintenant pour que je puisse t'autoriser. Ok.
Bon, est-ce que tu t'es reconnecté? Je suis en train de vous chercher dans la liste. Ah, je viens de le voir. Ok, maintenant c'est bon. Est-ce que vous avez pu aider déjà les désirs? Oui, on essaye. Parce que Donc là, je pense qu'on va devoir commencer lentement. Je demande aux panélistes de faire un test de micro. Ou soit faisons un truc, Festus. Attends, je vais voir. Parce que c'est bizarre que les gens n'arrivent pas à se connecter. Bon, là, si vous êtes enregistré avec un mail, chacun qui s'est inscrit, si vous êtes enregistré avec un mail et que vous vous reconnectez maintenant avec un autre mail, c'est possible que vous n'ayez pas l'autorisation directe en tant que panéliste. Oui. Donc, ceci étant, je pense que nous allons lentement commencer. Je vais voir l'essentiel, la plupart des panélistes sont là. Monsieur Olivier, si vous m'attendez, faites-moi signe. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. C'est bon? Okay. Vous avez toutes les présentations? Oui, j'ai essayé de pu les avoir. partager votre écran. On va voir. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, ceci étant, Monsieur Nayante, vous avez maintenant la possibilité. Monsieur Nayante. DP. Frère Lambert, on te cherche là. Oui, DP. Ok. Avant, il y avait eu un souci de connexion par rapport à votre rôle en tant que panéliste. Là, je vois que vous êtes connecté ici comme DG Kalafi, non? Oui, je viens de vous réautoriser. Il faut voir si maintenant c'est bon. Bon, je pense que maintenant ça vient marcher avec Kalafi. Ok. Ok, merci. Je vais appeler rapidement le nom des panélistes. Les gens qui sont là, s'il vous plaît, ouvrez votre micro et faites signe pour qu'on puisse commencer. Du moins, qu'on puisse savoir les panélistes qui sont déjà là pour qu'on puisse commencer avec eux. Parce que là, on a déjà dépassé les 20 minutes d'attente. Ce serait bien qu'on puisse commencer maintenant. Alors, dans l'ordre de passage, nous avons Monsieur Allah. Monsieur Allah, je l'ai vu entre-temps. Oui, je suis là. Votre voix ne porte pas assez, s'il vous plaît. Vous recevez?
D'accord. Donc, Monsieur Allah est là. Monsieur Ahadi. Ok, Monsieur Ahadi ne répond pas. Madame Folie. Oui, je suis là. Ok, Monsieur Manyangou, le représentant de HTCE. Oui, je suis là. Merci. Madame Ewame, revenons. Ouais, mais je suis là. D'accord, merci. Monsieur Lambert, je viens de le voir. Madame Achou. Madame Achou. Ah, Monsieur Johnson. Je suis là. D'accord, merci. Alors, Monsieur Nyandji Mustafa. Monsieur Nyandji Mustafa. Monsieur Clévor. Monsieur Apenyou, je l'ai vu. Je suis là, oui, je suis là. Ok, d'accord. Donc, nous allons essayer de commencer. Monsieur Keyala. Monsieur Keyala est là? Oui, bonjour à tous. Je suis là. D'accord, merci. Donc, nous allons commencer lentement. Excusez-nous pour le retard que nous avons dû accuser compte tenu des petits soucis techniques que nous avons eu ici et là. Nous n'allons pas faire de grands discours parce que là, nous sommes déjà assez acculés par le temps. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir essayer de faire ce que nous avons déjà fait il y a 1 an, il y a 2 ans. Essayer de présenter les possibilités que vous avez, les gens qui souhaitent, qui désirent faire l'aventure allemande. Et cette année, nous avons aussi la chance d'avoir d'autres panélistes parmi nous, des panélistes qui vont nous parler de l'Italie, comment se pose la situation en Italie, si jamais vous désirez aller en Italie, si vous désirez aller en Espagne, au Canada, en Russie, au Brésil, etc., etc. Donc, nous allons essayer dans cet élan de donner la parole aux panélistes, de pouvoir nous faire des présentations. Et après, il y aura une séance de questions-réponses. Et après cette séance de questions-réponses, nous allons essayer, tant bien que mal, de voir dans quelle mesure nous pouvons vous assister. Ceci étant, je vais donner la parole à mes co-organisateurs. Je rappelle que ce webinaire a été co-organisé par Festado TV Production que je représente, par Kalafi Sarl que représente M. Nayante et par Lolon Énergie GmbH que représente Mme Matou. Donc je vais essayer de donner la parole à M. Nayante pour faire sa petite introduction. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que vous m'écoutez tous. 5 sur 5. C'est encore une troisième fois un honneur. Et je peux dire que je suis vraiment ravi que nous puissions continuer cette aventure en regroupant les jeunes Togolais et Togolaises de la diaspora et disons de tous bords qui aimeraient bien faire cette aventure d'étudier, de faire former ou même de travailler en Europe, puisque cette année, on a invité d'autres pays membres pour nous appuyer dans notre élan de participer à ce service noble. Je l'appelle un service noble parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout est cofinancé par la société Kalafi et Festado et Lolon Énergie GmbH pour, n'est-ce pas, inviter la jeunesse togolaise à s'orienter vers les métiers d'avenir. Je pense que ce serait l'occasion quand même de parler de beaucoup de choses, de s'inspirer des expériences des uns et des autres et de permettre cette ouverture qui est tant demandée au Togo pour que la jeunesse puisse saisir les métiers d'avenir qui vont guider nos États, qui vont forger nos États. Et vous savez bien que l'entrepreneuriat doit être aujourd'hui la clé du succès de nos continents. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Nayante, pour
son introduction. Je vais alors sans plus tarder donner la parole à Madame Achou, la co-organisatrice de l'événement d'aujourd'hui. Madame Achou, vous avez la parole. Merci. Madame Achou, vous avez la parole. Je crois que j'ai un souci par rapport à... Vous m'écoutez? On vous écoute 5 sur 5, madame. Merci pour la parole. Je pense que vous avez tout dit. Je ne peux que m'ajouter à vous et nous souhaiter tous que, comme vous l'aviez dit, le Dieu de la technique ou bien les dieux de la technique soient avec nous. Je souhaiterais aussi que chaque participant de ce panel profite des expertises qui sont là et bonne chance à nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Achou. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au représentant de l'ambassade, ici, Monsieur Akpabli, qui représente ici Monsieur le chargé d'affaires du Togo en Allemagne. Monsieur Akpabli, vous avez la parole. Merci. Monsieur Akpabli? Je pense que nous avons perdu Monsieur Akpabli. Bon, nous allons le récupérer après. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'ordre des choses. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que si quelqu'un souhaite, ou bien si quelqu'un veut venir étudier, ou bien veut venir se faire former en Allemagne, il va falloir forcément qu'il trouve une place de travail, une place d'études, ou bien une place de formation. Pour ce faire, nous allons donner la parole à M. Allah, M. Allah Tokina, de pouvoir nous exposer dans sa légendaire représentation les possibilités, comment s'y prendre et surtout à quelle porte frapper pour pouvoir se faire entendre et dans les meilleurs délais. Je rappelle que M. Allah est développeur d'applications ERP en Allemagne. Il va essayer de se présenter brièvement et nous faire sa présentation. M. Allah, vous avez la présentation. Vous souhaitez présenter, vous souhaitez partager votre écran ou bien que nous le fassions pour vous? Vous avez le choix. Je vais partager mon écran, c'est plus mieux. Merci beaucoup, vous avez la parole. Ok. Alors. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, nous voyons votre écran. Merci. Super. Ok. Alors, bonsoir, rebonsoir à tout le monde. Vous m'écoutez, c'est ça? Oui, nous vous écoutons 7 sur 5. Monsieur Allah, allez-y. Alors, je suis, comme Monsieur Festos l'a appelé, l'a dit, je suis Allah Tokinai Sawasam. Je suis développeur d'applications dans le domaine de finance, plus précisément, pour dire, et nous développons les applications pour les entreprises de PME dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, le thème que je vais développer, c'est comment arriver à décrocher une place de formation ou bien d'études en Allemagne. Avant d'y arriver, j'aimerais prendre quelques minutes pour pouvoir parler un peu de l'État. Donc, nous allons passer un peu, je vais voir l'état du marché du travail actuellement en Allemagne. C'est le déroulement. Après ça, nous allons parler un peu après avoir vu l'état du marché, nous allons voir les causes de cette situation, ce qui a amené cet état. Et après, nous allons voir les mesures que l'Allemagne a mis en place pour pouvoir remédier à cet état et comment, en tant qu'Africains ou bien Togolais, comment nous devons
bénéficier ou bien tirer avantage des choses que l'Allemagne a mis en place. Et après, bon, nous allons parler un peu brièvement des études. Et je vais un peu préciser que bon, nous n'allons pas rentrer tellement en détail des choses, vu le temps aussi qui nous est qu'on nous a donné. Donc, après, dans les séances de questions-réponses, nous allons voir, nous pourrons aussi répondre. Alors, quel est l'état actuel du marché de l'emploi en Allemagne? Et après, les mesures de l'État, et voilà, comme je l'ai dit, c'est le déroulement. Donc, actuellement, près de 1 million, disons près de 2 millions de postes sont vacants en Allemagne. Et qu'est-ce qui a causé, ou bien qu'est-ce qui est marquant dans ces 2 millions presque de postes vacants? Donc, ce sont selon les statistiques de l'Allemagne en 2023 qui le prouvent qu'en 2023, il y a plus de 300 000 postes vacants dans l'infirmerie, des soins pour les personnes âgées, disons, ou bien dans l'infirmerie en général. Dans la technologie, ou bien dans l'IT, plus de 120 000 postes qui sont vacants. Et ceci, c'est plus les gens qui sont des ingénieurs, disons, pour les développeurs, les businesspreneurs qui sont dans la tech. Et il y a aussi des ingénieurs, comme je l'ai dit, dans génie civil, des techniciens qui sont tellement en pénurie actuellement sur le marché en Allemagne. Associé à cela, nous avons, je vais dire, la plus grande gangrène qui est les artisans. Un manque très accru des artisans, ce qui bloque actuellement plusieurs travaux ici en Allemagne. Après, il y a encore plusieurs mots que nous n'allons pas aborder ici. Il y a plusieurs, je vais dire, plusieurs mots ou bien plusieurs manques que l'État allemand a actuellement du côté du travail. Et un peu ramasser quelle est la cause, nous allons nous rappeler de cette pyramide-là. Peut-être partout nous pouvons la voir, ou bien nous la connaissons un peu, que dans les années 1953 et 1975, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, il y a eu un boom très élevé de taux de natalité, ce qui a conduit à une grande, je vais dire, à un grand nombre de naissances. Alors, si vous comptez bien, ou bien si nous comptons bien dans ces années jusqu'à aujourd'hui en 2024, ces gens qui étaient nés commencent par aller en retraite. Alors que ici, il y avait une très grande main-d'œuvre. Les gens ont grandi, ils ont travaillé, et au fur et à mesure, à la suite, il y a une réduction de naissance. Ce qui veut dire que ceux-là qui sont venus après ne sont pas en mesure de pouvoir couvrir au fait cette masse qui était là. Donc, la deuxième cause est la technologie ou bien l'infirmerie qui a actuellement, qui s'est perfectionnée et qui assure une très longue vie à plusieurs personnes, qui permet de pouvoir vivre très longtemps. Alors, quelles sont les mesures que l'État a mis en place? Nous allons rentrer un peu en détail sur certains points, mais certains points, je vais dire, cela va au-delà de notre webinaire actuellement, ou bien de notre webinaire actuel. L'État a mis certaines mesures en place pour pouvoir remédier à ce truc-là, ou bien
ces problèmes, notamment le soutien à la natalité. Donc, ça, c'est plus les gens qui sont déjà en Allemagne. L'allocation parentale, ils appellent ça ici le Elterngeld. Congé parental, il y a, je ne sais pas s'il y a un autre pays qui offre cette possibilité si grande pour les deux parents de pouvoir, par exemple, avoir passé 3 ans partagés entre les deux pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Je ne sais pas s'il y a encore ça dans un autre pays. Bon, je n'ai pas cherché, mais je sais que le Elternzeit, le congé parental, est très, très, très long ici et les gens en profitent bien. Les infrastructures pour les gardes d'enfants, l'Allemagne a multiplié plusieurs garderies ou bien la création de plusieurs garderies d'enfants pour pouvoir accueillir les enfants qui seront nés. Et le soutien fiscal aux familles pour pouvoir permettre, par exemple, dans les achats des habits pour les enfants ou bien dans les courses pour les enfants, tout ce qui concerne les enfants, c'est très, très réduit ici. Ceci pour pouvoir, je vais dire, motiver les gens à avoir des enfants. Et vu la pyramide, je pense que c'est quelque chose qui est tellement salué. Alors, nous allons nous appesantir sur cette deuxième stratégie de l'Allemagne, qui est la politique d'immigration. Et cette politique d'immigration, elle a ouvert beaucoup de portes. Ils appellent ça ici le le Fachkräfteeinwanderungsgesetz. C'est une politique que l'État a mis en place pour stimuler ou bien pour pouvoir attirer la main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Vu que l'Allemagne a une population vieillissante et qu'il n'y a pas la relève, je vais appeler ça comme ça, elle a dû faire ou bien elle fait appel maintenant aux pays, je vais dire, autres pays que même les pays européens. Pourquoi? Parce que le système allemand vit, au fait, c'est un système qui est d'une manière que ceux qui travaillent aujourd'hui financent la retraite de ceux qui ont travaillé hier. Donc, imaginez-vous si aujourd'hui, il n'y a plus de travailleurs, ça veut dire que ceux-là qui sont en retraite n'auront pas leur retraite payée. Vous voyez? Donc, il faut assurer une continuité de ceux-là qui travaillent pour pouvoir aussi prendre soin de ceux-là qui vont en retraite. Donc, il y a la simplification des procédures de reconnaissance des qualifications. Et après, ici, il y a les accords bilatéraux avec les pays tiers. Tout ceci pour pouvoir attirer de la main-d'œuvre en Allemagne. Nous allons plus nous appesantir sur celui-ci parce que les autres, ça va au-delà de notre webinaire ici. Donc, les avantages de la loi sur l'immigration des travailleurs. Je vais préciser ici que dans mes recherches, j'ai trouvé que cette loi a permis ou bien a amené à faire plus de 59 modifications dans la Constitution ou bien dans les lois, plus de 59 modifications pour pouvoir, au fait, permettre que cette loi ait, je vais dire, plus d'effet ou bien trouve faveur auprès de plusieurs instances. Donc, par exemple, prenons le cas ils appellent ça ici l'article 19A, sur le titre de séjour des travailleurs qualifiés avec des formations professionnelles. Ceci permet à ceux-là qui sont en train de chercher du travail, par exemple. Monsieur Allah, permettez-moi de vous interrompre. Vous n'avez plus beaucoup de temps, hein. Vous n'avez que 5 minutes. Ok, super. Une petite question. Pour côté études de M. Boris, je ne sais pas comment on va le faire. Là, je devais présenter 2 thématiques en même temps. Ok, là, vous aurez 2 minutes supplémentaires. Étant donné que nous allons partager après toutes les présentations,
Je pense que l'essentiel ici serait d'aller sur les points saillants, sur Ok, les points focaux. Et le super. reste, je pense qu'ils vont les lire, ils vont prendre le temps de lire vos présentations pour avoir davantage d'informations. Je vais Super, ça partager marche. aussi dans un instant le lien de la présentation pour qu'ils puissent aussi la télécharger au fur et à mesure. Super, Vous avez encore votre 5 minutes. Merci et excusez-moi pour l'interruption. pas de souci. Alors, comme vous le voyez, c'est plusieurs lois qui facilitent bien qui accordent beaucoup de faveurs ou bien beaucoup des avantages pour pouvoir venir, par exemple, travailler. Il y a la possibilité de venir ici se faire former. Avec la loi 16, par exemple, vous avez la possibilité de venir chercher le travail étant, je vais dire, ayant une qualification qui n'est pas encore complète. Vous arrivez en Allemagne et puis en travaillant, vous avez la possibilité de pouvoir travailler en alternance pour pouvoir, par exemple, continuer d'étudier et compléter votre qualification. Par exemple, les professionnels de santé qui arrivent aussi, ils ont la possibilité de pouvoir continuer leurs études, étant, par exemple, de se spécialiser, faire des interventions tout en étant étudiant. Le cas des alternances, je vais dire. Alors, où est le truc là? Ouais. Alors, comment faire pour pouvoir y arriver ou bien où aller? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose actuellement. Je vais aller aussi très rapidement. Donc, d'abord, il faut déterminer le type d'opportunité que nous sommes en train de chercher. Est-ce une formation ou bien l'on cherche à se faire employer directement? Donc, en cas de formation, il y a des sites qui sont aussi dédiés. En cas de recherche d'emploi directement, il y a des sites qui sont aussi dédiés. Donc, j'ai mis ici quelques sites qui nous permettent au fait de pouvoir chercher de l'emploi. Après la recherche de l'emploi, il faut d'abord préparer son CV et sa lettre de motivation qui vont nous permettre de pouvoir faire la demande de l'emploi. Après que on a trouvé, on a trouvé qu'on est capable de pouvoir postuler à un poste, on formule la lettre de motivation, le CV, conformément aux normes allemandes. Ici, c'est le Europass. Donc, vous pouvez le faire, on peut le faire en allemand ou soit en anglais, conformément au poste que l'on cherche, au fait. Donc, la reconnaissance des qualifications, ici, ce n'est pas aussi nécessaire dans certains cas. Si c'est que ce n'est pas des emplois réglementés, vous n'avez pas besoin de faire reconnaître le diplôme. Et il y a des sites qui sont aussi dédiés à ça, le Anerkennung in Deutschland, pour pouvoir faire reconnaître ça, son diplôme. Donc, après cela, il faut demander le visa. Ayant, par exemple, le contrat à main, on y va pour pouvoir demander le visa. Et avec cela, l'on a le visa et puis on vient s'installer. Et lors du visa, il faut assurer, ou bien il faut s'assurer qu'on a sa preuve, ou bien les documents nécessaires, comme le certificat de langue, les preuves d'assurance, la lettre d'acceptation de son, comment l'appelle-t-on, de son établissement. Et quand est-ce qu'il faut postuler? À tout moment, mais très spécifiquement, il faut faire postuler stratégiquement parce qu'en Allemagne, il y a des saisons où on les appelle, je vais dire, saisons mortes au moment pour pouvoir chercher de l'emploi. Par exemple, faire des demandes en décembre, je ne vais pas dire que la chance est morte, mais il y a peu de chances qu'on te donne un retour très rapidement. Donc, c'est des saisons qui permettent, par exemple, la saison la plus haute, c'est la saison de août, septembre, novembre. Donc, là-bas, il y a plus de personnes qui sont, qu'on accepte plus de personnes parce qu'il a appelé ça, c'est la rentrée des Ausbildung, voilà, des formations. Alors, pour les études, je pense que je vais aller 2 secondes et puis bon, on va
on va clôturer là-bas. En fait, l'Allemagne est un pôle d'attraction, ou bien un grand pôle d'attraction. Pourquoi? Parce qu'il offre des études, bien des qualifications qui sont tellement recherchées partout. Et ce qui fait aussi sa particularité, c'est que l'Allemagne, le coût est très moindre par rapport, je vais dire ça, aux autres pays, et quasi des fois très, très gratuit, je vais dire ça comme ça. Et après le travail, après les études, l'étudiant a la possibilité de se faire embaucher directement, sans pour autant chercher à dire que, bon, on cherche du travail. Il y a des entreprises même qui cognent à la porte lorsque vous êtes à la fin de vos études. Alors, je vais préciser ici que actuellement, il y a une tendance qui est sur le marché, c'est que c'est les entreprises qui cherchent les employés et non les employés qui vont vers les entreprises en Allemagne à cause de ce manque-là. Donc, les entreprises font la cour aux candidats. Donc, ce qui demande là-bas, votre qualification ou bien votre baccalauréat pour pouvoir venir ici étudier à l'université. Je prends ça un peu ramassé, mais après, on peut rentrer en détail, avoir les documents nécessaires, dans certains cas, les traduire. Je pense que certains copanélistes aussi vont parler de la langue et du niveau de langue qu'il faut pour pouvoir venir. Et je vais préciser ici que ce n'est pas le même niveau que lorsqu'on veut faire une formation. Donc, le niveau de langue est différent. Et il faut faire aussi très attention lorsqu'on veut faire des demandes en Allemagne, ou on fait des demandes d'études en Allemagne, mais en anglais. C'est un peu délicat parce que certaines personnes que nous accompagnons ou bien nous voyons arriver ici, ils désistent parce qu'ils ont vu qu'ils ont appris l'anglais pour pouvoir venir étudier en anglais, mais arriver, c'est-à-dire que leur niveau d'anglais, ils remarquent que c'est rien parce qu'ils ont fait le certificat seulement, mais pour pouvoir étudier, c'est encore plus, c'est un peu difficile. Donc, après ça, après le niveau de langue, il faut alors demander le visa et puis je pense que c'est fini. Alors, il y a des sites qui offrent au fait des bourses ou bien qui favorisent la venue ici en Allemagne. Il y a des étudiants qui nous abordent, qui disent qu'ils n'ont pas de sous pour pouvoir faire leur déplacement, tout ça. Alors, il y a des bourses qui vous permettent au fait de venir et c'est le DAAD, l'Office allemand d'échange universitaire. Là-bas, on peut trouver des offres de bourses nécessaires. Il y a des services qui aident aussi les étudiants une fois en Allemagne à s'installer. Et plus, ce sont des services qui sont dans les universités qui vous aident des fois à chercher votre logement pour vous aider dans votre intégration. Alors, ici, j'ai présenté quelques sites et sur ces sites, l'on peut trouver tout ce que j'ai dit là, un peu détaillé. Et le UniAssis, c'est le portal pour pouvoir postuler pour faire les études. C'est, je vais dire, un portal qui est centralisé. Là-bas, vous déposez tous vos documents. Et je pense que c'est le portal le plus efficace que j'ai trouvé depuis que je traite un peu avec les étudiants en Europe, en Allemagne. Là-bas, vous pouvez faire tout en ligne. Et puis vos documents vous seront envoyés aussi en ligne très rapidement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Allah, pour sa présentation. Je le disais tantôt, toutes les présentations sont disponibles, vous sont offertes gratuitement. Et félicitations et aussi merci beaucoup aux panélistes qui ont bien voulu mettre ces présentations gracieusement à votre disposition. Je viens de partager le lien dans le chat. Vous allez voir dans le chat, j'ai partagé 2 liens. Le premier lien, c'est pour ceux qui veulent nous suivre mais qui n'ont pas pu se connecter. Nous sommes direct en live sur YouTube. Ils peuvent éventuellement le faire.
et aussi à l'endroit des panélistes qui veulent bien partager ça avec des gens tout autour de vous. Alors, il suffit d'aller dans le chat et vous avez le lien là-bas. Vous les partagez avec nous et ils vont nous suivre directement. Donc, en deuxième position, j'ai aussi partagé dans le chat un lien de cloud dans lequel se trouvent toutes les présentations qui se feront ici. Si vous avez raté une partie ou bien si vous voulez avoir les liens et vous n'avez pas le temps de les noter, vous les avez dans les présentations. Il suffit d'y aller, de cliquer là-dessus et vous aurez moins de travail à faire. Ainsi, nous allons continuer avec notre deuxième panéliste. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous désirez venir en Allemagne, forcément que vous devez avoir un niveau minimum de langue. Pour la petite histoire, il y a environ 5 ou 6 ans, même pour le regroupement familial, les gens n'avaient pas besoin d'avoir le minimum niveau de langue. Mais entre-temps, c'était un peu aberrant que des gens arrivent et qui ne comprennent même pas bonjour. Donc, l'Allemagne a fini par modifier la loi à ce niveau que même pour le regroupement familial, il faut avoir le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas, c'est le A1. Mais je vais plutôt laisser la parole à Madame Folly. Madame Folly, qui fut enseignante à l'Institut Goethe, actuellement, elle est coordinatrice de AMIF. Elle va nous dire, elle va nous parler d'abord de ce que c'est que AMIF, pourquoi AMIF. Et je vous dis déjà que AMIF aussi est très intéressant à ce niveau. Et vous avez déjà la personne de référence si vous voulez vraiment voyager vers l'Allemagne, la personne qui pourrait vous aider au nom de AMIF et va aussi vous diriger dans votre recherche, dans votre quête de la connaissance de la langue allemande. Madame Folly, vous avez la parole. Merci. Oui, merci pour la parole et merci à tous les organisateurs. Merci aussi à tous les participants qui nous suivent de près ou de loin. Et comme Dr Festus vient de l'annoncer, je suis Madame Folly, la coordinatrice du projet Vivre et travailler en Allemagne au sein du Goethe Institut Lomé. Et sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et nous allons encore parler une fois de ce projet-là, Vivre et travailler en Allemagne. Je vais partager l'écran. Si jamais vous avez des difficultés. Je crois que ça arrive. Je pense que ça commence par arriver. D'accord, merci. Oui. Oui. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, nous avons débuté le 15 août 2023 au Goethe Institut de Lomé ici, un projet intitulé « Vivre et travailler en Allemagne ». Et en quoi consiste ce projet? Ce projet consiste à accompagner tous ceux qui décident d'eux-mêmes à s'installer en permanence en Allemagne et y travailler. Nous ne motivons pas les gens à quitter le pays, mais si quelqu'un décide volontairement, pour une raison quelconque, de migrer vers l'Allemagne, s'y installer et y travailler, nous l'accompagnons gratuitement. Et AMIF, concernant AMIF, AMIF, c'est l'abréviation des mots allemands asile, migration, intégration, fonds. Pour ne pas dire en français, fonds, asile, migration et intégration. Donc, le projet Vivre et travailler en Allemagne est une branche de AMIF. Et ce projet est hébergé par le Goethe Institut, tous les Goethe Instituts du monde entier, et le projet est cofinancé par l'Union européenne. Et dans ce projet, nous faisons le travail de la pré-intégration. Qu'est-ce que la pré-intégration? La pré-intégration consiste à donner des informations utiles aux gens sur la vie quotidienne en Allemagne et sur le monde du travail en Allemagne, déjà dès le pays d'origine.
c'est-à-dire ceux qui sont actuellement au pays et qui veulent s'installer définitivement en Allemagne et y travailler. S'ils nous approchent, nous leur donnons des informations utiles. Nous leur préparons d'avance à la vie sur l'Allemagne et le monde du travail en Allemagne. Et pourquoi nous faisons ce travail de la préintégration? D'abord, ce travail de préintégration ne se passe pas seulement à l'Institut Goethe de Lomé, mais dans presque tous les Goethe Instituts du monde entier. Et donc, nous avons les différents coordinateurs dans presque tous ces pays-là. Et pourquoi nous faisons ce travail de préintégration? Les objectifs de la préintégration, c'est pour faciliter le processus de migration. Pour faciliter le processus de migration. C'est-à-dire que la personne décide de migrer vers l'Allemagne et ne sait pas par où commencer. Et nous avons des directives que nous donnons à cette personne-là qui rassure la personne, qui lui met à confiance dans les démarches de son processus d'immigration. Cela réduit aussi la peur et le stress, puisque nous donnons toutes les directives à ces personnes. Ils savent par où commencer, par où passer et comment y continuer pour pouvoir réussir une intégration totale en Allemagne. Et aussi, nous transmettons une image réaliste de l'Allemagne. Comme nous tous nous le savons, l'Allemagne n'est pas que l'Eldorado que nous rêvons, mais aussi il y a d'autres réalités que nous essayons de montrer à ces gens-là lors de nos diverses séances, afin qu'ils ne migrent pas en Allemagne avec de fausses attentes. Ce point est très important pour nous. À qui s'adressent nos offres? Nos offres s'adressent aux travailleurs qualifiés, c'est-à-dire tous ceux qui ont des qualifications professionnelles et qui, d'une raison quelconque, pour une raison quelconque, décident de s'installer en permanence en Allemagne et y travailler, nous les accompagnons. Le deuxième groupe cible, c'est ceux qui veulent suivre les formations professionnelles en alternance en Allemagne. Et le troisième groupe cible, c'est le regroupement familial. Ceux qui ont leur conjoint ou conjointe en Allemagne et qui décident de les rejoindre légalement, nous les accompagnons également. Quelles sont alors nos offres? Nous avons des séances d'information. Des séances d'information où nous donnons des informations, par exemple, sur la formation professionnelle en alternance en Allemagne. Des séances d'information sur la qualification des diplômes. Des séances d'information sur le projet en général. Nous avons aussi des séances de conseils personnalisés. C'est-à-dire, si la personne se lève et elle décide qu'elle veut aller en Allemagne, elle vient vers nous. Nous recevons les gens tous les lundis et mercredis au Goethe Institut de Lomé. Nous recevons la personne en privé et elle nous dit ses problèmes et nous l'accompagnons par ces séances de conseils personnalisés. Nous avons aussi les ateliers interculturels. Et lors de ces ateliers, nous présentons d'abord notre propre culture et la culture allemande et nous faisons la différence. Et nous leur montrons que, voici par exemple ici, telle chose, c'est comme ça se fait chez nous, c'est comme ça se dit chez nous. Mais en Allemagne, attention, c'est comme ça se passe. Et donc nous avons plusieurs thèmes interculturels sur lesquels nous nous débattons lors de ces assises. Nous avons souvent des entraîneurs venant de l'Europe ou bien ceux qui vivent en Allemagne qui viennent souvent nous soutenir ou bien nous accompagner lors de ces ateliers interculturels-là. Nous avons aussi la séance de formation à la candidature pour le marché du travail. Et nous organisons souvent cette séance que nous appelons Bewerbungstraining, où nous montrons aux participants comment bien rédiger son CV en allemand, comment rédiger sa lettre de motivation, comment se préparer à l'interview, puisqu'il y a certaines entreprises qui programment de l'interview en ligne à ceux qui ont déjà postulé. Donc, nous avons des ateliers dans lesquels nous préparons nos participants
à ces genres de choses pour pouvoir bien d'abord rédiger leur CV, bien rédiger la lettre de motivation et bien réussir l'interview. Parce que c'est ces étapes-là qui leur permettent de pouvoir décrocher soit un contrat de travail, soit un contrat de formation en Allemagne. Nous avons aussi la formation linguistique pour la vie quotidienne. Et ça s'appelle Sprachtraining. Et dans cette séance, nous montrons aux gens comment ils doivent parler l'allemand, comment ils doivent s'exprimer oralement à l'ambassade ou arriver en Allemagne pour les formalités administratives, comment ils doivent s'en sortir aux côtés du niveau parlé. Et nous avons un séminaire études du pays, Landeskunde, où nous montrons les 16 États de l'Allemagne, la situation géographique des villes. Et nous avons également la stratégie d'apprentissage de la langue allemande. Il y a certaines personnes qui viennent et qui perdent le temps dans l'apprentissage de la langue allemande. Nous leur montrons donc des stratégies pour apprendre l'allemand et bien réussir brièvement son parcours dans le processus de l'apprentissage. Et tout ceci, nous le faisons gratuitement. Maintenant, concernant les niveaux de langue, pour travailler en Allemagne, le niveau minimum, c'est A2 pour les métiers non réglementés, c'est-à-dire l'hôtellerie, la boulangerie, etc. Et le B2, le C1, pour les métiers réglementés. Donc, cela dépend maintenant du choix de ce que vous voulez faire en Allemagne. Il y a aussi la Chancenkarte, la carte d'opportunité, cette nouvelle loi qui vient de sortir récemment. Et cette carte d'opportunité qui est une question de système de points où il faut jouer pour totaliser au minimum 6 points. Et là, vous avez besoin du niveau minimum de langue A1, mais plus une connaissance en anglais aussi qui exige le niveau B2. Donc, pour la Chancenkarte, la carte d'opportunité, niveau d'allemand, c'est A1 et niveau B2 en anglais. Pour la formation professionnelle, généralement, le niveau minimum, c'est le B1. Mais il y a le B2 qui est exigé pour certaines formations. Par exemple, certains centres de formation exigent le B2 pour l'infirmerie et d'autres centres aussi. Donc, pour la formation professionnelle, le niveau minimum de langue, c'est le B1 et le B2. Le regroupement familial, ça, c'est le niveau A1 seulement. Ils n'ont pas besoin là de faire un grand effort. Il suffit d'avoir le niveau A1 pour rejoindre légalement son conjoint ou sa conjointe. Pour ceux qui veulent étudier en Allemagne, il y a certaines universités qui acceptent des fois le B1, mais la plupart, c'est le B2, le C1. D'autres exigent carrément le test DAF ou bien le test DSH. Donc, pour le niveau de langue des études aussi, ça dépend du choix de l'université que vous avez fait. Il suffit de voir, de chercher l'université que je vais fréquenter en Allemagne, quel est le niveau de langue qu'il m'exige. Est-ce le B1, le B2, le C1 ou bien ces deux tests-là? Mais en général, c'est à partir du B2. Et maintenant, ceux qui veulent faire au pair, c'est le niveau A1. Mais des fois, il y a certaines familles d'accueil qui exigent que la candidate ou bien le candidat ait le niveau A2. Mais au niveau de l'ambassade, le A1 suffit pour faire au pair. Pour le volontariat, il y a certains aussi qui acceptent le A2 et d'autres carrément exigent aussi le B1. Donc, volontariat, A2, B1, ça passe aussi. Maintenant, où trouver des informations? Nous avons le portal Make It in Germany. C'est un portal qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations si vous avez un projet de voyage sur l'Allemagne. Même pour la recherche d'emploi et des domaines professionnels, vous pouvez trouver ces informations sur le portal Make It in Germany. La réglementation en matière d'entrée et de visa, il y a toutes ces informations-là. La reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères,
même pour apprendre l'allemand. Même sur les faits sur la vie en Allemagne, il y a toutes ces informations-là sur le portal Make It in Germany. C'est le site officiel, le portal officiel que nous utilisons souvent pour expliquer les choses à nos participants. Et sur ce portal, nous avons le KickCheck. Le KickCheck vous permet de vérifier vos possibilités de trouver une place de formation en Allemagne ou bien vos possibilités de gagner une place de travail en Allemagne. Donc, si vous cliquez sur le KickCheck, vous allez voir, c'est écrit « En Allemagne, je souhaiterais ». Donc, si c'est suivre une formation professionnelle, vous cliquez sur ça. Si c'est travailler en Allemagne, vous cliquez sur ça. Et quand vous le faites, vous allez recevoir des offres dans le domaine dans lequel soit vous voulez faire votre formation professionnelle, soit vous voulez travailler. Et maintenant, pour notre site de vivre et travailler en Allemagne même, je vais vous laisser découvrir un peu ce site. C'est ça, notre page de vivre et travailler en Allemagne, côté Institut de Lomé. C'est ça, les événements que nous avons eus, apprendre à apprendre, expression de la vie quotidienne et professionnelle, des séances d'information, nos offres, comme je viens de le dire, les contacts, nous sommes deux sur le projet. Il y a mon assistant, M. Ten Sonu Kumana Damoru. Et nous avons des offres en ligne, Mein Weg nach Deutschland, Mein Deutschland Help. Et ici aussi, nous avons un portail très important, Alumni Portal Deutschland. Sur le portail des anciens étudiants d'Allemagne, vous pouvez vous mettre en réseau avec des personnes qui se préparent également à s'installer en Allemagne ou qui vivent et travaillent déjà en Allemagne. Là aussi, c'est très important pour ceux qui veulent étudier en Allemagne. Et ce n'est pas encore fini. Nous avons la suite de notre projet là en Allemagne qui s'appelle Übergang Management. Nous sommes la pré-intégration, Vor-Intégration, et maintenant il y a une suite en Allemagne qui s'appelle Übergang Management. Et là, nous avons les villes Common Coach. Nous avons les villes Common Coach. Donc, si vous venez à nous, vous vous inscrivez gratuitement et vous participez à nos programmes. Une fois que vous avez le visa, nous transmettons vos coordonnées à ces villes Common Coach-là, selon la région dans laquelle vous voulez vivre en Allemagne. Et eux, ils prennent la relève aussi en vous accompagnant dans divers domaines en Allemagne. C'est ça, les villes Common Coach. Ici, vous avez les villes Common Coach. Si vous allez sur le site, vous allez voir même leurs photos, leur nom. Il y a aussi leur adresse des fois. Et vous pouvez vous adresser à eux en cas de besoin. Et je reviens maintenant sur la présentation. Madame Folly, vous avez épuisé il y a longtemps votre temps. Hein? Ah, ok, je suis aussi presque à la fin, Dr. Festus. Je suis presque à la fin. C'est très important de passer ce message. Je suis presque à la fin. Donc, comme je le dis, le projet est cofinancé par l'Union européenne. Nous sommes les pré-intégration, for-intégration, Übergang Management qui prend la relève en Allemagne. Et c'est un projet de tous les Goethe-Instituts du monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Folly, pour votre présentation. Je pense que vous avez donné des informations très, très importantes et ces informations-là vont aider les participants, d'autant plus que la plupart, ou bien je dirais la quasi-totalité de vos services sont gratuits et ces services-là sont préfinancés par d'autres organisations, notamment l'Union européenne. Donc là, il appartient maintenant aux panélistes de vous approcher. Et dès qu'ils vous approchent, vous avez, à mon avis, l'essentiel des informations qu'ils souhaitent avoir et vous allez les accompagner pour qu'ils puissent arriver à bon port pour leur projet. Merci beaucoup, Madame Atou. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à
M. Manyangou. M. Manyangou est le représentant des délégués pays HTCE au Conseil des Togolais de l'extérieur. Il va nous parler un peu des soutiens que vous êtes supposés avoir auprès de la communauté togolaise sur place en Allemagne et aussi auprès du HTCE qui est une institution établie par le gouvernement togolais pour pouvoir supporter les Togolais à l'extérieur. Monsieur Manyangou, vous avez la parole. Ouais, salut tout le monde, salut tous les Togolais de tout horizon, de tout azimut. Bienvenue à notre séance d'information où nous avions eu la chance d'être invités par notre aimé Monsieur Festus Famikoué. Voilà, je me nomme Lido Manyangou, je suis le chargé des affaires générales de 4 pays, Allemagne, Pologne, République tchèque et Autriche. Donc, je suis envoyé par mes aînés, les 2 délégués pays, dont Godwin, Dropenou et puis Sultan. Voilà. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Quelques jours. Je vais voir. Bon, excusez-moi. Non, pas vraiment. Ça ne vient pas? Non, pas encore. Il y a une petite difficulté là pour pouvoir le partager. Là, je pense que vous repartagez votre écran. Maintenant, je pense qu'il va falloir drag and drop votre présentation ici et on pourrait la regarder. C'est bon? Vous avez déjà partagé? Non, non, non. Là, vous repartagez autre chose, pas encore ce que nous voulons vraiment voir. Ouais, vous allez voir tout de suite. Je m'excuse. D'accord. Parce que c'est comme on dit, les nouvelles donnent là qui sautent à chaque moment là. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Ok, je pense que c'est bon maintenant. Ok. Donc, voici notre présentation. Donc, notre thème s'agissait de l'apport du HCTE pendant votre premier séjour en Allemagne. Voilà. Donc, à la toute première page. Voilà. Ici, nous avions eu à mettre une photo qui montre le vivre ensemble, le partage d'une identité culturelle commune. Voilà. Et cela nous amène à la toute première page qui fait partie de la partie 1, dont je vais un peu développer. Qu'est-ce que la HCTE? Le HCTE, c'est le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Donc, et le HCTE se trouve dans tous les pays où tous les Togolais vivent, surtout à l'extérieur. Donc, ici en Allemagne,
où nous sommes là en toute effectivité pour accompagner tous les Togolais dans tous les efforts d'intégration. Voilà, voici quelques points de notre intégration, les objectifs de ce que nous mettons au devant. Donc, d'abord, le premier point, avoir un répertoire des principales associations togolaises et des leaders d'opinion dans la communauté togolaise. Donc, ici, en Allemagne, par exemple, nous avions plusieurs communautés qui sont réparties sur toute l'étendue du territoire allemand. Et en Pologne aussi, on a aussi d'autres communautés, toujours les Togolais, qui sont aussi là-bas. Et nous essayons de les mettre toujours en interaction à travers les échanges culturels et les opportunités dont l'État togolais nous présente. Voilà. Le deuxième point, c'est organiser des rencontres directes avec les Togolais de l'extérieur qui comptent ou sont influenceurs dans les milieux togolais. Donc, inclusion et proximité. Donc, nous essayons d'une manière de coordonner tout ce que les associations essaient de faire dans toutes les régions et créer un programme annuel de ce que des activités que les associations mettent au programme. Et de là, informer, informer tous les Togolais qui se trouvent dans une région donnée, de s'orienter et de pouvoir bénéficier de tous ces programmes-là. Donc, permettre à la diaspora d'être les premiers investisseurs au Togo. Donc, c'est de montrer, de permettre aussi à beaucoup de personnes, à beaucoup d'entrepreneurs, de pouvoir avoir à retourner vers leurs racines, essayer de pouvoir mettre en place des micro-projets, pouvoir nous aider à mener aussi notre pierre à la construction de notre Togo meilleur. Voilà. Et il y a l'autre point, faciliter les collaborations avec l'ambassade du Togo en Allemagne. Donc, cela va sans dire, nous sommes encore un pont, je peux dire un pont entre les Togolais vivant en Allemagne et, comme on dit, et l'ambassade du Togo en Allemagne. Donc, s'il y a des informations qui sont là un peu cachées, nous récupérons ces informations et nous essayons de discuter aussi avec l'ambassade du Togo en Allemagne pour essayer de trouver, comme on dit, essayer de trouver des réponses à toutes ces questions. Donc, faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, cela nous amène maintenant à la partie B, oui, où je vous laisse voir déjà comment un des meilleurs sites touristiques qui accueille tout le monde ici en Allemagne comme exemple. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est ça qui est l'intégration. Voilà. Donc, l'intégration, nous avions eu par expérience à savoir qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Togolais qui affluent vers l'Allemagne et par moments sont délaissés par ceux qui les aident à arriver ici. Bon, j'ai eu à apprendre qu'il y a certaines personnes qui essaient déjà et qui essaient déjà d'aider ces personnes à pouvoir mieux s'intégrer, à pouvoir trouver aussi sur quoi se focaliser pour éviter de tomber sur des problèmes néfastes ici en Allemagne. Donc, ici, nous avions mis en place certains types qui pourraient permettre à un Togolais lambda qui quitte, par exemple, le Togo pour arriver ici sur cette terre allemande, de pouvoir vraiment être informé sur tout ce qu'il y a comme rouage ici en Allemagne, et nous l'aidons aussi à s'orienter, surtout comme je l'avais dit déjà, vers les associations ou bien les autres groupements de Togolais et pouvoir trouver une source de motivation pour pouvoir avancer. Parce qu'ici en Allemagne, ce n'est pas du tout facile de délaisser sa famille, de quitter sa famille et puis venir vivre une vie solidaire. C'est ce que nous disons ici. Voilà, donc on aide toutes ces personnes à pouvoir s'adapter à la nouvelle exigence de l'Allemagne. Parce que ce que nous vivons à travers les médias, ce n'est pas ce qui se trouve sur le terrain. Il y a vraiment de l'actualité et qui tire vraiment. Vraiment. Après, nous avions un autre point aussi de l'action à l'impact.
de l'action en impact, aussitôt informé, aussitôt avoir eu, comment on dit, une ligne d'orientation et aussitôt avoir eu à s'adapter, cela nous permet de pouvoir voir en tous les Togolais des potentielles personnes qui ont des talents ou bien certaines synergies pouvant aider vraiment à meubler la part de l'entrepreneuriat, surtout au pays. Donc, motiver plus de personnes à avoir plus d'impact à travers leur leadership sur notre petit pays, le Togo. Donc, amener ces personnes à pouvoir vraiment investir, à pouvoir vraiment intégrer le social et boucher quand même ces petits trous de l'emploi. Je dis petit trou, mais il n'y a jamais de petit trou, c'est plutôt un grand trou de l'emploi. Voilà. Donc, et ici aussi, le HCTE vous amène aussi sur tous les plans de réussite. Donc, nous sommes là pour vous conduire et nous demandons à tout le monde, toute personne qui osera, c'est oser, parce qu'on ose et on voyage, toute personne qui aura cette ambition, qui nourrira cette ambition de pouvoir voyager, aussitôt arriver sur ce territoire allemand, essayez quand même de demander des informations aux assos et si ça ne passe pas, essayez de joindre le HCTE. Parce que, suivant ce que nous avions eu comme information, il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur coin, se stressent, et lorsqu'il y a des problèmes, ils ne savent pas à quel sein s'ouvrir. Et par expérience, comme je le dis, nous avions des personnes qui sont là et finissent, par exemple, le FSJ ou bien le POFD, c'est le volontariat, en parenthèse, et qui ne savent pas dans quel métier s'orienter, ou bien ne savent pas à quel moment il faut postuler pour autre chose. Parce que quand on vient avec le OPA, c'est pour un temps donné, après il faut faire le volontariat, pour un temps donné, après faire maintenant la formation, et après la formation, il faut travailler. Donc c'est pour amener les gens à savoir quand est-ce qu'il faut postuler pour telle chose, et ça va jusqu'à quel coup, pour commencer encore pas postuler pour autre chose, pour éviter de tomber sur beaucoup de problèmes que les Togolais, auxquels les Togolais sont confrontés, qui sont les problèmes de où des fois nous recevons des coups de fil, j'ai fini la formation, mon visa a expiré et on me dit de retourner au Togo. Que faire? Donc ça nous met dans le doute et des fois même c'est pour nous demander d'essayer de joindre l'ambassade du Togo en Allemagne pour eux. Et c'est ce que nous voulons vraiment éviter. Donc, si vous nous rejoignez un peu plus tôt, vous rejoignez les associations aussi un peu plus tôt, cela nous amènerait à éviter tous les problèmes qui sont sur ce territoire allemand. Et ça nous évitera aussi, ça va nous épargner beaucoup de temps aussi. Voilà. Donc, si vous venez ici, donc nous sommes là, nous vous aidons à adhérer à une association dans votre région donnée, parce que dans chaque région, il y a des associations qui sont là pour vous. Et nous vous aidons aussi à vous réseauter. Savoir, je suis ici dans telle région, qu'est-ce que j'ai comme atout, qu'est-ce qui m'aidera, et si je veux faire tel, où est-ce que je peux aller. Donc ça nous permet quand même de pouvoir vous donner toute une information pour vraiment être à l'aise dans ce pays et éviter le stress que nous créons nous-mêmes sans le savoir. Voilà. Et nous faisons aussi une assistance en cas de nécessité. Par exemple, il y avait un Togolais qui avait un problème en tout temps, elle était venue pour le opéra et après c'était des bagarres avec la dame chez qui elle est venue pour le opéra. Des bagarres jusqu'à on lui dit prends bagage et sort de la maison. Donc on a eu à faire une intervention, je ne vais pas dire féroce, mais on a eu à le faire sortir de là et à trouver une nouvelle famille. Donc si vous êtes toujours en contact avec nous, et beaucoup de trucs, on aura quand même à éviter tous ces genres de problèmes. Donc, je mets aussi en rouge ici la boîte d'information. Nous sommes une boîte d'information pour vous. Ce que vous n'arriverez pas à trouver auprès de votre communauté qui est à côté de vous, ici en Allemagne, essayez de venir vers nous. Nous sommes aussi, comment on dit, votre comment on dit, oreille auditive pour vous aider quand même à trouver une solution à tous vos problèmes. Voilà. Donc, attention. Voilà. Donc, je ne veux pas
me dire que je vais pas me laisser la tâche de vouloir monopoliser toute une parole, et je crois que j'ai dit ce qui est important. Si vous venez ici en Allemagne, vous avez la chance de venir ici en Allemagne, dites-vous, il y a un travail qui se fait et en amont pour éviter que vous ne tombiez dans les mailles du filet que l'Allemagne a fait déposer ici. Donc, nous vous souhaitons une bonne planification de voyage. Au cas où vous arriverez ici en Allemagne, n'hésitez pas à prendre contact avec le HCTE. Nous sommes là et nous sommes là pour vous aider. Bon, je crois que j'ai un peu de temps, je vais profiter pour faire la publicité. Il y a des Togolais qui sont aussi dedans, ils sont ici en Allemagne. Donc, avec l'ambassade de l'Allemagne, donc nous organisons déjà une porte ouverte. C'est ça, c'est le travail que nous faisons aussi pour vous permettre de renouveler votre passeport ici à Munich. Donc, je vais quand même faire l'effort de vous laisser tous les détails là auprès de notre modérateur, Monsieur Foxo Tamokoué. Donc, il va essayer de vous laisser toutes les informations pour que, si vous voulez renouveler votre passeport, vous êtes aussi en Allemagne, vous pouvez le faire à travers notre billet à Munich à partir du mois de novembre, le 4 et 5 novembre. Merci, merci pour tout. Et s'il y a des questions, donc vous pouvez nous revenir après. Je vous remercie. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Manyamou, pour votre brillante présentation, et merci aussi pour les détails concernant le support du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur en Allemagne et en République tchèque et en Autriche. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Monsieur Akpable. Monsieur Akpable, le représentant de l'ambassade du Togo ici en Allemagne, du moins pour cette séance, pour ce meeting. Monsieur Akpable représente Monsieur le chargé de l'ambassade du Togo en Allemagne à Berlin. Monsieur Akpable, vous avez la parole. Oui, merci, Dr Festus, de m'avoir donné la parole. J'espère que vous m'attendez, s'il vous plaît. Nous vous entendons, mais nous ne vous voyons pas. Oui. Faites-nous grâce de... Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Akpable. Bien, oui. Bon, je prends la parole au nom de Monsieur Kofi Rodrigue Roussido, le chargé d'affaires de l'ambassade du Togo à Berlin. Et nous, malheureusement, nous n'avons pas un PowerPoint à présenter. Et en son nom, je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de cette conférence webinaire, une troisième édition, qui permet d'apporter beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments utiles à nos concitoyens et qui décident de migrer, étudier et travailler en Allemagne. Mes chaleureuses salutations vont également aux panélistes et à tous les participants à cette conférence. Comme dit, le thème qui est dédié à l'ambassade, bien sûr, veillant à son intérêt régalien qui est la représentation du Togo en Allemagne et dans les juridictions auxquelles elle a compétence, l'ambassade veille aux intérêts de sa communauté, de sa forte communauté ici en Allemagne, et joue un rôle de conseiller, notamment en appelant au respect des lois en vigueur en République fédérale lorsque ses compatriotes qui y vivent, afin d'avoir une bonne similitude avec les lois allemandes.
Bon, l'ambassade également, nous le savons bien, a des services consulaires qui permettent de renouveler les papiers administratifs ici en Allemagne, et notamment le renouvellement des passeports, la délivrance de cartes consulaires. Il y a également une équipe mobile de l'ambassade qui se déploie dans plusieurs régions pour aller vers les résidents, les Togolais résidents qui souhaitent renouveler leurs papiers. Nous avons également à l'ambassade un rôle très important qui consiste à conseiller nos compatriotes à s'enregistrer une fois leur arrivée en Allemagne dans leur localité respective, notamment dans les mairies de leur localité, dans les 2 premières semaines de leur arrivée. Et tout ceci, c'est pour assurer une bonne intégration de nos concitoyens. Donc, comme le chargé des affaires de HTC du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur venait de dire, l'ambassade veille vraiment à ce que les intérêts de ses compatriotes soient vraiment pris en charge. Nous allons également aussi demander à nos concitoyens que l'ambassade a ses portes vraiment ouvertes, ses numéros disponibles, et pour accueillir ou bien recueillir les préoccupations des concitoyens afin de trouver des solutions adéquates. Donc, il faut savoir que l'ambassade est là, mais beaucoup de concitoyens ne la sollicitent pas. Donc, c'est une invitation à l'endroit de nos concitoyens. Et vu la forte communauté qui réside en Allemagne, s'il n'y a pas la communauté allemande, communauté togolaise résidant en Allemagne, nous n'aurons pas une ambassade. Donc, l'ambassade est là, il faut la solliciter vivement ses services consulaires pour les préoccupations différentes. Donc, nous allons plutôt laisser la charge aux concitoyens de poser des questions au moment venu afin de porter une attention particulière à chaque préoccupation. Donc, je voudrais terminer ainsi et souhaiter une bonne suite du déroulement de cette conférence. Merci. Merci beaucoup, M. Apable, le représentant chargé des affaires du Togo en Allemagne. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Et là, nous allons arriver sur une dame, Madame Ewa Megobonu. Elle est doctorante en nanotechnologie environnementale. Elle fait actuellement son doctorat ici en Allemagne. Elle va nous parler de ses expériences. Donc, le titre de son thème, le thème qu'elle a développé, qu'elle va nous faire une présentation maintenant, s'inspirer de l'expérience de ceux qui ont osé. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous autres nous sommes ici, c'est parce que nous avons osé. Et nous vous invitons à oser aussi. Et si aujourd'hui vous êtes participant à ce webinaire, c'est parce que vous voulez oser. Alors, sans plus tarder, Madame Ewa Megobonu, vous avez la parole. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Nous vous attendons 5 sur 5, madame. D'accord, ok. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon écran? Nous voyons votre écran, madame. D'accord, ok. Là, je vais sur OK. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée de partager mon expérience. D'abord, je vais dire que je vais pas, en fait, mon expérience se base plus sur le parcours depuis le début de mon projet, en fait, comment j'ai eu le projet, comment ça s'est passé jusqu'à ce que je ne sois en Allemagne. C'est vraiment
un humble parcours, pas parcours de super-héros, mais voilà, c'est juste pour donner une idée à tout le monde qui a un projet de voyage et peut-être qui est déjà ici aussi pour les études. Alors, je vais me présenter. Je suis Madame Ruth Amenuvela Ewame, épouse Vovonu. J'ai 27 ans et je suis actuellement doctorante en sciences de l'environnement et de l'eau, particulièrement en train de travailler sur les nanoparticules et les pollutions. Et je suis assistante de recherche à l'université de Jena, ici en Allemagne. Je suis aussi chargée de programme et défenseuse du concept One Health au Pan-African Research Center for One Health. Alors, je vais tout d'abord commencer à parler de mon parcours qui peut paraître un tout petit peu ennuyant, mais très important parce que j'ai un message à donner par là. Et je commence par dire que en 2014, j'avais obtenu mon baccalauréat deuxième partie, série D, à Takpamé. Ensuite, je suis venue à Lomé où j'ai été admise à l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires à l'université de Lomé, où j'ai eu ma licence professionnelle en génie de l'environnement et de l'eau. Et pendant ce temps, en fait, j'ai effectué 2 différents stages, un premier de 2 mois, un deuxième de 6 mois, des stages non rémunérés, où j'avais même prolongé moi-même pour poursuivre en termes de curiosité, avec quelques petits sujets de recherche et tout ça. Et ensuite, j'ai repris une licence 3 scientifique, bon, pas professionnelle, scientifique en sciences de l'environnement à l'université de Perpignan en France, ce qui m'a permis d'accéder à un master en France également, mais encore dans une autre ville, à Cergy Paris Université, où j'ai fait un master de première année de master en sciences de l'environnement. Et pendant ce temps aussi, j'ai fait un stage professionnel parce que là, c'était plus un master professionnel, le master 1, où j'ai effectué un stage de 4 mois également. Et ensuite, je suis partie refaire ma deuxième année de master en gestion des sols, déchets et sites pollués, qui est aussi une branche, en tout cas, des sciences de l'environnement à Aix-Marseille Université, toujours en France. C'est-à-dire que j'ai fait 3 villes différentes. Et là aussi, j'ai effectué, en fait, c'était mon dernier stage de recherche que j'ai effectué là de 6 mois. Et bon, après ça, justement, en 2022, là, j'ai été admise ici en doctorat sur les questions de pollution des eaux souterraines et avec un contrat en tant qu'assistante de recherche à l'université. Et durant tout ce parcours-là, depuis 2014 jusque-là, j'ai l'habitude de m'engager dans différentes associations. J'ai vraiment un esprit assez ouvert, je suis assez curieuse. Je suis très bon relationnel, je maintiens de très bons contacts. J'ai des amis très motivés, je maintiens toujours des contacts avec mes professeurs et tout ça. Et actuellement, ce parcours que je présente, pourquoi j'ai présenté le parcours assez détaillé comme ça, parce que je vais parler de ça après. Ça montre déjà que j'ai un parcours un peu, j'ai changé de milieu, j'ai repris certaines choses et tout, mais vous allez remarquer que je reste toujours dans une logique, toujours les sciences de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a une logique quand même dans le parcours. Et des fois, je changeais de ville. Par exemple, les licences, j'ai fait dans différentes villes, les 2 années de master dans différentes villes, parce que l'objectif que j'étais en train de poursuivre, je veux toujours faire quelque chose qui se rapproche de mon objectif. Donc, des fois, je change. Je me dis, OK, à Marseille, par exemple, je peux faire des recherches facilement. Donc, OK, je vais là et tout. Donc, voilà quoi, un tout petit peu. Et j'ai aussi fait des stages, comme j'ai dit, durant tout le parcours, même si des fois, c'était des stages pas du tout payés, je faisais quand même, mais j'étais très curieuse, je poursuivais moi-même les recherches et tout pendant mes stages et tout ça. Et alors, ensuite, pour ce qui concerne mon projet d'études en Allemagne, je vais parler un peu du processus. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Allemagne? Parce qu'en fait, depuis longtemps, j'étais du genre, OK, j'essaie de voir tout ce que les Allemands ont fait au Togo. Je me dis, OK, ils sont vraiment une référence en termes de rigueur et de qualité. Tout ce qu'ils font, en tout cas, ça dure, c'est très bien. Et je refais aussi également des recherches. J'écoute des gens parler, des gens qui sont des fois déjà ici et tout, qui disent, oui, les sciences sont vraiment avancées ici, la technologie, surtout l'environnement. Les Allemands se préoccupent beaucoup de l'environnement et tout ça. Et je voulais aussi essayer un nouveau système, en tout cas différent du système francophone. Donc voilà pourquoi j'étais, OK, l'Allemagne, quoi, depuis longtemps quand j'étais à Lomé. C'est vrai que si vous remarquez un peu dans le parcours, c'est plutôt en 2022 que je suis venue en Allemagne. Ça veut dire que j'ai fait vraiment d'autres parcours avant d'arriver en Allemagne quand j'ai quitté Lomé. Et j'explique pourquoi.
Alors, comment est-ce que j'ai commencé? C'est-à-dire déjà en 2018, quand j'étais en dernière année de licence à Lomé, j'ai fait un prêt pour débuter mes cours de langue jusqu'au B1 à Goethe Institute. Je dis prêt parce que, enfin, ça aussi, c'est vraiment important pour ceux qui ont des projets, qui sont à Lomé, qui ont des projets. C'est vrai que j'avais des difficultés financières. OK, ma famille ne pouvait pas financer ces cours pour moi et tout parce que déjà j'ai des difficultés financières et tout. Mais c'est vrai que j'avais quelques personnes qui venaient de bouger, qui sont parties à l'extérieur et tout, mais qui ont besoin de temps de s'installer. Je pouvais pas mettre mon espoir sur eux. Donc, je me suis tournée vers un proche chez qui j'ai fait un prêt où j'étais sûre que, OK, même si c'est après quelques années, j'allais le rembourser. La personne a accepté, m'a fait le prêt. Donc, pour dire que des fois, quand on a le projet, il ne faut pas forcément se dire, on n'a pas de moyens, ma famille n'a pas de moyens, ou bien je vais plutôt regarder des gens qui sont déjà en Europe, dire, OK, il faut financer mes trucs pour moi et tout. Non, mais on peut commencer et après, des gens vont nous soutenir. Donc, ça aussi, c'est vraiment très important de prendre en compte. Voilà pourquoi je le précise. Et après, j'ai fait le B1 à Goethe Institute en 2018, là. Et ensuite, j'ai eu quelques obstacles. Déjà, durant le parcours, quand je faisais les cours de langue, c'était un peu compliqué parce que j'étais encore en ma dernière année de licence à l'Université de Lomé. J'avais un programme très saturé. Je faisais mon stage de fin de formation. J'allais au cours du soir à Goethe. Et j'avais des défis financiers, c'est-à-dire que j'étais obligée de faire des activités secondaires, des petits trucs que moi-même j'avais déjà l'habitude de faire et tout. Je faisais pour avoir un peu d'argent à côté, c'est-à-dire que c'était vraiment chargé de ouf. Mais j'ai quand même gardé l'objectif en vue. Et ensuite, bon, je vais dire heureusement, mais encore malheureusement, après le B1 et après avoir aussi obtenu ma licence là, l'année là, j'ai eu une admission dans une université allemande ici. Et ensuite, j'ai eu une bourse de la DBS, en fait, pour associer à cette admission-là où j'avais le droit de demander le visa à l'ambassade d'Allemagne. Malheureusement, on m'a refusé. On a même refusé de recevoir mon dossier à l'ambassade. Je ne sais pas, ce sont des questions de confiance parce que la bourse de la DBS, il fallait OK et tout. L'accord n'était pas là en fait, donc c'était compliqué qu'ils comprennent que je pouvais aller avec cette bourse en Allemagne. Donc là, il faut vraiment trouver une alternative pour que je ne perde pas aussi la bourse. Heureusement pour moi, en fait. Là, maintenant, je vais dire quoi? J'avais déjà un défi à relever parce que le jour qu'on m'a refusé, on a refusé mon dossier, je me suis dit, OK, c'est un défi pour moi parce qu'on ne te fait pas confiance et tout. Pour moi, c'est pas vraiment ça. Donc, il faut relever le défi, il ne faut pas baisser les bras, mais il faut que j'aille peut-être rehausser mon niveau pour demander le même visa. Enfin, je n'étais pas découragée. Je me suis dit, je vais redemander le même visa, peut-être même dans la même ambassade. Et je vois que je suis très sûre que ça doit aller, en fait. Donc, en ayant ça en vue, je me suis dit, OK, je peux quand même si ça n'a pas marché, trouver une alternative en attendant. Donc, heureusement, la même année, j'avais aussi une admission en France. Et donc, j'ai demandé à la DBS de faire le transfert de bourse pour moi, en fait, de l'Allemagne vers la France. Heureusement qu'ils ont accepté. Donc, je suis partie en France. C'est là que j'ai repris ma licence 3 en France et tout, et j'ai continué. Et en France, j'avais toujours l'objectif en vue parce que pour moi, c'était l'Allemagne. Je voulais vraiment essayer un autre système que le système francophone. Donc, c'était l'Allemagne. Donc, j'avais l'objectif en vue. Je cherchais souvent des universités allemandes qui font des cours peut-être en anglais parce que en étant en France, c'est difficile pour moi d'améliorer mon allemand et tout. Donc, je faisais des cours d'anglais avec la bourse que je recevais. Je finançais aussi des cours d'anglais à côté et tout. J'améliorais mon anglais. Voilà, quoi, j'ai vraiment persévéré. Les gens que je connaissais déjà en Allemagne, même ceux qui sont en France, me décourageaient parce qu'ils disent, ouais, c'est pas si simple pour toi de faire comme ça le système et tout. Certains disent, oui, en France, t'es déjà bien, pourquoi est-ce que tu veux bouger? Donc, il y avait tout ça. Mais pour moi, j'avais un défi à relever parce que cette confiance-là qu'on avait manqué en moi, je me suis dit, non, il faut que je reprenne encore pour que ça donne le contraire, quoi. Donc, j'ai toujours continué à persévérer. Et heureusement pour moi, pendant que je faisais tout ça, que je cherchais les opportunités, j'ai aussi rencontré mon partenaire de vie, Emmanuel Bouvonou, qui aussi avait fini ses études en France, voilà, qui a eu un peu d'expérience en France et qui est venu en Allemagne pour un programme de GIZ là, et puis qui est resté en Allemagne. Donc pour moi, la motivation a augmenté parce que je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui me motive, quelqu'un qui me dit oui, c'est possible et tout. Par contre, le mariage, je l'ai fait que quand je suis arrivée en Allemagne, pour préciser ça, parce que je n'ai pas vu la personne et puis je me suis mariée pour venir en Allemagne, non. Mais j'ai toujours poursuivi mon objectif de venir continuer les études ou bien le travail ici avant de me marier. Donc, ça continuait. Bon, la motivation était là. Et heureusement pour moi, là, l'année, là, j'ai trouvé l'opportunité parce que quand j'étais en stage de recherche, là, à Marseille, mon prof, parce que chaque fois, je lui disais, moi, je veux continuer en Allemagne et tout, quand bien même j'avais l'opportunité de continuer la thèse avec lui, je lui ai dit non, je vais aller en Allemagne. Donc,
Il a juste vu une offre là qui correspondait à ce qu'on faisait et puis c'était en Allemagne et il m'a dit mais tiens ça tu peux réussir et tout et j'ai essayé, c'était le premier essai que j'ai fait, heureusement qu'on m'a reçu et donc j'ai eu ce contrat là de thèse que je suis en train de faire actuellement par le biais de mon prof. Et là, je suis juste retournée pour demander le visa au Togo. Je suis retournée au Togo, bien sûr, dans la même ambassade. Et c'était très simple. Juste après 2 jours de dépôt, j'ai eu mon visa et je suis venue en Allemagne. Donc, une fois en Allemagne, c'était vraiment pas... Enfin, déjà, le stress de début, les langues, parce que mon projet, c'était en anglais. Mais comme quelqu'un le disait tantôt, on apprend l'anglais, mais quand on arrive, les réalités, c'est chose... Et le background scientifique, il y a beaucoup de choses. Donc, la langue, ce n'est pas forcément ce que tu maîtrises. Donc, il me faut vraiment un peu de temps pour pouvoir maîtriser tout ça, l'allemand. Aussi, avec les techniciens de labo, il faut parler l'allemand. Donc, c'était vraiment tout un défi. Le stress était de ouf. Mon projet de recherche qui était là, j'avais un temps vraiment limité. Enfin, le temps, c'est vraiment le temps, quoi. Donc, je dois vraiment faire les choses. En tant qu'assistante de recherche, je dois aussi encadrer des étudiants et tout ça. Donc, c'était vraiment de ouf le stress au début. Et j'ai pris juste des mesures. Comme je l'ai dit, je suis très ouverte et aussi humble pour apprendre. Donc, j'apprenais continuellement avec mes collègues. Je demandais j'étais vraiment très ouverte. Si je ne connais pas quelque chose, je demande. Je n'hésite pas du tout à vraiment faire des recherches aussi moi-même et tout ça. Je me suis vraiment acharnée au travail parce que j'avais un temps d'essai de 6 mois. Je pouvais désister si ça ne va pas, mais je me suis dit non, il faut aller jusqu'au bout. Donc, j'ai aussi amélioré mon anglais et là, actuellement, c'est top. Donc, j'ai fait tout ça dans un bref délai et puis bon, voilà. Et aussi, j'ai eu des soutiens. Comme je l'ai dit, après être arrivée ici, je me suis mariée. Donc, mon mari qui était là, il a aussi été un très grand soutien pour moi durant tout ce parcours-là. Et voilà. Mes amis, comme je disais, j'ai précisé que j'avais des amis assez motivés parce que c'est très important. Ceux qui m'entouraient aussi ont contribué au fait que j'avance parce que ce sont des gens qui ne me découragent pas, mais qui m'ont encouragé. Ma famille, mes collègues, que j'ai beaucoup appréciés, sont des Allemands, la plupart sont des Allemands, mais qui m'ont beaucoup encouragé. Et c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé et tout. Et avec ça, je continue de persévérer et puis je fais de progrès. Actuellement, je suis dans ma dernière année de thèse et puis bon, voilà quoi. J'ai quand même avancé. Et voilà. En somme, je vais dire que j'ai présenté le parcours avant et après pour dire que, pour montrer que c'était pas un parcours assez simple, que ce soit problème financier, que ce soit des challenges de part et d'autre, de visa, de tout ça, mais c'était vraiment challengeant. Et j'ai quand même trouvé d'alternatives parce que des fois, quand l'objectif, on ne peut pas l'atteindre directement, il faut aussi chercher des alternatives, mais tout en ayant l'objectif en vue. Mais qu'est-ce qui te permet d'aller plus facilement que ce que tu vois actuellement comme obstacle et tout. Donc, il faut aussi chercher des alternatives quand c'est challengeant. Mais surtout, avoir le logique dans le parcours parce que j'ai fait les sciences de l'environnement, puisque avant qu'on me reçoive pour cette thèse, il faut aussi, des fois, on va à l'ambassade aussi, on nous refuse le visa parce que le parcours, il n'y a même pas de logique. Peut-être tu as fait une série là, après tu vas faire une université privée, tu fais quelque chose qui ne correspond pas. Après, tu changes, tu fais des choses où ça ne prouve pas que tu as vraiment un objectif. Ça peut aussi bloquer le processus. Donc, il faut vraiment la logique. Même quand on change de choses et tout ça, il faut rester toujours quand même dans la logique. Donc, c'est pourquoi j'ai présenté le parcours pour montrer un peu la logique. Et j'ai fait des stages pratiques qui sont en cohérence avec le parcours que je faisais. C'est aussi très important. Donc, avoir vraiment de l'expérience parce que quand on arrive ici, l'Allemagne, c'est vraiment un pays où la pratique est vraiment encouragée. Donc, avoir fait des stages, j'ai aussi parlé de ça pour montrer comment ça m'a beaucoup aidé après quand je suis arrivée ici. Donc, faire des stages pratiques, chaque fois, même si ce n'est pas payant, ça vous donne de l'expérience, ça vous prépare aussi pour l'Allemagne si vous avez le projet de venir en Allemagne et tout ça. Être passionné par ce qu'on est en train de faire, avoir surtout la foi, même quand les gens vous découragent et tout, rester motivé, avoir le courage d'affronter les choses parce que des fois, ce n'est pas si simple. Donc, avoir le courage et tout ça. Et être ouvert d'esprit quand vous arrivez dans un pays où, genre, tout est nouveau. Il ne faut pas vraiment être timide, il faut être vraiment ouvert d'esprit, demander aux gens qui ont déjà fait, ou bien même les Allemands et tout, quand vous êtes ouvert, je pense qu'ils donnent aussi des informations nécessaires. Et puis, vous engagez dans des activités de plus-value, des activités qui vont vous permettre, même si ce sont des volontariats, des associations et tout, où vous développez encore de nouvelles compétences, vous découvrez de nouvelles connaissances et tout ça.
j'ai toujours gardé de bons contacts, donc c'est très important d'avoir des gens qui vont vous guider vers l'objectif. Et le choix de partenaire m'a aussi aidé parce que j'étais en France, c'était facile pour moi de me marier peut-être en France, mais le fait que je sais que moi, je veux venir en Allemagne pour un objectif, je n'avais pas, l'intention de là. Donc, le partenaire que j'ai choisi aussi m'a beaucoup aidé. Rester optimiste et persévérant, pas de complexe d'infériorité surtout parce que arriver en Europe, déjà quand j'ai commencé en France, à un moment donné, des fois je suis la seule noire dans mon parcours et tout, ça déstabilise, des fois tu maîtrises pas des choses parce que les technologies c'est pas les mêmes et tout, mais le complexe d'infériorité c'est surtout à éviter et se dire qu'on peut apprendre même quand on ne connaît pas, on peut apprendre et être au même niveau que les autres en fait. Et enfin, je dirais, il faut toujours rester motivé, keep learning, genre, continuer d'apprendre chaque jour de nouvelles choses et tout, parce que on ne peut pas, enfin, en tout cas, on ne cessera jamais d'apprendre, quoi. Ok, merci beaucoup de votre attention. Je serai vraiment ravie de recevoir vos questions à la fin. Merci. Merci beaucoup, Madame Ewame Bobonou. C'est toujours un plaisir pour moi personnellement de vous voir en présentation. Et ce n'est pas la première fois. Et je pense que la première fois que je vous ai contacté, c'est après une présentation aussi brillante que celle-ci. Alors, félicitations à vous et à bientôt pour les questions-réponses. D'accord, merci à tous. Nous allons donner la parole à M. Lambert Nayanté. M. Lambert Nayanté est l'un des co-organisateurs de ce webinaire. Les 3 entreprises qui ont financé ce webinaire-là. Et il va nous parler un peu de son parcours et il va nous expliquer plus ou moins comment est-ce que, dans la mesure de nos possibilités, on peut vivre à cheval sur le Togo et l'Allemagne. Parce que certes que vous voulez venir en Allemagne, mais il se pourrait aussi que vous allez arriver et qu'après 1 an, 2 ans, vous allez vous dire que non, ce n'est pas un milieu pour moi, je voudrais plutôt retourner ou bien je veux plutôt vivre à cheval entre les 2 pays. Alors, M. Nayanté, qui a l'expérience dans ce domaine-là, puisqu'il a étudié ici en Allemagne, sa famille ici, vit partiellement à Lomé, partiellement ici en Allemagne, alors il est le mieux placé que possible pour pouvoir nous entretenir sur ce point. Monsieur Nayanté, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me partager mes slides ou bien je le fais directement? Mon ordinateur est en train de déconner. D'accord, Monsieur Olivier. Monsieur Olivier, là. Si Monsieur Olivier ne répond pas. Oui, je suis là. Oui, il faut partager les slides de Monsieur Nayanté, s'il vous plaît. Monsieur Nayanté. Vous l'avez? Je ne pense pas que je l'ai. Ah, je l'ai. Ok, bon, moi je sais. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Ok, allez-y. Un moment. Vous voyez quelque chose si vous voulez? Oui, quelque chose s'est affiché. Bon, okay. Très bien. En bleu et en blanc. Voilà. C'est bon, ça peut aller. Très bien. Je vais joindre ma voix à ma collègue qui vient de passer et je l'encourage beaucoup à continuer dans cette lignée car ce n'est pas du tout facile d'obtenir des visas d'études en Allemagne. L'Allemagne est un pays que nous aimons tous, mais les procédures d'obtention de visa, qui n'est qu'une procédure individuelle, est très complexe et très compliquée. Donc, ceux qui veulent faire cette aventure doivent s'armer de protection divine pour que, quand ils déposent leur dossier, que celui qui va traiter le dossier puisse les accepter rapidement. Sinon, vous pouvez tout amener. Même le certificat de naissance de votre maman, ils peuvent rejeter votre dossier. Donc, sans plus tarder, venons à ce qui me concerne. La diaspora est une force en marche de retour en Afrique.
Lambert Dameto Nayante, agroéconomiste, consultant international et je suis expert en agriculture. Donc, j'essaie de joindre ma... Monsieur Nayante. Monsieur Nayante. Monsieur Olivier. Oui, monsieur le docteur. Là, je n'entends plus monsieur Nayante. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Moi aussi, je ne l'entends plus. Je pense qu'il a un souci de connexion, si je ne me trompe pas, qui devait bientôt revenir parmi nous. Nous avons perdu malheureusement monsieur Nayante. Le temps que monsieur Nayante revient parmi nous, nous allons profiter pour donner la parole à madame Amina Afi Achou, qui est aussi co-organisatrice de l'événement d'aujourd'hui. Je rappelle que madame Achou est ingénieure électronicienne en énergie et électricité. Elle va nous parler des métiers d'avenir en Allemagne. Si vous souhaitez vraiment venir ici, je pense qu'il y a des domaines ou bien il y a des types de métiers dans lesquels vous devrez forcément postuler pour pouvoir augmenter votre chance que le visa vous soit accepté. Donc, madame Achou va nous exposer ces métiers d'avenir là en Allemagne. Madame Achou, vous avez la parole. M'écoutez? Oui, nous vous écoutons, madame. Ok, un moment s'il vous plaît. Partager l'écran. Mon écran se fait voir? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, je ne vais pas retarder. Ok, votre voix ne porte pas assez, madame. C'est pas assez? Oui, maintenant je pense que c'est mieux qu'avant. Laissez-moi changer de micro-voix. C'est mieux? Oui, maintenant c'est parfait. Ok. Désolée. Alors, encore une fois, bonjour de ma part. Je venais de me présenter. Je crois que monsieur Tamakloé m'a présenté aussi. Alors, quels sont les métiers d'avenir en Allemagne? Voilà ma part de mission dans cette cuisine togolo-allemande autour duquel nous réunir ce webinaire. Je l'espère bien fast et digeste à la fin. Et pour ne pas retarder, je me présente encore une fois très court. Je m'appelle Amina Afi Achou. Je suis enfant de Achou et Johnson, un enfant du nord au sud. Je vis à Berlin-Brandenburg, ingénieure chez Mercedes-Benz et la cofondatrice de Togovide et la CEO de London Energy GmbH. Alors, c'est quoi mon programme aujourd'hui? C'est de voir à peu près par rapport au métier d'avenir, quelle est la situation actuelle du marché du travail en Allemagne et dans ce contexte, vous présenter alors les métiers d'avenir. Depuis 2023, le marché du travail en Allemagne est marqué par plusieurs tendances clés.
on a la pénurie de main-d'œuvre, on a la digitalisation et l'automatisation, notamment l'intelligence artificielle. En Allemagne, Künstliche Intelligenz. Au troisième point, on a la transition écologique. L'Allemagne est la pointe de la transition vers une économie très verte. Les métiers liés aux énergies renouvelables, la gestion durable des ressources et la protection de l'environnement sont en forte demande. En allemand, on dit Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Un quatrième point, c'est la forte croissance du secteur des services. Par contre, le secteur manufacturier représente une part décroissante de main-d'œuvre à combler. Au regard de ces besoins mis en place des lois facilitant l'immigration de ces main-d'œuvre qualifiées étrangères. Alors, quelles sont ces main-d'œuvre qualifiées étrangères? Spécialement peut-être pour le Togo. Je me suis rendu compte que l'Allemagne n'a pas prévu un cas particulier pour le Togo. Quand même, pour obtenir le visa pour l'Allemagne, il y a des métiers qui facilitent le processus. Il s'agit en gros des métiers techniques, des métiers main-d'œuvre qualifiés, conformément à la nouvelle loi sur l'immigration de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne. Les métiers d'ingénierie, de techniciens sont bien prisés, mais aussi les professions d'infirmiers et d'aides-soignants sont des métiers qui facilitent le processus de visa. Donc, je me suis rendu compte aussi que pour le Togo, il y a plutôt le cas d'infirmiers, aides-soignants, aussi au pair ainsi que volontaires qui sont plus fréquents. Ouais. Alors qu'on a d'autres exemples qui sont dans d'autres pays. Et ces exemples, c'est quoi? Ici, on voit le conducteur de bus il y a la société MVV de la Bavière de l'Allemagne qui fait venir les Indiens depuis l'Inde pour être conducteurs de bus en Allemagne. Alors, c'est comment le processus? Ils font venir les Indiens en Croatie pour pouvoir faire le permis européen en anglais en Croatie. Et comme c'est aussi moins cher là-bas, après avoir fini ce permis européen, ils peuvent maintenant devenir conducteurs de bus ici. C'est ainsi aussi qu'il y a aussi la ville de Bad Homburg qui fait venir des femmes depuis Namibie comme garde d'enfants. Ce sont des coopérations qu'on peut aussi trouver pour le Togo et qui pourra faciliter l'accès au visa. Donc, par rapport à ça, je reviendrai à l'ambassade et la HCTE, je crois, pour demander mes questions. Est-ce qu'on a des coopérations comme ça avec des sociétés? Comme je disais, aujourd'hui, c'est d'analyser la situation actuelle du marché de travail en Allemagne et de voir dans ce contexte quels sont les métiers d'avenir. Voir aussi les métiers qui facilitent l'accès au visa, voir les métiers à fort taux de formation, les métiers à main-d'œuvre insuffisante, les métiers les mieux payés et les métiers aussi menacés par la digitalisation comme l'intelligence artificielle. Alors, on venait de voir déjà l'accès, les métiers qui facilitent l'accès au visa. Alors, quels sont maintenant les métiers qui sont beaucoup formés en Allemagne? J'avais fait les recherches, moi je pensais plutôt que ce sont les infirmiers, mais à la première place, c'est vraiment les développeurs logiciels, assistants vétérinaires, ainsi de suite. Et il y a mon fils qui disait, plutôt les métiers artisanaux devaient être plus formés en Allemagne et que c'est plus facile. Et je disais, non, plutôt non. Nous, les électriciens, je sais qu'on avait besoin des outils, on avait besoin des habillements spéciaux et tout. Et je crois que c'est ça. Un développeur, il a besoin seulement de son ordinateur et des codes. Je sais qu'il y a des développeurs ici qui vont dire qu'elle parle de quoi là, mais bon, c'est pour dire que il y a des métiers qui sont facilement en formation que les autres. Alors, dans le cas C, je ne veux pas lire maintenant la liste, est là pour relire dans la présentation. On a des main-d'œuvre insuffisantes. Cela veut dire que où la demande est très forte.
Et l'agence de la presse allemande, la DPA, avait fait une recherche qui disait que jusqu'à 2027, on n'aura plus de besoin dans la vente, garde d'enfants, travail social et pédagogique, ainsi de suite. Il y a aussi l'ingénierie, l'informatique, l'électricité. Alors, je dis toujours, même si tu trouves un métier qui est demandé mais qui n'est pas bien payé, ce n'est pas un métier. Alors, par rapport à tous ces contextes, de voir aussi quels sont les métiers les mieux payés. Et on voit à la première, deuxième place les avocats et les médecins. On a à peu près aussi à la quatrième, cinquième place, je crois, les ingénieurs. Je dois dire des fois que ce que les docteurs et les avocats font pour devenir avocat et docteur, c'est plus que ce qu'un ingénieur fait. Et à l'analyse, moi, je préfère être ingénieur dans ce cas. Alors, donc, les prochains critères qui comptaient pour moi, c'est de voir aussi... Madame Achou, les salaires, là, c'est pas moi. Ah oui, j'aimerais gagner moi aussi 70 000 par mois. Ce sont les salaires par an. Excusez-moi. Ce sont les salaires par an et ce sont les salaires bruts. Il faut savoir qu'en Allemagne, ça fait une différence, les salaires bruts et les salaires nets. Oui. Alors, je disais, la critère qui comptait pour moi aussi, c'est de voir les métiers menacés par l'automatisation et la digitalisation comme l'intelligence artificielle. Alors, à l'ère des intelligences artificielles, certains métiers sont appelés à disparaître. L'humain est de moins en moins sollicité pour les exécuter, c'est clair. Il en est ainsi pour les professions de correcteur et de relecture de documents, les emplois caissiers, voire celui de programmeur, traducteur, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec les KI, la tradition, on peut dire parfaite. Oui, donc un traducteur, je crois qu'avant un dolmetscher, avec un document, tu es à 50 à 100 euros, à 150 euros. Aujourd'hui, tout cela, on n'a plus besoin de ça. Alors, mais quand même, avec tout cela, on peut dire que l'intelligence artificielle peut analyser les données, mais elle ne peut pas encore comprendre les émotions ou garder les enfants. Je suis excusée, je suis vraiment désolée. Si ça arrive qu'un jour j'amène mon enfant un robot, elle a dit bonjour madame, votre enfant s'il vous plaît, je ne crois pas qu'on est arrivé là-bas. Alors, c'est pour dire qu'il y a des métiers qu'ils sont moins menacés par l'intelligence artificielle, le métier d'un coiffeur. Bon, je dis coiffeur, peut-être on peut programmer un robot un jour et qui peut, je donne seulement les données et puis il connaît ce que je veux avoir comme coiffure. Alors, garde d'enfants, vraiment garde d'enfants, on n'est pas arrivé à ce niveau que les robots, les KI peuvent garder nos enfants. Donc, la liste continue ainsi de suite. Donc, comme je disais, c'est avant de définir les métiers d'avenir, il faut voir la situation actuelle, le contexte actuel, aussi avoir des paramètres, comme je venais de voir, les métiers à forte formation, les métiers à main-d'œuvre insuffisante, les métiers les mieux payés et les menacés par l'intelligence artificielle. Par rapport à ça, je me suis demandé alors, quels sont les métiers d'avenir? Par métier d'avenir, il faut attendre les métiers qui sont susceptibles de croître et de rester pertinents malgré les avances technologiques, y compris l'intelligence artificielle. Les résultats, je dis, sont assez clairs. Les emplois comportant un niveau élevé d'interaction en face à face ou bien des tâches physiques non routinières sont les moins affectés par l'intelligence artificielle. Ces métiers d'avenir peuvent être classés en 3 catégories, ou bien je les ai classés en 3 catégories. Ce sont les métiers d'amélioration de vie et des tâches non routinières, comme les tâches garde d'enfants,
aides-soignants, infirmiers, médecins, etc. Les ingénieurs bien qualifiés aussi, parce qu'il aura une partie de nos travaux qui se feront par l'intelligence artificielle. Donc, la deuxième catégorie que j'ai pris, ce sont les métiers d'artisanat, comme le maçon, l'électricien, automécanicien, et ainsi de suite. Donc, troisième partie, c'est comme quand l'industrie point 2 venait, l'industrie point 3, tout le monde disait l'automatisation va gâter notre vie, on n'aura plus de travail, mais c'est l'automatisation aussi a créé d'autres travaux, donc d'autres métiers qui a donné d'opportunités à certaines personnes. Et ce qui est clair, l'avenir est fait pour l'intelligence artificielle. Et c'est de profiter dès maintenant et de s'intégrer dans ces domaines de l'intelligence artificielle. Alors, quels sont ces domaines-là? On peut dire le prompt engineer. Le prompt engineer, je ne sais pas si en français, ils ont directement une traduction pour cela. Il y a l'ingénieur de l'intelligence artificielle, lui qui programme plutôt l'intelligence artificielle. Il y a le simple programmeur de l'intelligence artificielle. Et il y a le gestionnaire de l'intelligence artificielle qui commande l'intelligence ou bien qui nourrit plutôt l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour dire que par rapport à ça, il aura plein de travaux, des métiers qui sont liés à l'intelligence artificielle et d'en profiter dès maintenant et de s'intéresser à ces métiers aussi. Alors, pour en conclure, je me demande, devons-nous choisir notre métier par rapport à toutes ces statistiques, ces listes, ou bien ce qu'on prévoit? Ma propre réponse, c'est non, parce que, comme je venais de lister, il y a plusieurs critères qui comptent pour un métier d'avenir. Et ce n'est pas seulement pour dire que l'accès facile au visa ou bien le métier mieux payé. Alors, j'ai ramené un modèle japonais qui s'appelle le modèle Ikigai, que beaucoup doivent connaître, je pense. Et c'est un modèle qui aide à trouver son milieu. C'est comme moi aujourd'hui, j'ai choisi d'être électricien après faire les études comme ingénieur. Mais je voulais être architecte, boxeuse, tout dans cette vie. Alors, j'ai analysé dans tout cela, ma soeur, qu'est-ce que tu peux faire vraiment et qu'est-ce qui est mieux payé. Et dans tout ce que j'aimais, c'est après j'ai décidé vraiment, depuis mon enfance, je prenais les batteries pour faire les lampes et tout cela. Donc, je me suis dit, OK, il faut être électricien d'abord et voir ce que ton avenir va donner. Donc, c'est un modèle qui nous aide quand même à avoir un milieu et c'est comment fonctionne ce modèle-là. C'est de voir vos forces, vos passions et intérêts, voir quelles sont vos valeurs et visions et après se demander si l'argent ne jouait pas un rôle, qu'est-ce que j'allais faire? Et dans tout ça, trouver un milieu pour vous. Alors, pour moi, pour en conclure encore une fois, ce n'est pas seulement le business qui doit avoir une stratégie, et stratégie de business, stratégie de marketing, votre vie en général, surtout le choix d'un métier, votre vocation doit être une stratégie. Fixez-vous des objectifs par étapes. Comme l'anglais dit, l'anglais définit ça très bien. Il y a des goals, des targets, des purpose, des objectifs. Fixez-vous des objectifs à long terme, mais célébrez les petits succès. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport si quelqu'un se trouve au Togo? C'est de voir comment on venait d'écouter que le niveau minimum peut-être c'est B1. Alors faire tout et faire les recherches pour faire le niveau minimum de la langue. Après, célébrer cela. Oui, j'ai eu mon B1. Après, refaire les recherches, voir comment je peux accéder facilement avec ma situation à un visa pour arriver en Allemagne. Arriver en Allemagne, c'est l'intégration après tout. C'est s'intégrer, améliorer la langue parce que même après 20 ans en Allemagne, ton allemand n'est pas parfait. Alors, chaque jour, tu améliores, tu t'intègres et tu continues. Tu fais une formation continuelle sur ta vie et travailler sur ta vision pour vivre dans
l'étape finale et dire que je vis dans ma vocation. Donc, c'était ma conclusion sur quels sont les métiers d'avenir en Allemagne. J'ai ramené à lire après des plateformes sur lesquelles vous pouvez faire vos recherches vous-même. La sœur venait de dire aussi la plateforme Make It in Germany. C'est une plateforme vraiment qui nous donne plein des informations. Alors, ce qui est aussi très important et que, bon, c'est quand vous êtes déjà là, en fait, c'est très important quand vous cherchez un employeur, il faut aussi comparer ses salaires et comparer aussi ses données. Alors, il y a la plateforme Kununu qui nous donne cette possibilité-là. Et comme Monsieur Docteur Tamakloe venait de demander, les salaires, là, c'est par mois ou quoi? Il y a les salaires nets et les salaires bruts. Alors, quand on vous dit 50 000, ne soyez pas trop et allez sur Gehalt.de pour voir dans ces 50 000 là, qu'est-ce qui me reste comme un salaire net. Donc, c'était ça ma présentation. J'en ai fini. Je disais, je suis la cofondatrice de TogoVide, donc je profiterai pour donner mes contacts sur TogoVide pour tous qui chercheront à avoir mes contacts et la présentation, ça serait sur TogoVide. J'en profite aussi qu'on aura bientôt des webinaires sur TogoVide. TogoVide est une plateforme qui nous relie, surtout nous, la diaspora togolaise, et qui nous relie avec nos frères au Togo comme nos frères ici. Alors, merci beaucoup. C'était Carole pour la présentation. Quels sont les métiers d'avenir en Allemagne? Et je remercie dans toutes les langues que je maîtrise, Danke, Akbekaka, et que je ne maîtrise pas non plus. Peut-être il y a les frères qui peuvent m'aider. Il y a Esobody et ainsi de suite. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Athiou, pour votre brillante présentation. Je trouve que la présentation a été bien faite, pas seulement la forme, mais aussi le fond, bien animé, suffisamment d'informations, surtout sur les métiers d'avenir. Je rappelle que le KI dont parlait Madame Athiou tout le temps, c'est l'intelligence artificielle. En français, c'est le AI. Donc, du coup, ceux qui ont compris le AI et s'interrogeaient sur KI, donc en allemand, on dit KI, en français, on dit AI, intelligence artificielle. Ainsi dit, nous allons revenir sur M. Nayante, que nous avons perdu entre-temps. Monsieur le délégué, là, nous vous allez me reprendre, essayons de voir si cette fois-ci ça va réussir. D'accord. C'est l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence artificielle ici, mais c'est le direct. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Donc, j'étais sur la diaspora, une force en marche de retour en Afrique. Vous m'écoutez cette fois-ci? Oui, nous vous écoutons 5 sur 5. Bon, j'espère que ça va évoluer. Donc, j'avais dit que tous ceux qui veulent vraiment suivre le mythe, étudier, se faire former ou bien travailler en Allemagne, doivent vraiment s'équiper de beaucoup de patience quand il s'agit d'aller demander le visa pour aller faire ses études, même malgré les langues A, B ou tout ce que vous pouvez citer comme alphabet, il y a de la matière encore à faire au niveau de ces consulats qui vraiment des fois freinent l'élan. Je le dis ouvertement parce qu'on le connaît, on les connaît, on sait. Qui freinent l'élan des jeunes motivés, qui ont pris des crédits, qui ont décidé uniquement que d'aller se faire former et d'améliorer leur avenir. Et aussi, après tout, de revenir peut-être au pays et contribuer à la construction de l'édifice national, chose que nous tous, nous chérissons. Il est vrai que les gens sont partis pour aller étudier comme nous. On a fini. Nous sommes des talents issus de la diaspora. Et nous avons décidé de faire le chemin inverse. Et j'encourage beaucoup de jeunes qui veulent partir de choisir des métiers d'avenir, comme
on vient de le dire, qui pourront quand même aider à leur retour à s'intégrer. Car nous savions qu'on considère que la réintégration d'une personne est durable lorsque les personnes de retour ont atteint un niveau d'autosuffisance économique quand ils reviennent dans leur pays. Je donne mon cas de stabilité sociale dans leur communauté et aussi bien-être, disons, psychosocial, qui vont vous permettre de faire face à tous les grands défis qui se présenteront à vous. Donc, je pense, sur le deuxième slide, je vous disais que la meilleure décision de revenir au pays après la formation ou les études. Vous verrez dans la suite des slides ce que je aller avancer directement pour qu'on aille dans le vif du sujet. Voilà, retour. Nous estimons à peu près à 76%, aujourd'hui ça augmente, des talents de la diaspora qui souhaitent revenir après toutes ces études dans des cultures que vous ne maîtrisez pas, dans des situations où il y a le froid, le chaud, la pluie et tout, peut revenir. Mais le retour et la réintégration, je le disais tantôt, n'est pas un phénomène linéaire. Les gens peuvent décider de venir et de passer un certain temps au pays avant de repartir. Ouais. Donc, après les études, la prise de décision, comment faire pour avoir la lumière qui va vous pousser de revenir et de participer à la construction. Parce qu'il s'agit ici de participer à l'édifice, à la construction du pays, de vos pays. Je donne toujours mon exemple. Moi, j'ai décidé de rentrer au pays après plusieurs voyages. Vous imaginez, je faisais des fois plus de 70 voyages par an. Il faut le faire avec les billets d'avion de France. Dieu merci, j'ai une personne sur panéliste qui peut témoigner, qui a travaillé dans notre boîte. Je vous dis, je faisais 70 vols par an à peu près. Et j'encourage vraiment la jeunesse à saisir cette occasion et de choisir des métiers qui peuvent leur permettre de s'installer durablement dans leur pays. Et aujourd'hui, je fais le va-et-vient, mais je ne le fais plus 70 fois. Je peux faire 12 fois dans l'année, une fois par mois, ou peut-être 6 fois dans l'année, et des fois, je reste que 2 semaines, ou bien 3 jours pour revenir. Donc, je pense, pour la plupart, il suffit d'un petit voyage pour visiter le pays après 5 ans, 10 ans. Vous allez remarquer que les choses n'ont pas changé à 100%, mais à 80% ou bien à 70%, ou bien même à 50%. Ça vous suffira largement pour pouvoir venir s'installer, soit définitivement, mais l'essentiel, c'est de savoir que faire, où s'adresser. Je regrette que nous n'avons pas eu l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi sur notre panel. Je pense que si nous aurons une 4e édition, on va essayer de les inviter pour qu'ils nous disent les moyens mis à la disposition de la diaspora ou bien de ceux qui souhaitent faire le chemin de retour pour saisir les opportunités pour leur intégration durable. Nous cherchons des têtes pensantes pour nos sociétés, des ingénieurs qui ont appris. Celui qui a appris en Allemagne, qui a travaillé en Allemagne ou bien en Europe, quand il revient, sa manière de gérer les choses, ce n'est pas la même chose. Bon, on dit souvent que nous parlons trop, nous voulons avoir nos droits à tout moment. Bon, ça aussi, ça fait partie de ce pourquoi vous êtes parti là-bas et ce pourquoi vous revenez pour pouvoir aider le pays. Et que faire au juste? Que faire? Que faire le plus souvent? Nous avons beaucoup de connaissances. Nous avons amassé beaucoup de diplômes. Moi, j'évite de citer mes diplômes parce que finalement, on va vous dire qu'est-ce que vous avez appris au juste. Alors que
l'Europe vous offre l'opportunité de travailler et de continuer par apprendre et continuer par amasser les diplômes. Donc, ceci dit, il faut avoir un objectif fixe. Nous avons au niveau du ministère des Affaires étrangères, que tout le monde connaît bien, la direction des Togolais de l'étranger. Bien sûr, pour vos premiers pas, les documents que vous n'avez pas pu recevoir, vous pouvez les faire à travers ces gens, la direction des Togolais de l'étranger. Mais l'essentiel, l'objectif, il faut avoir un objectif retour sûr et digne. Digne en mettant en place des structures, en embauchant les jeunes. Aujourd'hui, nous avons parlé des nouvelles technologies que nous voulons bien utiliser dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la médecine, de tout dans le groupe des métiers d'avenir que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Nous avons besoin de la nouvelle technologie. Et nous comptons vraiment sur la jeunesse qui immigre vers l'Europe, qui se fait former et qui veut maintenant réintégrer le pays et pouvoir participer à l'édifice de la construction nationale. Nous représentons ici au Togo, après notre retour au pays, où vous faites toujours le va-et-vient, près de 14 sociétés allemandes, et pas des moindres. Et on a aussi 2 sociétés italiennes, une société espagnole, une société portugaise, ainsi de suite. Donc, ce que moi je peux vous dire, c'est que le retour, c'est un peu pénible, mais ça mérite de le faire. Merci et bonne suite. Merci beaucoup, M. Nayande, qui est le co-organisateur de l'événement avec Mme Machou, qui nous a entretenu sur vos possibilités de retour. Et surtout, ne pensez pas que c'est la porte du non-retour, que l'Allemagne est une porte de non-retour. Et une fois quand vous arrivez en Allemagne, que vous serez obligé d'y rester. Forcément que vous allez vous inspirer de tout ce que M. Nayande a dit. Et là, vous rentrerez au pays avec des têtes bien faites, bien formées, et surtout avec le sérieux et la discipline allemande que vous seriez obligé d'apprendre sur le terrain. Je dis obligé parce que souvent je le dis à qui veut l'entendre, si vous ne vous êtes pas formé avant de venir, si vous n'êtes pas assez sérieux avant de venir, le pays là va vous transformer, le pays va vous rendre plus sérieux qu'avant. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Johnson. M. Johnson est spécialisé dans l'intégration des infirmiers internationaux en Allemagne. Et M. Johnson va nous entretenir sur les centres de formation, les universités, dont les conditions d'intégration ou bien les conditions d'accès sont plus favorables. Sans plus tarder, nous donnons la parole à M. Johnson. M. Johnson, vous avez la parole pour la présentation. Ok, merci beaucoup, M. Tamakoulé. J'espère que vous me recevez. Nous vous recevons 5 sur 5. Ok, merci beaucoup. Avant de commencer, je tiens quand même à exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de cet événement pour m'avoir invité à ce panel. Voilà, M. Tamakoulé vient de me présenter. Je me représente encore. Je m'appelle Joël Koudio Abdoua Johnson. Je suis responsable de l'intégration et en plus, je suis aussi formateur des infirmiers en Allemagne et je suis aussi spécialisé en langue spécialisée en Allemagne. Je travaille au quotidien avec des étudiants et des professionnels internationaux, also pas seulement sur l'intégration professionnelle, mais aussi sur l'intégration sociale ici en Allemagne. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques aperçus sur les universités dont les conditions sont favorables ici en Allemagne et j'espère très bien que vous trouverez cette présentation utile. Je tiens aussi à mettre l'accent sur la présentation, les deux premières présentations de M. Allah et Mme Folly, parce qu'ils ont dit beaucoup de choses que j'aurais peut-être à répéter. Donc, c'est important de voir aussi leur présentation. OK, maintenant, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. C'est bon? Oui, c'est parfait, M. Johnson. OK, merci beaucoup.
Voilà, j'ai déjà fait ma présentation et j'ai déjà donné le nom du thème que j'aurai à faire tout de suite. Bon, voici un peu plus l'agenda que j'aurai à vous présenter aujourd'hui, dont je vais faire juste une introduction. Et dans l'introduction, dire pourquoi choisir l'Allemagne et les types de programmes qu'offre l'Allemagne en termes de formation et université, et les centres de formation et les universités dont les conditions sont favorables, et quelques critères aussi d'admission souple, et les soutiens qu'offre l'Allemagne pour les étudiants internationaux, et à la fin donner, si possible, quelques conseils dont il faut faire usage avant de venir ici en Allemagne. Bon, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être que vous êtes déjà motivé, vous connaissez déjà en quelque sorte le pourquoi vous voulez choisir l'Allemagne, mais toutefois, j'aimerais encore dire que, bon, en première position, je peux vous dire que les diplômes qu'on reçoit ici en Allemagne ont une reconnaissance à l'international. C'est-à-dire, vous recevez votre diplôme, ça veut dire que vous pouvez travailler. Bon, par exemple, dans l'infirmerie, vous recevez votre diplôme, ça veut dire que vous pouvez travailler dans toute l'Europe. Et j'ai une connaissance même en île Maurice, je crois que c'est quelque part en Afrique. Et il m'a raconté l'autre fois qu'il y a beaucoup qui ont fait la formation ici en Allemagne, mais qui travaillent aujourd'hui à île Maurice, ce qui montre que les diplômes qu'on reçoit ici en Allemagne sont vraiment internationaux. En deuxième position, il y a le système éducatif en Allemagne ici qui est de bonne qualité. Et pour les universités, il y a un coût abordable. Il y a des universités qui offrent même des programmes universitaires avec une scolarité, je peux dire, ce n'est pas une scolarité, mais des frais administratifs de 100 à 300 euros même. Et il y a des universités qui n'offrent même et qui ne demandent même pas des frais administratifs, ce que je vais encore donner plus tard dans mes présentations. Et après avoir étudié ici en Allemagne, il y a l'opportunité professionnelle que beaucoup de gens ont déjà dit dans leur présentation. Et il y a aussi une vie riche, une vie étudiante riche ici, c'est-à-dire vous pouvez travailler ici, vous pouvez faire les études ici, et à côté aussi vous pouvez faire d'autres choses. Il y a des innovations, comme Madame Acho aussi vient de le dire, avec l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, beaucoup d'étudiants dans l'informatique peuvent beaucoup en profiter. Et le multiculturalisme à ne pas oublier. Et aussi, après l'étude, il y a aussi un visa qu'on peut recevoir. Et actuellement, c'est un visa de 18 mois pour chercher un emploi. Et une fois trouvé un emploi, il y a aussi le permis de résidence que la personne peut prendre et pour travailler ici comme il veut, en tout cas. OK, maintenant, sans plus tarder, je vais essayer de donner aussi ici les types de programmes qu'offre l'Allemagne. Et ici, il y a la formation professionnelle que beaucoup de gens viennent faire ici en Allemagne. La formation professionnelle, c'est ça qu'on appelle souvent le Ausbildung. C'est un système dual. Je crois que c'est ça qu'on appelle aussi système en alternance, formation en alternance, si je ne me trompe pas. Et ça comprend la théorie et aussi la pratique. Et ça se fait sur une durée de 1 an jusqu'à 4 ans. Par exemple, si on prend les aides-soignants, ceux qui sont les Pflegefachhelfer, ils font 1 an. Mais la formation qui dure ici en Allemagne, qui est sur 4 ans d'habitude, c'est pour les Kinderbetreuung. Et il y a aussi dans les métiers de chaudronnerie et autres, ils font aussi 4 ans d'habitude. Et pour la formation, ouais, c'est vrai qu'il y a les métiers d'avenir. Par exemple, ici en Allemagne, il y a les ingénieurs à cause des IA qui sont plus demandés de nos jours aussi. Mais il y a aussi ce secteur de santé qui est beaucoup plus facile si on vit de nos jours, par exemple, au Togo pour venir ici ou bien en Afrique francophone pour venir ici en Allemagne. La plupart des visas que l'on peut vite recevoir, c'est dans le domaine de santé. Maintenant, et il y a aussi des études universitaires, donc comme le système LMD, licence, master, doctorat. Et ici, la licence en Allemagne, ça dure de 3 à 4 ans. Et il y a aussi le master qui est
1 an à 2 ans. Il y a parfois le Master 1, le Master 2, et avec des opportunités de stage, comme l'une des panélistes aussi a dit ça dans sa présentation. Il y a aussi les opportunités de stage et aussi, comme l'a dit dans la première présentation, il y a les entreprises aussi qui viennent après tout à la recherche des travailleurs qualifiés. Donc, juste après votre étude, vous postez par exemple vos CV et vous allez trouver un emploi aussi vite. Il y a aussi en troisième position les programmes en anglais qu'on peut faire ici en Allemagne pour ceux qui, par exemple, n'ont pas assez de niveau en allemand. L'Allemagne offre ces possibilités aussi, mais notamment dans les domaines de sciences, l'ingénierie et les affaires, parce qu'il y a certains domaines dont on a forcément besoin de l'allemand. OK. Ensuite, sur cette diapositive, je vais essayer de nommer quelques universités. Et par après aussi, j'ai une liste d'universités que je vais donner à M. Tamakle et il va vous mettre ça dans le chat. Ici, par exemple, nous avons l'université de Heidelberg qui est connue pour ses programmes en sciences humaines et en médecine. C'est l'une des universités les plus anciennes et prestigieuses ici en Allemagne. Et il y a aussi l'université technique de München, also Munich, qui est aussi très réputée pour les formations, les études en ingénierie et les technologies de pointe. Si vous vous intéressez par exemple pour ces domaines, donc c'est la meilleure des universités ici en Europe dans ce domaine. Il y a aussi l'université libre de Berlin qui offre jusqu'à, je crois que ça dépasse même plus de 150 Studiengänge, le mot m'échappe un peu, ça offre plus de 150 filières ici en Allemagne, ouais, et elle est réputée pour les sciences sociales et propose aussi des programmes en droit international. En plus, bon, ces universités que je viens de citer, ces 3 universités, ce sont des universités publiques avec peu et même pas de scolarité. Maintenant, il y a aussi des universités qui offrent leurs programmes en anglais. Par exemple, si nous prenons l'université de Göttingen, ils ont un programme en anglais et en sciences naturelles et économie. Il y a aussi l'université Jacob de Brems qui offre aussi des programmes en anglais interdisciplinaires et en sciences. Voilà. Maintenant, comment intégrer facilement un programme ici en Allemagne? Les universités publiques, comme j'ai déjà dit, parfois pas de frais de scolarité, seulement pour les frais administratifs, entre 100, ça peut toutefois aller parfois jusqu'à 500 €. Et il y a aussi les programmes de bourse et d'échange que nous avons eu aussi à écouter dans la première présentation aujourd'hui, par exemple le DAAD. Il y a aussi les bourses de fondation comme le Heinrich Böll, il y a aussi les Rosa Luxembourg et ainsi de suite. Et il y a aussi un programme d'échange qui s'appelle PAD, Pädagogische Austauschdienst. Je crois que c'est aussi intéressant. J'ai eu une fois à travailler avec eux et je pense que c'est aussi une bonne chose pour ceux qui veulent enseigner ici en Allemagne, par exemple. Et les conditions d'admission à ces universités, il y a certaines universités qui n'exigent pas un niveau de langue très élevé. Avec un B1, j'ai déjà entendu parler, mais ces dernières années, c'est très difficile avec les B1 de trouver une université, mais déjà avec les B2, il y a aussi beaucoup de programmes qui sont disponibles. Et il y a aussi la possibilité d'être admis avec un diplôme de lycée, de bac technique dans des filières, ou avec les programmes en anglais, bien sûr, et aussi avec les programmes en allemand. Voilà. Maintenant, je vais essayer de parler un peu aussi sur les centres de formation avec les conditions souples ou favorables. Il y a le IHK, qui est Chambre de commerce et d'industrie ici en Allemagne. Sur leur site, il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver. Et c'est chez eux, on peut trouver aussi, on peut faire aussi des demandes pour trouver des formations. À part IHK, il y a aussi plusieurs
sites sur lesquels vous pouvez trouver des informations. Comme on a eu à parler aussi aujourd'hui, par exemple, il y a le Make It in Germany.de oder .com. Là, vous pouvez trouver aussi plus d'informations en ce qui concerne la formation ici. Maintenant, pour les secteurs demandés, j'ai eu à parler un peu sur ça tout de suite. Donc, en première position, il y a la santé. Donc, les infirmiers, les aides-soignants ou le personnel médical, bon, ça ne se repose pas seulement sur les infirmiers, par exemple sur les aides-soignants qu'on appelle en allemand Pflegefachhelfer ou bien Pflegehelfer. Il y a aussi un système qui est venu ces 2 dernières années qui s'appelle Pflegeassistance, et sa formation, ça se fait sur 2 ans par exemple. Et il y a aussi beaucoup de domaines il y a aussi beaucoup de filières dans ce domaine de santé dans la formation qu'on peut faire. Il y a aussi le domaine de la technologie de l'information pour les développeurs et les IA aujourd'hui. Donc, on a besoin de plus des prompt engineers qu'on a vu chez Madame Achou aussi. Il y a ingénierie et la mécanique. Il y a aussi une forte demande ici en Allemagne. Et il y a l'artisanat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui, à cause des IA, moins demandés, mais il y a aussi, comme Madame Achou l'a dit aussi aujourd'hui, vous donnez les prompts et ils vont analyser, mais ils ne peuvent pas tout faire en tout cas. Voilà. Maintenant, il y a les centres de formation qui sont reconnus ici en Allemagne. Bon, comme je l'ai dit, IHK, chez eux-mêmes, depuis le pays, vous pouvez faire les demandes chez eux et ils vont vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous pouvez aussi faire les demandes chez eux jusqu'à faire même les reconnaissances de vos diplômes que je vais aborder aussi dans peu de temps. Maintenant, il y a aussi les centres de formation pour les soins infirmiers. Ça, vous pouvez trouver ça partout sur l'Internet. Il suffit juste d'aller sur Google et faire vos recherches. Il y a aussi les plateformes d'emploi ici en Allemagne comme les Stepstone. On a eu aussi à parler de ça aujourd'hui dans l'une des présentations aujourd'hui. Maintenant, les étudiants n'ayant pas un bon niveau en allemand, donc comme je viens de le dire aussi, il y a les programmes en anglais qui sont disponibles. Il y a des universités qui proposent même des cours d'allemand que les étudiants peuvent suivre tout en suivant aussi leur programme universitaire pour lesquels ils sont là. Et, par exemple, il y a le Hochschule de Mannheim et ils ont des programmes où il est possible d'apprendre la langue tout en suivant les études techniques ou d'ingénierie. C'est-à-dire, vous avez quelques temps pour apprendre la langue et vous avez quelques temps pour suivre aussi vos études. Il y a aussi les universités appliquées ici en Allemagne qu'on appelle communément les Fachhochschule. Ils sont aussi connus pour leurs critères d'admission flexibles et de programmes avec moins d'exigences linguistiques. Donc, si vous parlez l'anglais comme il y a aussi aujourd'hui le Chancenkarte, comme si vous parlez bien l'anglais, par exemple, jusqu'à vous avez le B2 et le niveau A1 ou A2 en anglais et en allemand, vous serez admis. L'essentiel, c'est d'avoir un bon CV avec un bon cursus et votre dossier sera admis de l'autre côté. Voilà. Maintenant, comment intégrer facilement un programme d'études ou de formation ici en Allemagne? Voilà. Il y a beaucoup d'universités ou bien beaucoup de centres de formation, même dans l'infirmerie, qui proposent des cours d'allemand gratuits ou réduits. Les gens viennent ici en Allemagne avec le B1 pour faire la formation. S'ils sont admis pour la formation de 3 ans, donc le niveau requis de ce côté, c'est le B2. Donc quand ils viennent en Allemagne, il y a les centres de formation qui offrent à côté les cours d'allemand et ils peuvent suivre ces cours d'allemand jusqu'à ce qu'ils ne finissent leur formation. Ils ont leur niveau B2 et parfois ils n'ont même pas besoin d'avoir le B2. Juste le fait de suivre les cours d'allemand à côté leur donne la permission d'avoir leur diplôme. Il y a les bourses, en plus de DAD, il existe plusieurs programmes que j'avais cités de l'autre côté avant, les Heinrich Böll, les Rosa Luxembourg. Il y a aussi le soutien administratif. Les universités
Et les centres proposent aussi des soutiens administratifs. Par exemple, le travail que je fais en Allemagne, et je suis chargé d'intégration, c'est-à-dire nous recrutons des gens depuis, principalement là où moi je travaille, nous travaillons avec les infirmiers de la Philippine, Macédonie, l'Ukraine et ainsi de suite. Quand ces gens donnent leur dossier, c'est à moi maintenant de m'occuper des dossiers de A à Z qu'ils auront besoin pour faire leur demande de visa. Arriver sur le terrain, je m'occupe aussi des dossiers, par exemple, au niveau de Ausländerbehörde, Ausländerbehörde, c'est la structure qui s'occupe des étrangers quand ils viennent ici en Allemagne pour prolonger leur visa, leur permis de travail et autres. Donc, il faut être en contact avec ces gens et ce n'est pas aussi facile d'avoir un rendez-vous chez eux. Donc, c'est ces soutiens que certaines universités et certains centres de formation proposent aussi aux étudiants. Donc, il y a aussi les programmes de mentorat pour les universités. Je crois qu'on a déjà eu aujourd'hui à parler de ça. Les universités offrent souvent ici en Allemagne des programmes pour aider les étudiants internationaux. Parce que même si je suis en Allemagne depuis tout longtemps, ou bien j'ai un B2 depuis le pays, je ne comprends pas exactement tout. Il y a aussi les mentors auxquels je peux adresser la parole qui peuvent beaucoup plus m'aider, me corriger aussi les trucs. Monsieur Voilà. Johnson, je pense Oui. que c'est déjà à la fin, non? Oui, presque. Ouais, je crois qu'il reste encore un slide et puis c'est fini. Bon, si vous pouvez synthétiser rapidement le reste pour que nous puissions aussi prendre notre intervenant. Merci. Ouais, ça va, super. Voilà, maintenant, sur ce diapositive, je vais essayer juste d'expliquer le Anerkennung. Le Anerkennung, c'est la reconnaissance des diplômes ici en Allemagne. Et voilà, si vous voulez faire, par exemple, la formation en infirmerie, on vous demande d'avoir un baccalauréat ou bien le Hauptabschluss. Et nous avons un baccalauréat au Togo que nous pouvons faire reconnaître ici pour pouvoir être admis pour la formation. Donc, il y a en fait, je vais essayer de résumer ça un peu. Il y a un site sur lequel vous pouvez trouver plus d'informations pour le Anerkennung, donc c'est Anerkennung in Deutschland.de. Là-bas, il y a toutes les informations, de même que sur le makeitingermany.com, il y a aussi toutes les informations concernant le Anerkennung. Maintenant, si vous voulez savoir que votre dossier et votre diplôme peut être reconnu ici en Allemagne, il suffit juste d'aller sur le site de www.anabin.kmk.org et là-bas, vous avez toutes les informations concernant votre diplôme que vous avez depuis votre pays de résidence. Donc, et avec ça, je peux dire que ici, j'ai mis en quelque sorte les ressources, par exemple, les liens dont vous aurez besoin. Le UniAssist, on a aussi parlé de ça aujourd'hui dans la première présentation et ça peut aussi vous aider à trouver plus de réponses à vos inquiétudes pour vos projets de voyage sur l'Allemagne. Donc, je crois que, voilà, je suis arrivé à la fin et le slide, le PDF dont je parlais, que je vais donner à monsieur Tamakle, c'est ce fichier PDF dont je parlais. Il y a une liste des universités avec leur réputation, leurs points forts. Et aussi, à côté, j'ai aussi un autre PDF qui contient tous les liens, les ressources dont vous aurez besoin pour vos projets de voyage sur l'Allemagne. Et je vous remercie beaucoup. Voilà, ce serait la fin. Merci beaucoup, Monsieur Johnson, pour votre brillante présentation, surtout pour les détails que vous avez ajoutés à ce que les autres panélistes ont déjà fait. Et là, vous avez été vraiment méticuleux dans votre présentation. Je vous en félicite et je vous en remercie. Donc, merci beaucoup. Là, nous avons fini avec les présentateurs en Allemagne qui parlaient aussi parfois des mots allemands. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Europe offre beaucoup de possibilités et que vous n'êtes pas seulement obligé de venir en Allemagne. Vous pouvez aussi aller éventuellement au Brésil, au Canada, en Espagne, pourquoi pas en Italie. Donc, nous allons donner la parole à M. Apegno qui va nous parler de comment se présente le marché
ou bien comment se présente l'Italie en matière d'immigration? Quelles sont les possibilités, les atouts? Est-ce que c'est plus facile que de venir en Allemagne? Là, c'est à lui de vous le dire. Sans plus tarder, nous allons lui donner la parole. Surtout qu'il ne parle pas de l'italien ici. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et bonjour. Ça dépend de la position de chacun de nous. Bon, tout d'abord, je vais remercier mon grand frère Lambert, Festus et Madame Amina Carole, qui sont les co-organisateurs. Bon, moi, je me nomme Peño Codoli, je suis ici en Italie, à Rome. Je suis spécialiste dans les projets de facility management, les offres publiques et quelques projets sur le côté finance, économie. Donc, j'ai fait tout mon cursus universitaire ici en Italie jusqu'à la fin de mon parcours en 2014, pour dire. Et bon, par la grâce de Dieu, ou bien je ne sais pas trop, j'ai réussi à entrer sur le marché italien. Alors, pour me focaliser, bon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'Italie fait partie de l'Union européenne. Pratiquement, les règles sont les mêmes. Hein. Les 27 pays de l'Union européenne appliquent les mêmes règles. Sur ce point, je peux dire les Allemands, bon, nos frères qui sont en Allemagne, ils ont expliqué pratiquement 90% des choses parce que les mêmes choses se passent en Italie. Mais dire une chose qui est vraie, l'Allemagne offre plus d'opportunités parce que c'est la première puissance de l'Union européenne. Ça, on ne peut pas mentir. Il y a l'Allemagne, il y a la France, après vient l'Italie. Donc, sur ce point, bon, il n'y a pas trop à faire un débat, quoi. Je vais me focaliser sur le côté de l'étude. Comment faire pour étudier en Italie? Donc, je vais essayer de partager mon écran. OK. Je pense que ça se voit. Oui, nous vous recevons. Étudier en Italie. OK, merci beaucoup. Alors, comme je disais, je suis passé par ce chemin pour arriver en Italie. C'était en 2007, 2008, comme ça. Et je peux dire qu'en ce moment, venir ici était un peu plus facile. Arriver en Italie était un peu plus facile parce que bon, c'était une chose où on avait le consulat d'Italie à Lomé. Avec certains problèmes, le consulat était fermé, ils ont ramené ça à Accra au Ghana. Voilà. À partir de ce moment, les choses étaient un peu plus compliquées. Mais bon, là n'est pas le problème. Allons sur comment faire pour arriver en Italie. Alors, chaque année, bon, tout le monde sait, comme l'Union européenne, l'Italie offre des bourses d'études qui sont un peu plus spécifiques. Parce qu'il y a des domaines en Italie, si tu veux demander la bourse, sans vous mentir, il n'y a pas de visa. On ne te le donne pas. Là, bon, après, je vais aller un peu expliquer tous ces points. Je serai très, très bref parce que, bon, on n'a pas assez de temps. Allons tout droit sur le visa études. Le visa études, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux arriver en Italie et continuer les études universitaires. C'est-à-dire, c'est après le bac. Donc, tu viens soit pour faire la licence et le master. Ou soit tu viens, tu fais seulement la licence, après tu ajoutes le master, ou soit tu viens après la licence et tu fais le master. Le doctorat, c'est un autre cas. Parce que le doctorat, ça peut être doctorat de recherche, doctorat professionnel, tous ces trucs-là. Le visa études que l'Italie donne souvent, c'est à partir de 90 jours. Maximum 1 an, la durée du visa. Pour que, bon, le temps que l'étudiant arrive sur le territoire italien pour préparer les dossiers universitaires, le séjour, tous ces trucs-là. Maintenant, pour aller tout droit au but, quelles sont les conditions pour l'obtention d'un visa pour motif études pour arriver en Italie? Tout le monde sait présentement, Lomé, on a beaucoup d'écoles qui enseignent les langues italiennes, qui sont des centres culturels plus ou moins, qui enseignent
la langue niveau A1, niveau A2, B2 jusqu'au niveau B3, bien C, je ne me rappelle plus trop. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne veux pas accuser aucune école de langue à Lomé. Quand j'étais étudiant, c'était l'un de mes... Quand j'étais délégué, il y a de cela 3 ans, c'était l'un de mes problèmes. Que souvent les écoles, quand les enfants arrivent pour faire l'inscription, que je veux aller en Italie continuer mes études, ces écoles, sans vous mentir, n'expliquent pas bien quel est le parcours, ce qu'il faut. Parce que quand un papa ou bien une maman mène son enfant dans une école, que je veux que mon enfant aille continuer les études en Italie, l'école doit prendre soin d'expliquer à la famille que il faut tel, il faut tel, il faut tel, il faut tel, il faut tel. Vous êtes capable ou vous n'êtes pas capable. Si vous n'êtes pas capable, peut-être qu'il y a des fonds, peut-être qu'il y a des aides. Mais ces écoles, souvent, ils s'en foutent, hein, ils pensent qu'à leur poche. Ils pensent à prendre les 600 000 ici, les 400 000 par là, et puis c'est fini. Et puis l'enfant commence les cours, et l'enfant a déjà payé l'école. À un moment, l'enfant se retrouve que, mais on n'a pas la caution. On n'a pas quelqu'un en Italie qui peut faire une déclaration d'hospitalité. On n'a pas quelqu'un, je ne sais pas ici, qui peut m'accueillir, qui peut me loger pour 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc, il y a tous ces problèmes-là qu'il faut... C'est le but de ce webinaire pour le côté italien. C'est le message que je veux passer. Alors, comme vous voyez sur le point 2, la caution, bon, plus ou moins, c'est 4 millions. Toutes ces informations se trouvent sur le site de l'ambassade d'Italie au Ghana. Ils ont le site, tu vas y avoir toutes les infos. Cette page, c'est quoi? Sur ce côté, j'aimerais attirer l'attention sur la demande de la bourse. Pour quelle raison? Quand tu arrives dans un pays, tu es un étranger, si tu es un étudiant, sûrement que nos parents en Afrique n'ont pas les moyens, nos parents n'ont pas les moyens pour soutenir pour le cursus universitaire. Donc, l'Union européenne a mis des bourses d'études pour le Togo, pour l'Italie, pour la France, pour l'Allemagne, tous ces pays, ils ont les mêmes choses. Pour obtenir cette bourse d'études, qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'école où tu vas t'inscrire à Lomé pour apprendre la langue, l'école doit t'expliquer que si tu vas accéder à la bourse italienne, il te faut un certain nombre de documents. Et ce nombre de documents, tout le monde connaît le système qu'on a au Togo. Ce n'est pas comme ici où tu vas à l'office de l'OTR, tu attends 5 minutes, on te remet le document. Il faut au moins 1 semaine, 2 semaines, des fois même voire 1 mois. Et souvent, ces étudiants, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en rendent compte vers la fin. Peut-être que la demande de la bourse s'expire fin juin ou bien fin juillet. Et l'étudiant s'en rend compte que pour faire la demande de la bourse, il faut tel document de l'OTR. Il s'en rend compte vers la fin. Et ça crée tout un problème. Et souvent, nous qui sommes ici, bon, les parents nous appellent comment on peut faire, aidez-nous, comment. Et ça devient tout un problème. Donc, sur ce document, comme notre frère Festus va le partager, j'ai énuméré les 3 documents les plus importants qu'il demande. Le certificat d'imposition que l'OTR délivre. Le certificat d'imposition, c'est quoi? C'est un certificat qui atteste le revenu des parents. Si le parent travaille, combien il gagne par an? Ils font quelques calculs pour voir les taxes que les parents payent et c'est ce qu'ils mettent. Si le parent ne travaille pas, ça devient un certificat de non-imposition. L'OTR délivre ça aussi. L'attestation de non-ressources, c'est par rapport aux biens immobiliers. Si les parents, s'ils ont une maison qui a enregistré les titres fonciers, la valeur de la maison, tous ces trucs-là, ils le mettent. S'ils sont dans le loyer, ils l'écrivent. La fiche familiale, c'est par rapport à la composition de la famille. Combien de personnes est composée la famille? C'est une famille de 5 personnes, 10 personnes, 2 frères, 3 frères, maman, papa, tous ces trucs-là. C'est à base de ces trucs-là que l'université, mais la direction de la bourse ici en Italie, décide si l'étudiant a droit. Tout d'abord, les 2 premières conditions, c'est quoi? Pour accéder à la bourse, il faut que la famille ait un revenu annuel
à moins de 18 millions de francs CFA. Donc, c'est normal que tous les étudiants venant du Togo, ils ont droit. Voilà. Donc, ces 3 points aussi, c'est très important pour les étudiants qui sont vraiment à Lomé. Et j'aimerais vraiment que Festus fasse circuler ce document. Surtout, il y a certaines écoles à Lomé qui savent, les directeurs savent ce document, mais bon, ils font semblant comme s'il n'y a rien. Maintenant, comment se passe la bourse d'études? Ça arrive des fois que l'étudiant arrive en Italie, il a droit à la bourse d'études. Mais n'oublions pas que la bourse n'est pas seulement pour le Togo, c'est pour tout le monde entier. Le Brésil, le Togo, le Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, tous ces pays ont droit à la bourse. Et la bourse, peut-être qu'il y a une somme qui est octroie. Bon, mon français est un peu bizarre, mais excusez-moi. Il y a une somme qu'on donne à la bourse. Si cette somme dépasse, si le nombre de demandes dépasse la somme, automatiquement, il y a certains étudiants qui ont droit normalement pour la bourse, ils ont droit aussi pour le logement. Mais ça arrive que ces étudiants restent dehors. Pourquoi? Les 100% de la bourse est divisée en 2. Les 25% vont aux nouveaux qui font la première année, les 75% pour les années suivantes, ce qui veut dire à partir de la deuxième année. Pour cette raison, beaucoup d'étudiants, ils ont accès à 100% de la bourse à partir de la deuxième année. Et la plupart restent toujours les premiers 9 mois, ils sont chez les amis, ils restent chez nous, chez un oncle, ils payent le loyer, bon, tous ces trucs-là. Et ça aussi, c'est un truc qui est vraiment très, très important, que l'étudiant doit savoir. Si les documents sont propres, si tu as la chance d'avoir la bourse, d'avoir aussi le visa, ce n'est pas dit que tu arrives en Italie, tu auras automatiquement le logement, la résidence universitaire et la bourse, parce que la bourse, ce n'est pas par rapport à l'argent qu'on te remet. C'est un truc que les étudiants aussi doivent avoir en tête claire. Et la plupart ne le savent pas. Ils pensent qu'arriver ici, bon, c'est l'Europe, c'est l'Italie, l'Union européenne, tout est facile. Ce n'est pas le cas. Pour conclure, ajouter l'Italie présentement trie beaucoup les visas. Dans quel sens? Il y a certaines facultés présentement, si l'étudiant le choisit, c'est difficile qu'on te donne la bourse. Par exemple, les facultés comme la langue, les facultés littérature, l'histoire, géographie, ce sont des facultés où présentement, bon, disons, l'Union européenne ou bien l'Italie n'a plus besoin de ces travailleurs, de cette tête-là. Ils ont besoin plus des ingénieurs informatiques, les gens, les programmeurs, voilà. Ils ont besoin plus des programmeurs, des grands, ceux qui veulent faire des grandes études en médecine, des ingénieurs mécaniques, ceux qui veulent, comment on appelle ça, faire les études dans l'espace, études spatiales, tous ces trucs-là. Pour cette raison aussi que le nombre de visas a beaucoup diminué dans nos pays. Parce que la plupart de nos frères pensent que, bon, je veux aller choisir la lettre, je veux faire l'anglais ou bien je vais étudier l'architecture, je vais étudier, je ne sais pas, la géographie ou bien l'histoire. La chance, même si tu as tout le document propre, le visa, la chance d'avoir le visa est très bas. Au même moment, celui qui veut vraiment faire un truc que l'Italie a besoin, la chance est forte pour le visa. Donc, je lance vraiment un appel à tous nos bacheliers, les nouveaux bacheliers, ceux qui veulent venir aussi faire le master, ou bien la licence, surtout quand tu as le bac et tu veux arriver fraîche, il faut vraiment réfléchir sur ce que tu veux faire. Comme les frères de l'Allemagne, ils ont dit, consultez bien les sites. Qu'est-ce que l'Union européenne a besoin? Parce que les besoins sont pratiquement les mêmes dans tous les pays de l'Union européenne. Quel métier ils ont besoin? Et choisissez les facultés qui vont dans ce sens. Là, la chance est vraiment très, très élevée. Sur ce, bon, je vais vous dire merci. Je remercie les panélistes, les participants et merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Antonio, pour sa présentation. Merci beaucoup pour ces idées, ces informations par rapport à l'Italie. Si jamais les participants ont besoin d'autres informations, nous allons incessamment les diriger vers vous pour que vous puissiez leur donner des informations de première main.
Merci beaucoup à vous. Et nous allons passer la parole à M. Moustapha. M. Moustapha est du côté du Brésil. Il va nous exposer le marché du travail brésilien, ou bien comment s'expose le Brésil. Pour ceux qui souhaitent aller au Brésil, alors vous avez la possibilité de vous acquérir des informations que M. Moustapha Nyandi va nous donner. Monsieur Moustapha Nyandi, si vous m'écoutez, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous me recevez aussi bien. Nous vous recevons 5 sur 5. D'accord. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et à remercier tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation, la seconde édition, et pour cette importance capitale vis-à-vis de nos compatriotes et pour soutenir les efforts du développement de notre pays. Et avant de commencer, je vais présenter une excuse parce que, bon, ça fait longtemps que je suis dehors du pays, j'apprends beaucoup de langues, donc il va voir que peut-être mon français va avoir un peu de problème par rapport à l'influence de l'anglais, l'espagnol et le portugais. Donc, mon objectif aujourd'hui ici, c'est de vous présenter en bref les opportunités sur le marché du travail qu'on a ici au Brésil. Et beaucoup de gens ne connaissent pas le Brésil, ou ils pensent que le Brésil est limité au football. Le Brésil est limité à des belles filles, le Brésil et autres. Mais dans la réalité, le Brésil regorge beaucoup de potentiel qui peut aussi nous servir. Et moi, depuis que je suis arrivé ici, je vois que si les pays africains se retournent vers le Brésil pour des partenariats, pour soutenir l'industrialisation de l'Afrique, ça serait un choix de privilège qui va faciliter réellement l'industrialisation de nos continents. Donc, je vais avancer si vous partagez mon écran par rapport à ce que j'aurai à partager avec vous. Je vais choisir. OK. Yeah. OK. Donc, je ne sais pas si ça apparaît. 5 sur 5. Vous arrivez 5 sur 5. Donc, je vais remonter un peu pour recommencer. Donc, avant tout, je m'appelle Nyandi Moustapha Yango. Comme vous le savez, je suis togolais principalement du Bassa et de la ville de Kabou. Je suis maître en gestion et finances publiques de CAMEX, diplôme de master délivré par l'Institut supérieur de finances de Dakar. Ça fait à peu près 5 à 6 ans que je suis ici au Brésil. Et je vais vous conter une petite histoire. Quand je suis arrivé ici au Brésil avec mon master, c'était très difficile de pouvoir entrer sur le marché du travail. Et du coup, dans les premiers 6 mois, je me suis mis à pouvoir réétudier et à faire une autre licence ici. Et pour pouvoir faciliter mon intégration et puis de pouvoir entrer sur le marché, j'ai choisi l'option qui m'est plus facile de le faire, c'est la langue française ici pour pouvoir le faire. Donc, cela m'a permis de pouvoir valider beaucoup de matières. Et aussitôt que je devais finir pendant 4 ans, mais j'ai réussi à finir avec ça en 2 ans, 6 mois. Aussitôt fini, j'ai eu à passer à un concours privé que je suis en train de travailler aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Le principal aujourd'hui, c'est nous travaillons sur l'importance du marché futur, des compétences du marché futur et pour l'insertion des Brésiliens sur le marché du travail. Donc, nous travaillons aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, je travaille avec des écoles. Nous donnons des cours de l'entrepreneuriat et nous formons des étudiants. Nous faisons beaucoup d'activités. Après, je mettrai mon Instagram à votre disposition. Vous allez voir toutes les activités que nous faisons ici. Donc, je vais avancer.
Du tout, quand nous parlons du Brésil, on a tout. La riche culture, le Brésil n'est pas aussi éloigné de l'Afrique, c'est une partie séparée de l'Afrique. Et il y a une qualité d'éducation. Pourquoi on parle de la qualité d'éducation? Le système éducatif du Brésil, elle est plus inclusive, elle est plus sociale et elle favorise plus ceux qui le veulent aussi étudier. Pourquoi? Parce que quand vous prenez de la maternité jusqu'à l'université, c'est gratuit dans les universités ou les écoles publiques. Et que si vous êtes au Brésil et que vous n'avez pas des moyens pour pouvoir entrer dans les universités ou bien les écoles publiques, puisque les classes sont limitées, des fois, vous avez dans les salles de cours, au niveau des cours primaires, vous avez jusqu'à 20, 15, 20 élèves par classe. Et si vous n'avez pas des opportunités de pouvoir étudier ou vous n'avez pas eu la chance de pouvoir entrer dans les écoles publiques, le gouvernement vous donne des bourses pour pouvoir entrer directement dans les écoles privées sans payer. Donc, on parle aussi d'une côté de la qualité parce qu'il est disponible dans toutes les écoles. Vous avez des infrastructures, vous avez de la technologie, vous avez de l'Internet. Et le gouvernement également met à la disposition des étudiants des bus qui vous cherchent depuis votre maison. Ils vous déposent à l'école. À la fin, à la sortie, les bus vous ramènent également à l'école. Et vous avez des cantines pour pouvoir prendre votre café dans la matinée, vous mangez l'après-midi. Et si vous n'avez pas de moyens pour payer, par exemple, vos loyers, le gouvernement vous offre des bourses d'études, de l'assistance sociale. Il vous paie également votre loyer. Moi, par exemple, j'ai bénéficié de ça de 2018 jusqu'en 2021. J'ai eu l'assistance totale du gouvernement brésilien dans cette bourse et ils n'ont pas cette sélectionnabilité de savoir si vous êtes brésilien ou vous êtes étranger. Donc, ils vous donnent tout cela une fois que vous présentez les conditions, on vous donne. En ce qui concerne les carrières, vous avez le marché brésilien est en croissance. Et en ce qui concerne l'inclusion sociale, j'ai vu que plusieurs d'entre nous ont parlé. De nos confrères ont parlé des professions du futur de l'intelligence artificielle. Et nous voyons aujourd'hui que le marché du Brésil est plus focalisé sur le futur. Donc, plus vous vous spécialisez, vous avez des opportunités, que ce soit dans l'ingénierie, dans l'informatique, dans la médecine ou dans l'agriculture. Donc, vous êtes sans savoir qu'il y a plusieurs pays qui viennent ici recruter des ingénieurs brésiliens qui travaillent, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis. Ils sont tellement sollicités sur le marché et ces gens se forment ici. Donc, quand vous rentrez dans toutes ces universités ou dans ces écoles, vous allez voir qu'ils ont toutes les structures. Si vous arrivez au Brésil, vous voulez étudier, vous pouvez choisir n'importe quelle branche vous voulez faire, vous aurez l'assistance. Et la qualité aussi, autre chose qui vient que une fois vous commencez à étudier, si vous êtes à l'école primaire, par exemple, à partir de CE1, chez nous au pays, vous commencez déjà à visiter des entreprises, vous commencez déjà à visiter des institutions. On vous amène sur le terrain pour pouvoir comprendre comment marchent les choses. Mais si vous êtes à l'université ou au collège, vous avez une obligation de stage. C'est-à-dire, les entreprises doivent vous donner des stages dans les domaines auxquels vous avez la vocation de pouvoir travailler ou à l'université, ce que vous faites des recherches. Donc, le stage est garanti pour les étudiants, ce qui facilite leur entrée sur le marché du travail. Attends, on va avancer un peu. Donc, les opportunités d'éducation supérieure, on a des universités renommées comme vous pouvez voir USP, qui est de Sao Paulo. Vous avez Unicampus, vous avez UFG. Mais en dehors de cela, il y a plusieurs universités. Dans chaque État, le Brésil compte 26 États fédéraux plus district fédéral, où je suis, qui est la capitale du Brésil. Donc, dans chaque État, le minimum, vous aurez à peu près 5 ou 6 universités. C'est-à-dire, il y a une décentralisation pour pouvoir permettre
à tous les citoyens de pouvoir étudier. En dehors de ces universités, vous avez des universités fédéraux qui sont chargement, qui ont pour vocation de travailler sur la formation technologique. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces universités, il n'y a pas de grand-chose, il n'y a pas tellement d'exigences. Les programmes en dehors de ces universités, quelles sont les opportunités d'études pour nos confrères qui sont au pays ou qui sont payés? Vous avez par exemple le programme PEC-G, vous avez le programme PEC-PL, vous avez le programme PEC-PG. Le programme PEC-G, par exemple, c'est pour des jeunes bacheliers, ceux qui ont eu le bac, qui veulent étudier au Brésil. Il suffit seulement qu'ils vont à l'ambassade du Brésil au Togo, ils vont recevoir leur fiche pour pouvoir remplir les formalités. En remplissant les formalités, et s'ils sont sélectionnés, donc ils vont avoir ce bénéfice de pouvoir venir étudier pendant 6 mois, d'apprendre la langue et de faire le bac brésilien. Donc, on appelle le CEP-BRAS. Donc, ils doivent faire le bac brésilien. En faisant ce bac, ils pourront avoir accès directement à l'université. Donc, et le programme PEC-PG, par exemple, c'est pour des gens qui ont déjà la licence, qui sont au pays et qui veulent venir ici pour faire des recherches, par exemple, faire le master ou le doctorat. Donc, directement, ils peuvent aller directement sur le site des universités où ils veulent étudier. Ils vont voir leur programme, ils vont voir le lancement des éditeurs qu'on appelle comme des concours de recrutement qui sont ouverts. Donc, vous faites votre projet de recherche, vous allez soumettre ce projet. En soumettant ce projet, si votre projet est retenu, et on vous envoie le visa et tout, vous arrivez ici, vous prenez votre résidence et tout, vous commencez à étudier. Et il faut rappeler surtout que la bourse d'études au Brésil, au niveau de master et le doctorat au master, c'est à peu près quelque chose de 3500 RH. Et au doctorat, c'est à partir de 5000 RH qui donne à peu près 600 000 francs CFA. Et vous recevez cette bourse mensuelle jusqu'à 4 ans pour votre formation. Et en dehors de ça, quand vous êtes au Brésil, vous pouvez solliciter à faire des études hors du Brésil. Une fois que vous êtes dans une université brésilienne et que vous voulez, par exemple, aller faire d'autres recherches au Canada ou aux États-Unis ou en France, le gouvernement brésilien vous finance vos recherches, c'est-à-dire vous allez quitter ici pour aller faire ces programmes de recherche sur 2 ans sans perdre la bourse que vous recevez, mais vous recevez encore d'autres bénéfices pour pouvoir faire des recherches. Donc, le gouvernement brésilien encourage plus des chercheurs afin de pouvoir alimenter le processus de croissance et de développement de ce pays. En dehors d'autres programmes que je viens de vous exciter, on a également ces genres de possibilités de pouvoir accéder aux universités. Vous avez l'examen d'ENEM et ils ont également spécifiquement un système de sélection pour les gens noirs ou les afro-descendants et autres. C'est-à-dire, c'est pour encourager les gens à pouvoir étudier. Et je peux vous conter que l'année passée, le gouvernement, l'actuel président, a débloqué un fonds de à peu près de 22 milliards de REACH pour mettre à la disposition de tous les élèves qui étudient au lycée. Ils vont avoir un compte. Donc, ils vont avoir un compte où ils auront une somme qui va être déposée sur leur compte. Et ces élèves, lorsqu'ils vont terminer le lycée, ils vont recevoir cet argent. Donc, l'objectif maintenant, c'est de mobiliser les jeunes à pouvoir étudier. Et à la fin, lorsqu'ils vont recevoir cet argent, ils pourront se lancer dans l'entrepreneuriat ou de pouvoir tracer leur carrière. Donc, ce sont des programmes d'accompagnement que le gouvernement brésilien met à la disposition des citoyens afin de les aider de rentrer sur le marché. Donc, quand on parlait du marché du travail, vous allez voir qu'il y a la technologie de l'information, l'ingénierie. On a également la santé, la demande de professionnels qualifiés exigeant en compétences techniques et linguistiques, avantage de la diversité dans le milieu du travail. Donc, les exigences pour nos frères qui veulent venir ici, par exemple, étudier à partir, qui ont déjà eu la licence, ça serait très bien de pouvoir dominer l'anglais. Et moi, je vous encourage de faire les cours d'anglais parce que quand vous allez
passer dans tous les processus de sélection. À partir, une fois que vous avez déjà la licence, on va vous exiger l'anglais ou l'espagnol. L'anglais ou l'espagnol ou le portugais. Donc, si vous avez cette proficience de pouvoir prouver que vous dominez, vous comprenez, vous savez lire le minimum, vous allez passer dans les processus de sélection. Et l'anglais, on peut étudier l'anglais au pays, vous pouvez faire des cours de formation pour pouvoir venir ici. Arriver ici, vous pouvez performer votre langue. Puisque les opportunités, ça ne manque pas. Le Brésil, c'est un pays où vous avez un système d'entrepreneuriat qui permet à que n'importe quel individu peut lancer son entreprise facilement et d'avoir le soutien du gouvernement. Je vais avancer un peu. Monsieur Moustapha, est-ce que vous pouvez synthétiser un peu, parce que là, vous avez déjà dépassé le temps qui vous a été imparti. D'accord. Donc, à peu près, ce sont quelques innovations brésiliennes et ce sont des entreprises également qui travaillent là-dessus. On a parlé de ça. Je vais voir ici la culture brésilienne, l'adaptation, le système de vie. Donc, en bref, le processus de sélection pour pouvoir arriver ici au Brésil, il y a le visa, vous avez ces différents types de visas. Et si vous voulez venir ici pour étudier avec vos propres fonds, c'est très facile. Il suffit seulement également de voir l'université, l'école où vous voulez venir étudier. Ils vous envoient tous ces documents. Vous allez à l'ambassade, vous recevez votre visa. Donc, je viens de lancer également un blog où je commence à publier des choses sur l'intelligence artificielle, sur les compétences du marché du futur et les habilités. Donc, je vais mettre ce bloc à la disposition avec des tests très courts pour vous aider, pour aider nos confrères à pouvoir aussi profiter de ces compétences. Donc, je vais mettre fin à cela ici et par rapport au temps donné, pour donner l'opportunité à d'autres personnes aussi qui sont là pour faire des présentations. De toute façon, je suis disponible pour, si les gens veulent entrer en contact avec moi, il n'y a aucun souci, on peut continuer à parler et ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Moustapha. Permettez-moi de vous poser une question par rapport aux autres intervenants. Peut-être que nous n'aurons pas le temps d'arriver sur les questions-réponses. D'accord. Pour le Brésil, comment ça se présente? Faudrait-il avoir combien de francs de caution par rapport à l'Allemagne actuellement? C'est entre 10 et 11 000 euros par an. Pour l'Italie, je pense que monsieur a pu nous parler de 5 à 6 000 euros. C'est à combien à peu près pour le Brésil? Bon, ça dépend du type du visa. Le caution brésilien se situe, dans la vérité, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas le gouvernement brésilien qui exige pour le caution d'études, mais c'est au niveau de l'ambassade. Ils ont mis dans le programme, par exemple, PEC-G, PEC-PG. Le PEC-G, c'est le PEC-G qu'on exige une caution qui varie de 2 000 à 3 4 000 $. C'est ça qui varie. Et ce caution, ça peut être une déclaration d'une personne, de votre oncle, de votre maman ou bien de quelqu'un qui accepte de pouvoir. Par exemple, si vous êtes un jeune bachelier, la personne accepte que durant votre période des 6 mois que vous allez faire ici pour pouvoir étudier, qui sera en mesure de pouvoir vous aider à survivre. Mais dans la réalité, ce n'est pas un truc qu'on exige que vous allez déposer, mais ce sont des déclarations. Il y a des institutions également qui sont déjà disponibles et qui appuient déjà dans ces déclarations. Donc, au niveau du Brésil, c'est ça, quoi. D'accord. Donc, ce n'est pas une somme que vous devez déposer, mais ce sont des déclarations où vous signez des papiers, où vous pouvez solliciter des gens pour signer ces papiers et ces papiers vont constituer votre dossier. D'accord. En quelque sorte, ce sont des prises en charge qui étaient auparavant aussi autorisées en Allemagne, mais qui maintenant ne sont plus vraiment acceptées quand il s'agit des études. Merci beaucoup pour votre présentation. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à un instant. Je vais revoir rapidement ma liste. Nous allons donner la parole à monsieur
à M. Clément de l'Espagne pour qu'il puisse nous exposer rapidement la situation en Espagne. Merci. Monsieur Clément, si vous m'écoutez, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'écoutez? Ah, ok, merci beaucoup. Je suis Clément Kudjo Maoli. Je suis le délégué HCT pour l'Espagne. Monsieur Clément, si vous pouvez partager votre écran avec nous, nous aimerions bien vous connaître. Ok, je vais allumer ma vidéo pour que vous puissiez me voir. Oui. Bon, avec, puis on va appuyer. Ouais, l'écran. C'est ça. C'est bon? Pas encore, mais c'est ouais, maintenant c'est bon. Ah, ça voilà. va. Ouais, c'est bon. Nous Bon, c'est moi. C'est moi, Clément Kudjo Maoli. Je suis le délégué HCT pour l'Espagne. Je vis à Bilbao, au nord du pays, dans ce qu'on appelle le Pays Basque. Ça fait à peu près 12 ans que je suis là. Donc, moi, je me considère pratiquement basque. Et après, bon, espagnol. Je suis expert, formateur en projet européen. Je suis collaborateur de l'Institut basque sur l'immigration. Et je suis le conseiller en matière d'immigration auprès du Parti nationaliste basque, le parti qui dirige ici présentement. Donc, c'est dire aussi que j'ai aussi un petit parcours en tant que, je ne dis pas politicien, mais en tant qu'amoureux de la politique. Donc, je suis un peu dans ça aussi. Je suis le coordonnateur général de l'association Investir dans la jeunesse, Investing in Youth, qui est basée ici à Bilbao et aussi en Finlande, en France et aussi au Nigeria et au Ghana. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. En matière d'éducation, de formation en Espagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent que l'Espagne, c'est aussi un bon pays, un pays qui offre aussi beaucoup d'opportunités. Ici à Bilbao, nous avons deux universités principales. Nous avons l'université publique qui est du Pays Basque et nous avons une université qui est privée. Et ça, c'est l'université de Deusto ici à Bilbao. L'université publique qui est le UPV, c'est comme ça on l'appelle, a des campus à Bilbao, à San Sebastián et puis à Victoria. Victoria, c'est la capitale administrative du Pays Basque. Bilbao est un peu comme la capitale économique du Pays Basque. Au niveau de l'Espagne, nous avons un service qu'on appelle le CEPIE. Le CEPIE, c'est en espagnol, c'est el Servicio Español de Internalización de la Educación. Ça veut dire le service espagnol pour l'internalisation de l'éducation. C'est le service qui se charge d'informer, d'orienter tous ceux qui veulent venir étudier en Espagne. Je l'ai dit au début, les gens ignorent que l'Espagne offre beaucoup d'opportunités. Mais la plupart du temps, ce sont nos amis de l'Amérique latine qui bénéficient plus de ces opportunités-là. L'Espagne offre beaucoup de bourses. Et puis, il ne faut pas oublier, l'Espagne, le niveau de vie est beaucoup plus... Ce n'est pas aussi cher de vivre en Espagne que de vivre dans d'autres pays de l'Europe. En matière d'Erasmus, l'Espagne est le second pays européen le plus demandé par les étudiants. L'Espagne est le second pays le plus sûr en Europe. L'Espagne est le second pays avec un coût moins élevé dans tout ce que nous appelons l'Union européenne. Et aujourd'hui, il y a une montée, sincèrement, il y a un grand intérêt pour la langue espagnole. L'espagnol est une langue officielle dans 21 pays à travers le monde et c'est la seconde langue la plus parlée dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une langue
moi, je suis vraiment amoureux de l'espagnol. C'est une langue très intéressante, c'est une langue très diplomatique qui est utilisée. Et aujourd'hui, à l'université de Lomé, vous avez un club Cervantes qui fait la promotion de l'utilisation de l'espagnol au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, au Togo, il y a près de 20 lycées où les enfants apprennent l'espagnol, de Lomé jusqu'à Dapaon. C'est ce que les gens ignorent ça un peu parce que, bon, souvent on parle de l'anglais, on parle de l'allemand, on parle de la Casa Italia à Lomé qui enseigne l'italien, mais il faut dire aussi qu'il y a un intérêt grandissant pour l'espagnol dans notre pays et dans nos lycées. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi dire. Maintenant, pour ceux qui veulent venir étudier en Espagne, il faut dire la vérité, ce n'est pas aussi compliqué parce que, d'abord, pour ceux qui sont là, qui n'ont jamais été, qui n'ont pas eu le bac, en Espagne, on appelle quelque chose acceso a la universidad. C'est-à-dire que durant 1 an, tu te formes dans des écoles ici et tu peux avoir accès aux études universitaires. Pour ceux qui sont qualifiés comme sans ressources, on les appelle ici un riesgo de exclusion, des gens qui n'ont pas de l'argent pour payer, c'est pratiquement gratuit, c'est 15 € par année et la personne peut faire des cours de soir, c'est entre 17h et 19h. Durant une année, il passe un examen et la personne a droit à entrer dans une université espagnole. C'est ce que l'Espagne a fait pour favoriser l'entrée à l'université pour beaucoup de gens. Et il y a quelque chose qu'on appelle, ça c'est plus intéressant même, on appelle ça le FP, la formation professionnelle. On a ce qu'on appelle au Togo communément le BTS ou le brevet supérieur. En Espagne, pendant 2 ans, les gens se forment en électricité, en informatique, en plomberie. Et durant 2 ans, ce sont des diplômes bien reconnus par l'État. Et ce qui est bon, souvent, bon, par exemple, chez nous, ici dans le Pays Basque, ce qui est bon, c'est que ce sont des formations qui sont entièrement gratuites. Il suffit que tu sois inscrit comme résident à Bilbao ou dans le Pays Basque, par exemple, pour bénéficier gratuitement de ces formations-là. Tu ne payes rien, mais l'État se charge de te payer, par exemple, le transport. On s'assure à ce que tu aies ce qu'ils appellent manutention ou de l'argent pour manger, aller-retour, pour te loger aussi. Donc, ce sont des facilités que l'Espagne offre. Je vais vous parler le climat. Ce n'est pas comme en Allemagne ou en Belgique. Ici, le climat est plus intéressant. Il fait beaucoup plus chaud. Donc, nous sommes dans un pays avec une diversité culturelle qui est très riche. L'Espagne est très riche en culture. Il faut aussi le dire. Le sud de l'Espagne est très bon. Il y a une université qui s'appelle Granada en espagnol. C'est l'université, la première université pour les étudiants togolais en Erasmus en Europe. Il y a plein de Togolais qui sont à Grenade maintenant en train d'étudier. Il y a un là qui est un ami, il s'appelle Séraphin. Il est présentement en France, à Toulouse, en train de faire son doctorat. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de Togolais qui viennent ici. Il y a beaucoup qui viennent chez nous, qui sont souvent au sud parce que c'est plus intéressant. Là, nous sommes avec l'université de Jaén, qui est aussi au sud. Et je pense que dans ce mois d'octobre qui vient, nous allons recevoir un groupe d'étudiants togolais qui viennent pour ce qu'on appelle un séjour de perfectionnement dans plusieurs domaines. Donc, ils viennent ici et ça, c'est un projet que l'Union européenne a financé à 100%. Ça veut dire que leur transport, tout est pris en charge. C'est des gens qui viennent pour entre 3 et 9 mois, qui sont à Jaén, qui sont logés, qui sont nourris et qui sont en même temps formés par l'université de Jaén. Donc, il faut dire que, sincèrement, quand on parle de l'Espagne, quand on parle de l'espagnol, nous souffrons de ce qu'on appelle le manque d'information. Sincèrement, il y a des gens qui ne savent pas que tout ça, là, ça se passe chez nous. Il y a des gens qui ne considèrent pas l'Espagne comme un grand pays, mais nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays avec beaucoup d'opportunités. Nous sommes un pays qui forme des médecins. Nous avons un système de santé qui, pour moi, est l'un des meilleurs au monde. Moi, je le dis comme ça parce que nous avons un système de santé publique et nous avons des universités qui sont directement liées à nos hôpitaux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très bien formés ici.
Et il faut dire que le coût de la formation est très, très, très réduit en Espagne. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas trop cher de se former en Espagne. Ce n'est pas du tout cher d'aller à l'école en Espagne. Ce n'est pas du tout cher. Il y a des universités, des gens vont et ça dit qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a des gens qui vont à l'université ici qui payent carrément rien. Il suffit que l'État reconnaisse que cette personne-là a des difficultés financières pour que l'État prenne tout en charge, tout, c'est-à-dire que tout ce qui est le coût, tout, l'État le prend en charge. Et ce qui est bon, nous avons un système très bien décentralisé. Donc, ici, dans le Pays basque, nous investissons, je veux dire le gouvernement basque, beaucoup en matière d'éducation, ce qui fait que nous sommes il y a 10 universités espagnoles qui sont dans le top mondial, le 20 top mondial. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut dire. Nous avons une formation de grande qualité ici. Donc, c'est quand même... Monsieur Clévor, si. Par rapport au temps, permettez-moi de revenir sur un détail qui m'a échappé dans votre présentation. Si. Si quelqu'un veut venir en Espagne, qu'est-ce qu'il doit commencer par faire? C'est-à-dire, combien coûterait par exemple la caution? Est-ce qu'une prise en charge suffirait comme dans le cas du Brésil? Oui, une prise en charge suffirait comme dans le cas du Brésil. Ce qui est aussi plus intéressant, il peut demander directement la bourse, même en étant à Lomé. En Espagne, nous avons ce qu'ils appellent la UNED. La UNED, c'est la Universidad Nacional d'Educación a Distancia. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Lomé peut, dès à présent, commencer par suivre un cours en ligne dans une université espagnole. Et on a une université nationale qui est en ligne, totalement online. Donc la personne peut commencer par apprendre l'espagnol là-bas et demander venir. Et les demandes de bourse se font en ligne. Nous avons vraiment digitalisé l'administration ici. C'est quelque chose qui est très bien d'ailleurs. Et tout le processus se fait en ligne et la personne peut venir. La caution, une caution suffisante, mais la personne a aussi l'opportunité de demander un visa depuis Accra, depuis Lomé, depuis Socoré, depuis Lagos. À combien se lève la caution et quel est le niveau minimum de langue requis? Bon, c'est le niveau A1 de langue. C'est le niveau A1. Mais ce qui est bon, ce qui est intéressant chez nous, c'est que l'éducation est en 2 langues. Il y a l'espagnol, il y a l'anglais. Il y a des gens qui sont venus et qui ont étudié carrément en anglais jusqu'à terminer. Donc, bon, pour ceux qui parlent, le problème aussi, c'est quoi? C'est que l'Espagne, historiquement, n'a pas eu de relation avec les pays francophones en Afrique. À part la Guinée équatoriale, l'Espagne n'a pas beaucoup de relations en Afrique. Donc, les étudiants guinéens bénéficient vraiment des bourses du gouvernement espagnol. Il y a plein qui sont là à Bilbao, en train d'étudier à Deusto ou à la UPV. Donc, en termes de caution, disons, c'est moins de 10 000 euros. Hein. C'est pas aussi élevé parce que l'éducation, le coût n'est pas très élevé ici. Un master en Espagne, c'est moins de 2 000 euros. Ouais, ça c'est un master, c'est moins de 2 000 euros l'année. Hein. Donc, à la UNED, à l'université en ligne, c'est 700 euros un master. Donc, c'est pas aussi cher que ça. Donc, comparé à d'autres pays, je pense que c'est moins. Monsieur Clévor, si vous pouvez nous mettre ces informations-là, surtout ces noms-là, pour nous autres qui ne maîtrisent pas l'espagnol, le nom sonne bien dans nos oreilles, mais si on veut se mettre à les écrire, ça va être difficile. Donc, si vous pouvez mettre chacun de ces noms, les noms de ces universités-là sur un document que nous allons rajouter à la liste des autres présentations. Surtout l'université de Granada, oui, surtout l'université de Granada. Il y a un Togolais qui a été vice-recteur de l'université de Granada. Il vient de prendre sa retraite. C'est M. Takeli, il s'appelle M. Takeli. Il a été vice-recteur, donc je pense que lui aussi, il a aidé beaucoup d'étudiants togolais à étudier en Grenade. Donc, c'est une université qui travaille surtout avec le programme Erasmus. Donc, c'est quelque chose dont nos frères aussi peuvent bénéficier. Donc, maintenant, bon, l'Espagne, vous savez, on veut arrêter l'immigration illégale, donc on met plus d'argent sur les étudiants. On dit aux étudiants, venez apprendre et rentrer chez vous. Donc, on vous offre quelque chose pour bloquer, les bateaux, les petites pirogues d'arrivée. Donc, c'est une opportunité et je pense que les gens aussi peuvent en profiter. D'accord.
Merci beaucoup à vous pour votre brillante présentation. Nous attendons incessamment votre document pour que les gens puissent directement cliquer sur le lien ou bien copier-coller les noms pour que les recherches leur soient plus faciles. Merci beaucoup. Nous avons encore deux panélistes que nous allons prendre. Nous allons prendre Monsieur Dorkenou qui va nous parler un peu par rapport au Canada et après nous allons prendre Monsieur Keyala qui va nous parler de la Fédération de Russie. Monsieur Dorkenou, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci Festus. Okay, donc je vais partager mon écran. Bien, vous voyez mon écran? Oui, 5 sur 5, monsieur Dorkenou. Okay. Bien, donc, ce dont j'aimerais discuter avec vous, c'est la vie, la réalité au Canada, la réalité par rapport à ce qu'on entend un peu partout. À écouter mes prédécesseurs, je vous confirme que les choses sont différentes au Canada par rapport à l'Europe. Donc, je vais faire une présentation en 4 parties, c'est le plan. Bien, donc, l'immigration au Canada, c'est pour résoudre un problème. À partir de 2023, la population des 65 ans au Canada a dépassé celle des moins de 15 ans. Donc, leur problème, c'est que leur population vieillit. C'est pour ça qu'ils ont ouvert leurs frontières. Avant ça, ils étaient vraiment fermés. Et moi, j'ai été surpris la première fois. Ouais, le Canada actuellement, c'est peut-être le 2e ou le 3e pays le plus grand du globe. Mais il y a seulement 40 millions d'habitants. Bon, c'est aussi parce que la plupart du territoire est froid, couvert par la glace et tout ça. Mais c'est un peu ça le contexte. Donc, le Canada a besoin de main-d'œuvre actuellement pour maintenir son niveau de vie, la production, les services, les impôts et les taxes. Donc, ils ont pour entrer au Canada, il y a 4 voies possibles. L'immigration économique qui fait venir les travailleurs qualifiés, tout ça. La réunification familiale. Vous êtes là en premier, vous pouvez faire venir votre famille. Les réfugiés. Et puis, la 4e voie, c'est l'étude. Ce sont les études. Mais les études au Canada, ce n'est pas considéré comme de l'immigration. Vous dites que vous venez en tant qu'étudiant, vous venez pour étudier. Ce qui se passe après, il n'y a pas de passerelle au Canada qui vous permet de faire une transition entre l'étude et la résidence permanente. C'est un peu comme aux États-Unis. C'est un cas carrément pas. Donc, dans ma présentation, je ne vais pas toucher les études parce que personnellement, je suis arrivé il y a 2 ans. D'après ce que j'ai vu, les expériences qu'on a partagées avec moi, venir au Canada par la voie des études, ce n'est pas la meilleure voie. D'abord parce que les études coûtent cher. Ça coûte très cher ici, les études. Pour l'université, on parle de peut-être 5 000 $ par session, c'est-à-dire par trimestre. Donc, vous finissez avec peut-être 15 000 ou 20 000 $ pour chaque année. Bien. Donc, pour moi, les études, ce n'est pas une option pour le Canada. À moins que vous ayez les moyens et que payer tout ça, ça ne change rien. L'alternative que les gens ont trouvée, c'est qu'ils ne s'inscrivent pas à l'université, ils s'inscrivent dans des formations professionnelles et tout ça, où l'écolage est moins. Mais on parle toujours de 20 000 $ par an. Certaines formations font 1 an, d'autres font 2-3 ans. Donc, c'est à considérer. Donc, moi, personnellement, je suis arrivé par la voie de l'immigration économique. Et c'est l'expérience que je vais partager avec vous est basée sur ça. Bien.
Donc, comme je l'ai dit, le Canada a un problème et ils veulent régler le problème là par le truc. Et il y a beaucoup d'opportunités, aussi bien pour le Canada que pour nous. Ils vont rajeunir leur démographie, renforcer leur économie, diversifier leur culture. Pour l'immigrant qui vient, c'est vrai, on a une meilleure condition de vie. On a accès, en tant que résident permanent maintenant, les études sont abordables. Donc, quand je disais avant que ça coûtait cher, c'est pour les étrangers. D'accord? Donc, en tant que résident permanent maintenant, vous pouvez vous former à moins de coûts. Il y a des facilités de financement. L'État peut vous assister. Il y a des bourses. Les banques peuvent vous avancer des sous pour vous former. Je vais aller directement au mythe comparé à la réalité. C'est le point de ma présentation. Ce qu'on entend aujourd'hui hors du Canada, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et qu'il y a beaucoup d'emplois. Je pense que c'était vrai il y a quelques temps, avant la COVID notamment. Mais après, surtout depuis qu'ils ont réouvert les frontières, aujourd'hui, ils sont dépassés. Moi, je suis au Québec. Et pour le Québec, c'est vraiment un problème. Le Québec va refermer les frontières. Ils vont resserrer les conditions d'accès. Pourquoi? Parce que dans chaque province, ils ont des programmes sociaux, d'assistance sociaux. Et ils n'ont pas anticipé ça. Ils ont eu tellement de personnes qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus traiter bien les gens. Voilà. Le logement, par exemple, c'est devenu un problème. Les prix pour louer ont doublé, je crois, de 2019 à maintenant, en 5 ans. C'est du simple au double quand on compare les prix des loyers. Donc, ils sont un peu dépassés et depuis cette année, ils sont en train de resserrer un peu tout ce qu'ils avaient comme facilité. Bien. On dit aussi que l'État canadien aide les gens. C'est vrai. Il y a des subventions, il y a des allocations. Comme je le dis, il y a des facilités pour étudier. Mais le premier défi auquel on fait face quand on arrive ici, c'est le logement. Et l'État ne vous aide pas pour vous loger. Pareil, quand vous arrivez ici, pour trouver un emploi, l'État ne vous assiste pas pour trouver un emploi. Vous êtes comme tout le monde, vous devez vous débrouiller sur le marché. 3. Il n'y a pas de traitement privilégié pour les immigrants. C'est vrai que le Canada fait la cour aux gens pour qu'ils viennent, mais quand vous arrivez, c'est un peu comme ce que j'ai dit avant. Pour les services publics, logement et tout ça, vous faites comme tout le monde. Vous devez vous renseigner vous-même, aller faire tout ce qu'il y a comme formalité. C'est vrai qu'il y a des organismes qui sont là, qui aident, mais ça ne change pas que c'est toujours vous qui devez vous déplacer pour faire tout. 4e point, pas de discrimination au Canada. Officiellement, le pays est tolérant, mais dans la vie de chaque jour, ça arrive. Ça arrive qu'on remarque qu'il y ait des traitements différents pour les immigrants. Mais il faut reconnaître qu'avec notre génération, ce n'est pas prononcé. Moi, par exemple, je suis à Montréal et Montréal, c'est une ville vraiment ouverte, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous sortez de Montréal, vous entrez dans les régions, c'est un peu plus compliqué. Et comme la population est vieillissante, les gens d'une génération ou 2 générations plutôt que nous, ils ne sont pas vraiment ouverts envers les étrangers. 5. Le Canada est un pays bilingue. Sur le papier, c'est vrai. Mais dans la vie de chaque jour, non. Sur le papier, vous aurez toutes les informations dans l'administration en français et en anglais. Mais dans la vie de chaque jour, si vous êtes dans une province anglophone, vous devrez parler anglais. Si vous êtes dans une province francophone, vous devrez parler français. La seule exception au Canada où le bilinguisme est vraiment présent, c'est Montréal, je dirais, et Laval. Il y a des zones de Montréal où vraiment les gens vivent en anglais sans problème. Mais c'est pas... Vous sortez du Québec, dans les provinces anglophones, il n'y a que l'anglais.
Donc, c'est aussi une opportunité aujourd'hui pour les francophones qui veulent immigrer parce que le Canada a remarqué cette disparité. Et donc, il y a dans leur système d'immigration, il y a comme un volet spécial pour les francophones qui facilite un peu l'immigration aux francophones actuellement. Bien, pour finir, le dernier point que je veux toucher aux gens, c'est que l'immigration, c'est pas facile. Quitter son pays, venir dans un autre pays, surtout quand on n'est pas jeune, c'est un choix vraiment à étudier sérieusement. Je ne sais pas si vous avez appris, mais au Canada, l'un des problèmes sociaux auxquels font face les Africains quand ils arrivent ici, c'est les divorces. Les couples n'arrivent pas à rester ensemble au Canada. Je ne sais pas, bon, il n'y a pas d'études officielles sur le sujet pour que je puisse me prononcer. Mais c'est un peu ça. Socialement, pour se réintégrer au Canada, c'est vraiment compliqué. C'est peut-être aussi parce que la communauté togolaise, il y a un organisme ici qui s'appelle la communauté togolaise au Canada. Bon, peut-être qu'ils ne sont pas assez actifs, ils n'arrivent pas vraiment à accompagner les nouveaux arrivants, je ne sais pas. Mais socialement, pour s'intégrer, c'est un peu... Les gens se retrouvent isolés très vite, c'est pas... On met du temps à trouver un repère. D'accord? Mais c'est vrai qu'après 2 ans, ça va mieux. Bien. Où est-ce que je vais en venir? Ce que je vais dire, c'est que, en tout cas, pour le Canada, quand nous mettons les études de côté, quand, je dis, leur principal volet d'immigration, c'est l'immigration économique. Donc, ils parlent à ceux qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Ils veulent des gens qualifiés qui viendront booster leur économie. Ils ne comptent pas du tout sur les étudiants pour relancer leur économie et tout ça. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, quand vous êtes en Afrique et que vous voulez immigrer au Canada par le volet économique, regardez bien votre situation actuelle, sociale et économique. Parce que quand vous arrivez ici, il faudra repartir de zéro. Il n'y a rien qui est mis en place au Canada. Même si vous trouvez un emploi, vous recommencez à zéro. Vous avez beau avoir 10, 15 ans d'expérience professionnelle dans votre pays. Le premier emploi que vous trouverez au Canada, ils vous considéreront comme un débutant. Et c'est au fil du temps, ça il faut le reconnaître, ils traitent, vous êtes compétent, vous avancerez. Mais il y aura ce choc-là au début et il faut que les gens en soient conscients quand ils arrivent. Bien, donc c'est pour ça que je dis qui devrait immigrer. Quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans d'expérience au pays, parce que déjà, leur critère pour le professionnel qui veut venir, ils disent 1 an. Donc, est-ce qu'après 15, 20 ans, ça vaut la peine de venir? C'est juste une question que les gens doivent se poser et savoir que, bon, ils vont devoir recommencer à zéro. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément un Eldorado. Comme je l'ai dit avant, il faut se refaire à une nouvelle culture. Il faut se refaire, il faut penser que la cohésion familiale va en prendre un coup. Et le dernier point que je mentionne ici, c'est que quand vous faites des enfants ici, ils ne sont plus togolais. D'accord? Donc, il y a tous ces aspects auxquels on ne pense pas avant d'immigrer. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu, c'est vrai, je refroidis un peu les ardeurs de tous ceux qui nous écoutent. Mais je pense que c'est des points à considérer avant de se lancer dans le projet. Ceci dit, tout compte fait, je pense que c'est toujours bien de sortir de son pays. D'une façon ou d'une autre, on apprend plus quand on sort de son pays. Et je pense que l'une des raisons qui devrait nous pousser à sortir, c'est venir apprendre ici et aller reproduire ce que nous avons appris dans notre pays. Donc, voilà, ce sera ça mon mot de fin. Repensons très bien les raisons pour lesquelles nous voulons immigrer et soyons prêts à affronter tous les défis.
qui nous attendent. Merci, c'était tout pour ma présentation. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc, permettez-moi de vous poser une question. Compte tenu du temps, peut-être que nous n'aurons pas la séance des questions-réponses. Vous avez, si j'ai bien compris votre présentation, vous avez dit pour les études, si nous ne sommes pas riches, on peut oublier. De facto, l'alternative, c'est l'immigration économique. Maintenant, comment ça se fait? Comment ça se produit? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées, quelques pistes pour pouvoir mieux rentrer dans ce circuit de l'immigration économique? En réalité, le système d'immigration économique du Canada est très simple. Il y a seulement 2 prérequis, ou 3. Vous devez, je dirais, un diplôme universitaire, disons 2 ou 3 ans d'expérience. Ça vous donne plus de garantie. Et il vous faut un test de langue. C'est tout. Donc, en termes d'investissement pour commencer le processus, vous devez faire un test de français à l'Institut français du Togo. Ça coûte actuellement 160 000 francs pour faire le test. Ensuite, vous devez faire, pour moi, je pense que le système fédéral, le système entrée express, c'est le plus sûr. Et pour ça, vous devez faire une équivalence de vos diplômes. Ça coûte au maximum 140 000. Donc, avec 300 000, vous êtes prêt à commencer les procédures d'immigration pour le Québec. Vous faites une déclaration d'intérêt. Si votre profil est bon, ils ont un système de notation. Si, suivant votre profil, l'âge, l'expérience professionnelle, les notes que vous avez obtenues dans le test de français, l'équivalence du diplôme, c'est-à-dire donc votre diplôme. Si vous avez un master, l'idéal c'est master ou licence. Si vous avez tout ça, vous passerez. Ils vous inviteront maintenant à déposer des dossiers pour faire les trucs. OK. Et maintenant, allez-y. Oui, ce qui manque à ce niveau, c'est comment s'y prendre. Est-ce qu'il y a... Tout se fait... OK, comment s'y prendre? Tout se fait en ligne. D'accord. Je vous dirais, commencez par canada.ca. Okay. C'est la porte d'entrée. D'accord? Canada.ca. Je vais, comme tous les autres, je vais vous envoyer un document qui détaille pas à pas la procédure. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que la procédure du Canada, tout le monde peut le faire individuellement. C'est vraiment dommage, du moins pour l'immigration économique. Il y a eu certains abus ces derniers temps à Lomé où les gens payaient. Je trouve que les gens paient trop cher pour ça. Je pense qu'avec un budget de 2 millions, 2,5 millions maximum, vous avez tout fait, y compris billets, pour arriver au Canada. D'accord? Donc, c'est un truc que chacun peut faire. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas du temps, mais je suis disposé à conseiller les gens. Parce que, honnêtement, je ne vais rien faire à votre place. C'est vous qui allez tout faire. On vous dira juste, faites ceci, faites ceci, faites ceci. C'est vous qui faites tout. Merci. OK, merci beaucoup pour votre disponibilité, surtout aussi pour votre sollicitude et surtout pour le document que vous allez mettre à notre disposition pour les participants. Parce que le but de ce webinaire, comme je l'ai toujours dit, c'est de couper les herbes sous les pieds des éventuels passeurs pour que nous puissions avoir des informations de première main pour pouvoir aider nos concitoyens. C'est notre contribution pour qu'ils puissent aussi se retrouver aujourd'hui à l'extérieur et apporter aussi leur apport à l'épanouissement et au développement du pays. Merci beaucoup. Nous allons prendre en dernier ressort M. Keyala qui va nous parler de la situation dans la Fédération de Russie. M. Keyala, excusez-nous pour le retard, vous avez la parole. Oui, bonsoir, Dr Festus, et bonsoir à tous les participants. C'est Patachona qui est là depuis la Russie. Si vous permettez, je vais partager mon écran. Bien évidemment. N'importe qui va te demander ton numéro de téléphone dans la rue, tu lui donnes. Tu lui donnes pourquoi? Normalement, mon écran devrait être visible.
Oui, votre écran est déjà visible. OK. C'était visible entre-temps. Oui, c'est bon. Parfait. Super. Donc, bonsoir à tous. Je suis Eyala Patachana, donc depuis la Russie. Qui suis-je? J'ai servi pendant longtemps la communauté togolaise. Monsieur Keyala, votre voix ne porte pas. Oui. Ah, ok, d'accord. Parce que je vais ajuster les écouteurs. Pour se présenter, j'ai dit j'ai pendant longtemps travaillé dans la communauté togolaise en Russie, aussi dans les autres pays de l'Europe de l'Est. Pendant longtemps comme président et ensuite depuis 2019 comme délégué pays jusqu'à décembre dernier. Et j'ai laissé les responsabilités de délégué. Actuellement, je fais un doctorat en informatique et je suis le directeur de la société Tomlingo que nous avons mis en place pour accompagner tous ceux qui voudraient immigrer vers la Russie, et accompagner pour les bonnes procédures afin de ne pas, premièrement, se faire arnaquer et deuxièmement, faire les choses comme il faut. Je voudrais dire merci au Dr Festus et à tous les promoteurs de ce webinaire pour l'opportunité et le privilège de partager sur les réalités de la Russie. Je vais principalement parler des études parce que, pour être honnête, actuellement, il y a peu de personnes qui viennent en Russie dans le cadre du travail. Donc, venir directement pour travailler, bon, les raisons sont tout de suite évidentes. La Russie est la majorité, tout se fait en russe. Et il y a, même s'il y a certaines personnes qui comprennent l'anglais, ce n'est pas évident. La majorité de la population dans l'administration et dans tout ce que vous trouverez, tout se fait en russe. Et il y a cette barrière linguistique qui est là, il y a la barrière culturelle qui se pose tout de suite. Donc, en contraste avec ce que notre frère du Canada a dit tout à l'heure, je conseille plutôt venir en Russie aux jeunes. Si vous êtes jeune, vous avez eu votre bac ou votre licence ou même votre master et vous souhaitez venir en Russie pour continuer les études, vous faire former. Et par la suite, si vous le souhaitez, vous pourrez vous établir parce qu'en ce moment, vous serez déjà intégré dans la culture, les réalités du pays. Vous serez déjà à l'aise à parler, à communiquer en russe. Donc, du coup, qu'est-ce que la Russie offre de spécial, on va dire? Ils ont une très bonne qualité de l'éducation. Bien sûr, tout se fait en russe, mais la qualité de la formation est excellente. Et beaucoup de la Russie, c'est l'un des pays qui ont commencé à offrir des bourses d'études aux pays africains après les indépendances. Et la dynamique continue jusqu'à ce jour où même le nombre se multiplie. Je me souviens en 2016, le Togo n'avait que 2 places. Aujourd'hui, le Togo, cette année particulièrement, le Togo a eu 104 places. Donc, on comprend tout de suite qu'il y a un intérêt de la Russie à aller vers les pays africains et il y a plus de portes qui s'ouvrent. Mais je voudrais garantir que la qualité de la formation est excellente. Les frais de scolarité, pour une personne qui veut étudier en Russie, elle paye 5-10 fois parfois moins cher dans la globalité de la procédure et des études. Donc, par exemple, une personne qui veut vivre en France, qui va payer 200 à 500 euros pour ses études, mais si on fait le cumulatif des dépenses sur un an ou sur toute la période de la licence, la personne qui étudie en France va dépenser plus que la personne qui est en Russie. Même si en Russie, si vous étudiez à vos frais, vous allez payer autour de 2000, 3000 dollars. Bien sûr, après les études, vous pourrez fonder une famille, vous trouver de quoi faire, vous intégrer dans le milieu professionnel et vous n'aurez pas de problème par rapport à ce que
à ce que beaucoup peuvent croire par rapport à l'intégration culturelle, parce qu'aujourd'hui, la Russie n'est plus qu'aux Russes. Il y a beaucoup de pays de l'Amérique latine, des pays asiatiques et aussi des pays africains qui viennent en masse se faire une place en Russie. Donc, je vais me concentrer sur le système éducatif. Donc, si vous prévoyez venir en Russie étudier, il faut comprendre combien d'années ça va vous prendre. Quand vous arrivez, la première des choses, vous aurez un an où vous allez apprendre la langue russe. Et le système est très bien fait, que vous apprenez la langue dans le lexique de votre spécialité. Donc, si vous devez faire la médecine, vous aurez des cours qui sont différents par rapport à quelqu'un qui fera l'ingénierie, par exemple. Donc, c'est bien structuré. Après votre licence ou le bachelor, c'est 4 ans. Donc, 4 ans pour avoir un bachelor, l'équivalent d'une licence dans le système français. Ensuite, 2 ans de master. Et le doctorat, maintenant, avant, c'était 4 ans, mais ils ont ramené à 3 ans. Quelles sont les spécialités qui sont populaires ou facilement accessibles, on va dire? Beaucoup de personnes viennent faire la médecine. Une grande partie viennent faire les sciences économiques, les relations internationales, linguistiques, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui viennent faire les technologies de l'information, de la communication et aussi de l'ingénierie. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire ou la spécialité dans laquelle vous vous prédestinez, vous trouverez certainement une place pour. Quelles sont les possibilités en termes de bourse? Parce que, bon, vous pouvez venir étudier en Russie, il y a 4 voies. Donc, les plus connus, il y en a 2 ou 3. Le gouvernement, chaque année, les gouvernements russes attribuent à chaque pays un certain nombre de places et les pays choisissent les étudiants à qui on va attribuer ces places pour venir étudier en Russie gratuitement. Donc, le Togo est on va dire, une exception de faire plus dans cette coopération. Au-delà, la Russie prend en charge vos frais d'études et une grosse partie des frais liés à vos logements. Je donne l'exemple du Togo qui va aussi accompagner en vous donnant des compléments de bourse, mais aussi en prenant en charge vos billets d'avion. Donc, que ce soit pour venir ou après vos études pour retourner au pays. Il y a aussi une forme de bourse. Cette bourse, elle est directement, ce n'est pas à travers le gouvernement, mais c'est directement les universités qui ont fait une association. Et chaque université, c'est une compétition. Chaque université peut directement sélectionner les étudiants talentueux à travers cette compétition pour les attribuer des bourses dans la dite université directement. Donc, à ce moment où nous faisons ce webinaire, cette bourse, elle est ouverte. Donc, si vous tapez direct sur Internet, actuellement Open Doors, Russie, vous allez trouver leur site. Leur site, il y a la possibilité de mettre en anglais, en français, il y a plusieurs langues. Mais la procédure se fait principalement en anglais, ou si vous pouvez aussi en russe. Mais aussi, vous pouvez venir étudier sur vos fonds propres. Les études, c'est autour de $3,000 à $5,000, dépendamment de la ville et de la spécialité que vous choisissez. Mais aussi, au Togo, je sais que ce n'est pas récurrent, mais dans des pays comme la Guinée, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Ghana, il y a des entreprises russes qui sont sur place, qui envoient des étudiants en Russie se faire former dans les universités russes, retourner dans ces pays, travailler avec ces entreprises. Donc ça aussi, c'est vraiment c'est pas très populaire au Togo, mais dans les autres pays, c'est privilégié par rapport aux 2 autres bourses parce que les nombres sont réduits. Et ici, les compagnies choisissent elles-mêmes des gens qui ont déjà travaillé avec elles et puis elles les sponsorisent pour leurs études. Donc, bien sûr, si vous êtes au Togo, Education Russia ou Open Doors, c'est la voie
que je conseille d'explorer. Est-ce qu'il est possible de travailler pendant les études? Parce que bon, les étudiants, c'est généralement comme ça. On veut se faire quelque chose pendant les études, oui. À partir de 2022, décembre 2022, il y a une autorisation du gouvernement, enfin c'est une décision, un décret qui permet à chaque étudiant d'avoir une résidence temporaire sur toute la période des études plus une demi-année. Donc si on vous donne une résidence sur toute la période de vos études plus 6 mois, donc après les études, pour vous permettre de faire les papiers de la résidence permanente si vous souhaitez rester en Russie pour le restant de votre vie. Il n'y a pas besoin d'un permis comme dans les années antérieures, et puis il n'y a pas de limitation du nombre d'heures que vous devez travailler telle heure. Il est dit, vous pouvez travailler tant que vous n'avez pas de cours. Donc, puisque nous parlons des étudiants, ça coûte combien pour vivre en Russie? En réalité, le coût de vie est beaucoup moins, je le disais tantôt. Les étudiants internationaux reçoivent toujours une place dans la cité universitaire. Donc, c'est une exigence que le gouvernement a à l'égard des universités qui reçoivent les étudiants étrangers. C'est une obligation pour l'université de donner une place dans la cité universitaire à chaque étudiant. Et le coût, en moyenne, c'est 15 à pas plus de $50 donc, le mois. Donc, dépendamment de combien de personnes et du type de chambre de confort que l'étudiant choisit. Et pour vivre, le manger, les loisirs, s'habiller, en tout cas, si vous êtes dépensier, là, c'est discutable, bien sûr, ça dépend du rythme de vie de chacun, de dépenses. Mais pour quelqu'un qui vit on va dire, qui est réduit et réfléchi dans ses dépenses, 150 à jusqu'à $400 maximum par mois, ça suffit pour bien vivre en Russie. Donc, le coût de vie est moins cher par rapport à d'autres pays. Et pour faire la procédure pour venir étudier en Russie, il n'y a pas un seul franc qu'on va vous demander à l'ambassade comme preuve de fonds. Il n'y a pas un seul. On vous signale que vous aurez besoin en moyenne de $250 chaque mois pour vivre normalement. Mais l'ambassade, à ma connaissance, ne demande pas, en tout cas jusqu'à maintenant, ne requiert pas de présenter des preuves financières pour venir étudier en Russie. Mais si vous êtes là, les études ne vous intéressent pas, enfin vous avez votre famille, vous êtes un touriste, je conseille vraiment à tous qui ont la possibilité de s'offrir une visite en Russie au moins une fois dans la vie. La Russie, du moins si je suis à Moscou, j'ai fait Saint-Pétersbourg, Kazan et toutes les villes, c'est un pays où la propriété est la première des choses que vous allez apprécier. Et il y a beaucoup de sites de l'architecture jusqu'à la nature. Il y a beaucoup à découvrir dans ce pays qui, je trouve malheureusement, est mal dépeint, même jusqu'à ce jour, aux yeux de ceux qui ne la connaissent pas. Donc, généralement, les gens posent la question, mais est-ce que je peux venir me chercher en Russie? Bon, pour ne pas décourager les participants du webinaire, selon mon expérience, je déconseille. Donc, que vous voulez quitter le pays, venir vous chercher en Russie, je déconseille. Pourquoi? Parce que après, si vous perdez les documents en Russie, la vie va devenir amère, si je peux utiliser le terme. Ça peut être vraiment dur et l'administration est très stricte quand il s'agit de vivre en situation d'irrégularité. C'est très strict. Si on vous arrête, on vous déporte dans l'immédiat. Donc, il n'y a pas de miséricorde de la part des autorités russes. Il n'y a pas même une petite forme de flexibilité là-dessus. Ok, beaucoup de personnes disent oh non, la Russie, les Russes sont racistes. Bon, ça c'est des histoires passées.
Je vis en Russie depuis 2016 et jusqu'à ce jour, je n'ai pas été victime du racisme. Donc, oui, il peut y avoir des difficultés dans l'intégration professionnelle pour plusieurs raisons, mais le racisme maintenant, la Russie s'ouvre au monde et il n'y a plus vraiment un choc pour beaucoup de Russes de vivre avec des étrangers. Actuellement, enfin, depuis 2022, beaucoup de personnes s'inquiètent par rapport au conflit dans lequel la Russie est impliquée. Quelle est l'incidence? Oui, bien sûr, ce n'est pas sans conséquence, mais il n'y a pas de guerre comme ça en tant que telle en Russie. Donc, les conflits, c'est là-bas, de l'autre côté. Mais sur le territoire, bien sûr qu'il y a des troubles de temps à autre. Ça se comprend, mais il n'y a pas de guerre en Russie. Et la Russie reste un pays où la sécurité est maximale. Oui, ils sont très rigides par rapport aux règles, mais quand vous jouez aux règles, enfin, quand vous vous adaptez à ce qui est mis en place pour assurer le bien-être et le bien-vivre de tout le monde, vous êtes à l'aise. Donc, merci pour l'attention. Si vous êtes étudiant, cherchez sur Internet Open Doors, Education in Russia, mais aussi je dirige une société qui accompagne du début jusqu'à la fin pour ceux qui ont des projets d'études et de vie en Russie. Vous prenez contact avec moi et c'est quelque chose qui sera fait sans aucune difficulté. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions, bien entendu, vous me laissez un message ou vous posez directement. Je suis en contact avec le docteur Festus. Nous pouvons en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Keyala. Vous avez donné une autre idée de la Russie que les médias mainstream occidentaux, excusez-moi l'expression, donnent carrément, ou bien, comme vous l'avez si bien dit, dépeint autrement la Fédération de Russie. Merci de nous avoir donné l'aperçu et surtout j'ai aimé les slides lorsque vous avez montré que de ne pas aller en Dubaï, mais plutôt que d'aller en Russie. C'est un des rares pays que je compte visiter aussi tôt ou tard. Merci beaucoup. Absolument, vous n'allez pas regretter. Donc, bon, là, je vais devoir poser une question. La question, nous sommes en ligne depuis 5 heures d'horloge. 5 heures d'horloge, ça c'est le plus long webinaire que nous avons eu jusqu'à présent. Est-ce que nous voulons encore faire la séance des questions-réponses? Qu'en pensez-vous? Est-ce que, messieurs les panélistes, ont encore la force de tenir 30 minutes pour la séance de questions-réponses? Il ne faut pas laisser les gens rester sur leur faim parce qu'on a été long. Il faut prendre 30 minutes et répondre aux gens et par endroit leur donner les sites d'information sur lesquels ils peuvent aller et trouver ce qu'ils pourront aux réponses, les réponses à leurs questions. Mais l'essentiel, on a fait déjà 5 heures de temps. Tapons les 30 minutes qui restent et puis bon, chacun prend sa route, quoi. Je devais quitter le bureau à 17 heures, mais bon, je suis resté jusqu'à présent, donc voilà. D'accord, merci beaucoup pour le soutien. Je rappelle pour ceux qui nous suivent sur YouTube et autres réseaux sociaux, parce que le webinaire est relayé, nous avons partagé ici dans le groupe des liens. Je vais essayer aussi de mettre ces liens-là dans les commentaires de YouTube pour que les gens qui n'ont pas directement accès au webinaire aussi peuvent y avoir accès. Nous avons partagé les liens des présentations. Dans les présentations, il y a les sites internet dont les panélistes ont parlé. Donc, du coup, si vous arrivez là-bas dans les commentaires de ce webinaire-là qui est directement en ligne sur YouTube, vous aurez les liens avec toutes les présentations possibles pour que vous puissiez y accéder et faire bon ce dont vous semble. Après, je vais discuter avec les panélistes s'ils acceptent de mettre leur contact direct ou tout au moins leur mail à votre disposition
pour des questions de proximité ou bien si vous désirerez avoir plus d'informations, plus de détails. Ainsi, j'ouvre la section de questions-réponses. Celui qui souhaite ou bien celle qui souhaite poser une question peut lever la main et je vais désactiver son micro. Bon, il y a déjà une main en haut, un certain monsieur Lucas. Je vais autoriser son micro et sa caméra. Monsieur Lucas, vous pouvez activer la caméra à votre niveau et poser votre question. D'accord, ok, merci beaucoup. Je crois qu'au niveau de caméra, ça ne marche pas de mon côté, mais j'espère que vous m'attendez. Nous vous attendons 5 sur 5, monsieur. D'accord, ok. Je réponds à l'état civil Nudolaté Komlan, je suis togolais. Je vis en Allemagne, à Mannheim. Actuellement, je suis à Metz dans le cadre de mon étude, toujours études à l'étranger, comme on le dit souvent. Je suis titulaire d'une licence en gestion des ressources humaines au Togo avant de partir. Et j'avais suivi la première édition lorsque j'étais à Lomé. Malheureusement, la deuxième édition, je ne l'avais pas suivie. Et aujourd'hui, je suis la troisième édition. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup mes 2 ans passés, parce que j'étais là depuis le 1er mai 2022 en Allemagne, où j'ai continué toujours dans mes cours de langue jusqu'à avoir au moins un niveau C1 aujourd'hui, où je fais aujourd'hui le Master Management franco-allemand. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais mes 6 mois de cours à l'université de Lorraine à Metz, et après, je vais retourner en Allemagne pour mon Master 2. Et il y a certaines questions, bon, j'avais suivi presque tout le monde, et je vais poser des questions, en plus donner mon apport, mes expériences pour mes 2 ans que j'avais fait. C'est vrai qu'il y a un problème de manque d'informations, font que nous prenons des chemins, vraiment des chemins cahuteux, ou bien voilà, et qui nous rend la vie difficile lorsqu'on est en aventure. Ma première question, la suivante, ça concerne les organisateurs, surtout ceux de l'Allemagne. C'est vrai que lorsqu'on était au Togo, lorsque moi j'étais au Togo concernant la prise en charge et les comptes bloqués, à ma grande surprise, arrivé ici, j'étais étonné, une fois que j'ai terminé les cours de langue, de reprendre maintenant l'université proprement dite. Ils me demandent encore de faire un compte bloqué ou soit une déclaration de prise en charge, et qui me paraît un peu bizarre. Monsieur Lucas, oui, nous vous avons perdu entre-temps. Monsieur Lucas, si vous m'écoutez, nous vous avons perdu. Allô? Oui, maintenant c'est bon. Reprenez votre avant-dernière phrase, s'il vous plaît. Ok, je disais que j'aimerais poser la question concernant la prise en charge, soit la déclaration de prise en charge. Et parce que lorsque moi j'étais au Togo, on m'avait dit, une fois que tu as un compte bloqué pour les études et c'est fini, tu termines les cours de langue, tu continues toujours avec tes études avec. Oui, nous vous écoutons. Langue, on me dit de faire encore un compte bloqué, soit une déclaration de prise en charge. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce que cette information est vraie ou pas? D'accord. Je pense que comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Je vais donner ma part de réponse et puis le panéliste qui souhaiterait pourrait prendre la parole pour appuyer ou bien pour démentir éventuellement. À ce que je sache, je suis arrivé ici en Allemagne en 2002, il y a vraiment longtemps, ça fait 23 ans jour pour jour. À ce que je sache, c'est que quand vous arrivez ici avec un compte bloqué, en temps normal, le compte est crédité d'une somme qui doit vous couvrir 1 an. Maintenant, au bout de ces 1 an-là, si vous avez débité le compte, c'est-à-dire si vous avez
retirer l'argent que vous avez sur le compte au bout d'un an et que vous n'avez plus de liquidité sur le compte, là, il va falloir que vous ayez une prise en charge, à moins que vous trouvez un moyen pour encore regarnir le compte et tirer le compte OSTUC ou bien le relevé de compte que vous allez présenter maintenant au service d'immigration. Mais quand vous n'arrivez pas à le faire comme ça, c'est là où ils vont vous demander de faire ou bien de présenter ou bien de montrer une prise en charge. Bon, dans votre cas précis, est-ce que votre compte était encore crédité? Ça tombe bien, ça c'est une belle question. Sur mon compte bloqué, actuellement, il y a encore de l'argent suffisamment, je peux dire, pas comme avant. En plus de ça, j'avais un mini-job où ils m'ont même demandé les 3 derniers bulletins, j'ai encore donné, plus mon compte courant, parce que j'ai un compte courant sur lequel je fais mes mouvements, ensuite mon compte bloqué. Ok, donc dans ce cas, peut-être qu'ils vous ont suspecté de quoi je ne sais, soit disant que tout ce que vous avez montré là sur le compte n'était pas de garantie suffisante. Et c'est pourquoi ils ont exigé de vous une prise en charge. Mais l'avantage à ce niveau est que, oui. Donc, j'expliquais, je disais que j'ai encore un minimum d'argent sur mon compte bloqué. Ensuite, j'ai un compte courant et qui me sert de faire mes mouvements. Ensuite, j'avais un mini-job où ils m'ont même demandé les 3 derniers bulletins. J'avais même ajouté. Mais à ma grande surprise, ils n'étaient pas satisfaits. Donc, c'est vrai qu'ils me demandent toujours un compte bloqué ou soit une déclaration de prise en charge. Au fait, je m'interviens à propos de ce sujet parce que manque d'informations, bon, arrivé ici. Bon, vous pensez que nous ne donnons pas assez d'informations, c'est ça? Non, en fait, je vais faire un ajout de plus de ma situation parce que c'est vrai qu'au Togo, on nous dit l'information en général, mais arriver sur le terrain aussi, c'est autre chose. Et le pourquoi je m'interviens de la sorte, j'ai compris que l'Allemagne étant un État fédéral, chaque État a ses lois. Donc, du coup, si mes frères, mes sœurs veulent vraiment postuler. Là, nous avons encore perdu. Je pense que la connexion. Afin de ne pas avoir de problème et essayer de vivre aisément. D'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre rapport. Merci. Est-ce qu'un panéliste voudrait ajouter quelque chose? Oui. D'accord. Bon, nous allons essayer de prendre d'autres personnes et, si possible, revenir à vous, M. Lucas. Ah, d'accord, okay, merci beaucoup. Sinon, je voulais continuer et terminer, mais bon, bref. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez délivrer ça en moins d'1 minute pour que nous puissions aussi prendre 2-3 personnes. D'accord, ok. Ça, ce n'est plus une question, mais je voulais donner un apport à mes frères et mes soeurs qui sont peut-être au Bénin, au Ghana, au Togo, surtout au Togo, qui voulaient venir en Allemagne, surtout dans le cadre des études. C'est vrai qu'au Togo, bon, moi, je suis arrivé en Allemagne et j'ai découvert encore d'autres programmes. Par exemple, le programme que je fais aujourd'hui, qui est franco-allemand. Et c'est vrai que nous étions étudiants, comment dire, il fait guesser. Nous étions dans un pays francophone, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive en Allemagne avec la langue, on trouve un peu de difficulté par-ci, par-là. C'est vrai que il y a un intervenant, bon, je peux dire, la première personne, il a bien dit, il a bien précisé qu'il y a des niveaux de langue avec lesquels tu peux faire des études. Et je voulais donner un apport à propos de ce sujet, qu'il y a vraiment des programmes où avec le français et un peu de la langue, surtout avec le niveau B2, tu peux continuer tes études aisément en Allemagne, en plus de l'anglais. Donc, je lance un appel à mes frères et mes sœurs d'être vraiment imprégnés de l'information avant de poursuivre pour ne pas perdre de temps lorsqu'ils vont venir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lucas, pour votre rapport. Nous allons prendre le deuxième intervenant. À moins qu'un panéliste a quelque chose à y ajouter. Bon, je ne vois pas de main levée au niveau des panélistes. Donc, nous allons prendre la deuxième personne, M. Kokou Assadouga. M. Kokou Assadouga, je vais désactiver votre micro et votre caméra.
Monsieur Assadouga, vous avez la parole. Vous m'écoutez, monsieur Assadouga? Oui, je vous écoute. Bonsoir. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité. Bon, nous qui avons suivi, je suis actuellement au Togo, à Dapaon, et j'ai envie de vous rejoindre. Mais bon, j'ai écouté les opportunités dans chaque pays. Mais je voudrais vous solliciter, est-ce que vous pouvez créer une sorte de, c'est-à-dire association avec un fonds, c'est-à-dire juste pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, qui veulent se déplacer et après, à leur arrivée, ils peuvent travailler, payer avec intérêt. C'est pour aussi aider un peu ceux qui souhaitent partir, mais vraiment, c'est difficile. On a les masters, les licences, on est au chômage, on tourne en rond et l'âge avance, on s'inquiète beaucoup. Vous-même, vous connaissez le pays. Donc, c'est ça. Ou bien, si personnellement, certaines peuvent aider au moins une personne, la personne va, il prend un peu du temps, il travaille pour lui rembourser ses frais. Bon, c'est ça, je voulais solliciter au fait de votre niveau, si vous pouvez vous organiser pour mettre en place ces systèmes-là, pour nous aider. Merci. Et aussi, si vous pouvez nous renvoyer les présentateurs par pays avec leurs contacts pour qu'on puisse discuter individuellement avec eux. D'accord. Là, vous avez le contact des organisateurs sur les différentes affiches que nous avons partagées. Nous allons essayer d'échanger avec eux et obtenir leur autorisation. Et dès que nous avons ces autorisations-là, nous n'allons pas tarder à vous faire suivre ces informations-là. D'accord, monsieur. Je pense que oui, M. Lambert sollicite intervenir par rapport à votre question. M. Lambert, vous avez la parole. Oui, bon, je voulais donner une information à notre jeune frère qui vient d'intervenir, qu'il a l'Office d'immigration internationale qui joue ce rôle de passerelle. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est, d'ailleurs, nous connaissons la situation du pays. Nous n'avons pas pour rôle de faire vider le pays des diplômés qui sont en attente de quête de travail. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes plutôt dans le cursus des éducations ou bien de se faire former encore sur les diplômes qu'ils ont eus afin d'ouvrir leur perspective du marché du travail à s'immigrer dans ces pays-là. Nous ne pouvons pas jouer le rôle de banquier ou rôle de donneur de crédit, mais nous pouvons leur donner des informations nécessaires leur permettant de trouver des voies et moyens pour pouvoir s'immigrer ou bien pour pouvoir trouver de l'emploi sur le marché du travail. Vous savez, des fois nous pensions seulement que c'est l'Europe ou les pays occidentaux qui ont plus de boulot. En Afrique, après mes séjours en Afrique, où je sillonne beaucoup les pays africains, je vois que les Togolais diplômés ont beaucoup de la quote-part dans les autres pays. Je lisais quelque chose, un jeune qui était sur le net et qui n'arrivait pas à dormir. Et dans ses pensées, il disait que son seul problème, c'est de voir comment l'État peut lui retourner l'argent qu'il a dépensé pour faire ses diplômes. Donc, pensez à l'Afrique tout entière. Et je vous exhorte à aller vers l'Office d'immigration internationale qui font des immigrations sélectives pour les diplômés. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Néanté. Est-ce qu'un panéliste voudrait ajouter quelque chose? Madame Ewame. Oui. Alors, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui.
Ok, je dis aussi merci à M. Nayante pour son apport par rapport à la question. J'allais aussi dire, je pense dans ma présentation, j'avais précisé qu'au début, je n'avais pas forcément les moyens pour ces projets-là. Donc, j'ai précisé que j'avais même fait un prêt. Quand bien même au départ, j'avais des gens qui ont fraîchement migré, même mes très proches, mais j'ai plutôt opté pour un prêt auprès de voilà, une famille proche pour juste commencer les cours de langue. Et ensuite, voilà, les autres étapes ont suivi. Mais si par exemple, vous êtes à Dapon, vous voyez que, OK, je peux faire les cours quand même, vous pouvez, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous commencez quand même à faire quelque chose vous-même. Si vous finissez par exemple la langue, vous finissez par exemple, si vous avez des prérequis, vous avez obtenu un contrat, quelque chose comme ça, vous pouvez maintenant solliciter quelqu'un ou bien même un proche au Togo, pas forcément ceux qui sont en Europe, pour dire, OK, j'ai besoin juste de tel, les gens le font aujourd'hui, mais quand même, vous commencez quelque part. Et quand les gens voient vos preuves, je pense qu'il peut y avoir un soutien pour dire, OK, arrivez, vous payez les frais comme ça. Ceux qui viennent ici n'ont pas forcément les moyens pour tout faire. Mais ils commencent quand même pas quelque part, en fait. Donc, je pense que quand vous commencez, même la vie est honnête, quoi. Après, une fois que vous faites des efforts, les autres choses aussi suivent petit à petit, en fait. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup, madame. Il a dit monsieur parce qu'il y a un monsieur qui me pose une question ici au même moment. Merci beaucoup, madame Bobono, pour votre intervention. Je pense qu'il n'y a plus de panélistes qui voudraient intervenir par rapport à cette question. Nous allons prendre madame Diane. Madame Diane, je vais désactiver votre micro. Je viens aussi de désactiver votre caméra si vous souhaitez. Madame Diane, vous avez la parole. Alors, je pense que vous devez désactiver le micro à votre niveau, à votre tour, pour que vous puissiez prendre la parole. Madame Diane. Allô, Madame Diane. Si Madame Diane ne nous écoute pas, alors nous allons prendre... Bon, je pense que nous n'avons plus d'intervenants. Nous avons déjà pris Monsieur Lucas. Je pense qu'on n'a plus de questions. Monsieur Lucas, vous souhaitez réintervenir? Ça me fait plaisir quand même de me donner la parole encore une fois. Merci beaucoup. Merci pour vos aides. En Allemagne, et ce qui me permet aujourd'hui de continuer en master. Mais le premier intervenant disait que une fois tu as ta licence ou bien ton master reconnu en Allemagne, tu peux toutefois travailler avec ça. Et ma question est la suivante: à qui pourrions-nous adresser avec nos niveaux ou bien avec nos diplômes, travailler directement et de ne plus continuer, par exemple, dans mon cas? Non, là, je pense que vous devrez chercher le travail. Quand vous cherchez le travail et que vous gagnez le travail, vous parlez un français terre à terre, là, vous allez parler avec les services d'immigration. Même avant même que l'employeur ne vous emploie, il va d'abord vous demander par rapport à votre titre de séjour. Si vous présentez un titre de séjour fiable qui est valable à ses yeux, c'est bon. Dans le cas contraire, si vous avez des promesses de contrat, alors vous pouvez directement aussi aller au niveau des services d'immigration, leur expliquer votre cas, que c'est comme ça, vous êtes arrivé, vous avez déjà un diplôme de base et telle entreprise ou bien tel service souhaiterait bien vous employer. Est-ce que c'est possible à ce que vous puissiez faire le travail là? Ils vous diront si c'est bon ou bien si ce n'est pas bon. Je pense que ce n'est pas aussi compliqué que ça. D'accord. Parce que j'avais vécu une telle chose, ils m'ont dit, tu as besoin d'intégrer d'abord le système allemand avant d'être embauché. En fait, j'avais trouvé vraiment le travail, mais ils me disent, comme je n'ai pas d'expérience en Allemagne et j'ai seulement eu une expérience française,
il me faut d'abord un diplôme allemand avant de m'intégrer dans leur système. Donc, c'était le choc que j'avais eu. Oui, sûrement que vous êtes tombé sur une mauvaise personne. Parce qu'à partir du moment où c'est l'employeur qui décide, hein, c'est l'employeur qui dit que je peux vous employer. Si vous avez d'expérience, si vous n'avez pas d'expérience, en fait, ça ne concerne pas les services d'immigration. Eux, à leur niveau, c'est de dire que, OK, vous êtes autorisé à faire le travail sans vraiment vous mettre les bâtons dans les roues en vous parlant de votre expérience, parce que ce ne sont pas eux vos employeurs éventuels ou bien futurs. Je pense que Madame Atou a quelque chose à y ajouter. Non, c'était pas par rapport à ça. Je voulais demander une question à la sœur Ruth que j'avais toujours, mais comme le frère n'a pas fini, d'abord on laisse vous finissez. D'accord. Bon, je pense que nous allons accorder la priorité plutôt aux participants parce que vous deux autres, vous êtes des co-panélistes. Vous vous retrouvez en aparté. C'est vrai aussi. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, nous allons donner la parole à M. Kellen Johnson qui aimerait bien poser une question. M. Kellen, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Festus. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumé là. D'abord, un grand merci pour cette 3e édition, Dr Festus, à Ruth, M. Lambert, Mme Amina, Mme Abra et toutes celles qui ont contribué à ce que ce moment ait lieu. En fait, je voulais juste ajouter une petite information à tous ceux qui sont connectés, à tous les participants. En fait, il y a aussi des associations qui peuvent... Ici, c'est juste une plateforme pour vous donner les informations générales et les panélistes ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Donc, il y a des associations comme l'association dont je suis le président, ATRA, l'association des Togolais résidents en Allemagne, qui est prête à accompagner nos frères et sœurs au Togo qui veulent venir ici en leur donnant les vraies informations, en leur faisant éviter tout ce qui est arnaque sur le sol togolais, tout ce qui est... Bon, bref, en leur donnant les vraies informations, en les accompagnant dès le Togo, eux aussi, dès leur premier pas ici en Allemagne, en les aidant, en s'intégrant ici, en leur montrant les bons chemins, les bonnes voies administratives, etc. Donc, je voulais juste encore donner cette information pour dire que cette plateforme, c'est une plateforme informative en général, mais il y a des associations comme ATRA et d'autres associations qui sont là, qui sont là pour vous aider au Togo à éviter beaucoup de pièges et aussi dès votre entrée, dès vos premiers pas ici en Allemagne, à vous accompagner, quel que soit votre secteur d'activité, à vous intégrer et à vous montrer toutes les voies. Donc, ça répond aux questions de Lucas, aux questions de notre frère qui a d'apparent, tout ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, docteur, pour la parole. D'accord. Merci beaucoup, M. Kellen. Je vais profiter pour ajouter dans le chat, pour ceux qui le désirent, le site internet de votre association, dont je suis également membre pas à part entière, mais membre en tant que conseiller. Donc, je viens d'ajouter le site internet de l'association pour ceux qui le désirent. Vous pouvez y accéder et voir les contributions et les apports que vous pourrez vous apporter à travers, surtout pour pouvoir répondre à certaines de vos exigences. Merci beaucoup. Monsieur Kellen, pour votre intervention. Je rappelle que M. Kellen fut l'un des tout premiers panélistes de la première édition de Travail étudié où se fait former en Allemagne, mythe ou réalité. Donc, je pense que Madame Diane est revenue. Madame Diane, je vais encore désactiver activer votre micro, votre caméra. Si vous m'écoutez maintenant, vous pouvez prendre la parole. Madame Diane. Madame Diane, si vous parlez, nous ne vous attendons pas. Essayez de désactiver votre micro à votre niveau. Parce que je l'ai déjà désactivé à mon niveau. Il reste à le désactiver à votre niveau pour que nous puissions vous attendre. Ok. Dans le cas contraire, je pense qu'on a déjà fait l'essentiel. La question que Madame Atou voulait poser à Madame Ouame, est-ce que la question là va aussi profiter aux participants? Si tel est le cas, Madame Atou, vous avez la parole.
On en profite toujours, n'importe comment. J'aimerais en profiter de la motivation et demander comment ça se fait que qu'est-ce qui l'a inspiré à faire à prendre ce domaine nanotechnologie environnementale. Je sais qu'il y a beaucoup qui me disaient comment électronicienne en énergie et tout, mais là, ça me dépasse nano. C'est comme on est dans les high-tech et tout. Donc, c'est pour la motivation un peu. Et pour cela, je voulais savoir et aussi motiver les sœurs qui sont peut-être sur le chemin et ils en pensent. Ok, alors merci beaucoup. En tout cas, merci aussi pour l'encouragement. En fait, comme je le dis moi-même, j'ai au fur et à mesure découvert des choses qui m'ont intéressée. C'est ce qui fait que j'ai vraiment changé souvent de ville, de parcours. Ça m'a permis de découvrir des choses. Et après, je me suis retrouvée dans des choses qui m'intéressent sans forcément prévoir en avance. Par exemple, quand je quittais Paris pour Marseille, je ne savais pas ce que c'est que la nanotechnologie environnementale et tout ça. Mais une fois à Marseille, j'ai eu à faire des cours sur ça. J'ai vu qu'il y avait des profs qui faisaient des recherches sur les nanoparticules et les pollutions des eaux et tout. Donc, bon, alors, en fait, le prof chez qui même j'avais fait mon stage de M2, celui-là qui m'avait fait profiter de cette offre, il travaillait sur ça, mais après, je n'avais pas fait le stage forcément dessus. Bon, j'étais un peu dans les particules, mais pas forcément les nanos. Donc, heureusement, l'offre que j'ai là parle des nanotechnologies. Comme j'avais déjà eu des cours et tout, ils m'ont donné le privilège, je vais dire quoi, plus de considération parce qu'ils supposent que j'en savais déjà beaucoup de choses, en fait. Donc, bon, c'est un peu ça. Donc, je peux dire aussi des fois, en fonction des réalités, on s'oriente aussi vers des domaines très intéressants et tout sans forcément prévoir. Et il ne faut pas aussi avoir peur de relever les défis parce que des fois, quand on entend parler de ça, ça peut faire en même temps, est-ce que je peux et tout. Mais une fois qu'on écoute quelque chose de challengeant, il faut juste se mettre et puis après, on se rend compte qu'on le fait, quoi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Ça Merci à vous aussi. Bon, là, nous allons tenter d'avoir Madame Diane pour une dernière fois. Madame Diane, oui, là, bonsoir. Votre micro est ouvert. Que Dieu soit loué. Vous avez la parole, madame. Bonsoir. Ok, merci. Bonsoir. Merci pour tous vos apports. En fait, j'aimerais vous parler de mon parcours et avoir quelques conseils. Vous madame. J'ai eu à faire la série G1. Et après mon bac, j'ai continué en secrétariat de direction. J'ai eu mon BTS. Après le BTS, j'ai fait Goethe Institut. Et là, j'aimerais faire au pair en Allemagne. Et mon visa a été refusé 2 fois de suite. Oui, parce qu'ils ont dit que mon parcours n'a rien à voir avec le pair. Puisque j'ai fait le secrétariat et je pouvais travailler directement au bureau. Et pourquoi je voulais aller faire au pair en Allemagne? J'ai demandé le visa en 2021 et en 2022 aussi. Les deux ont été refusés. Bon, et après, j'ai laissé les cours par manque de moyens. Mais cette année, j'ai encore repris les cours. Je continue en B1 et j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire maintenant qui peut être lié avec ma formation. Je ne sais pas trop. D'accord. Madame Diane, nous avons compris votre question. Je vais essayer de répondre un tout petit peu, mais passer la parole après à M. Joel Johnson, qui semble être plus spécialisé dans l'intégration des travailleurs étrangers. M. Nayanté avait évoqué un sujet au début. Il disait que affaire d'alphabet accompagné d'un chiffre B, C, A, tout ça là, que ce n'est pas le plus dur. Le parcours du combattant même, c'est lorsque vous introduisez votre demande de visa
il peut même demander, excusez-moi l'expression, le caleçon de votre maman, et vous allez fournir ça, mais ils vont quand même refuser le visa. Ça voudrait dire que au-delà de tout ce que nous allons soumettre comme dossier, nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Pour la petite histoire, il y avait un oncle qui voulait faire venir sa maman qui avait 80 ans. Et figurez-vous que l'ambassade lui avait refusé le visa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit au ministère de la coopération allemande. Avant que le visa ne soit accepté, la bonne dame est venue. Elle a fait 3 mois ici. Elle est rentrée au pays 2 mois après, elle a décédé. Pour la petite histoire, c'est de dire que le visa n'est pas gagné d'avance. Maintenant, par rapport à votre cas particulier, je vais plutôt passer la parole à M. Joel Johnson qui saura vous donner des conseils pratiques à ce niveau. M. Johnson, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. J'ai cru avoir entendu qu'elle a fait la G1, la série G1 premièrement, après elle a fait l'allemand à l'Institut Goethe et voulait faire l'au pair, si j'ai bien entendu la question. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Maintenant, elle voulait savoir ce qu'elle peut faire ici en Allemagne. Voilà. En fait, ce problème existe toujours et je peux vous dire que, voilà, au niveau de l'ambassade, refuser le visa dépend aussi la plupart du temps de votre cursus scolaire que vous avez eu à faire jusqu'à présent. Et bon, ce que vous allez faire en Allemagne, il y a beaucoup de métiers que vous pouvez faire ici en Allemagne avec votre série G1. Maintenant, avoir après le bac, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Parce qu'il faudra aussi montrer à l'ambassade une preuve de stage, par exemple. Par exemple, si vous quittez directement la série G1 et vous voulez faire l'au pair, non, ça ne passe pas. Par exemple, quelqu'un qui a, après le bac, a fait des stages, par exemple, en garderie d'enfants, il peut faire l'au pair. Parce qu'après tout, elle voudra faire quelque chose avec cette expérience qu'elle aura à faire en Allemagne. Mais avec votre G1, je ne peux pas vous dire directement ce que vous pouvez faire. Je ne peux pas vous imposer ce que vous pouvez faire. Mais il y a beaucoup de métiers que vous pouvez essayer de voir, voilà, ce qui passe très bien avec votre CV. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour plus d'informations concernant ce que vous pouvez faire directement. Voilà, comme Madame Adjo a montré ça aujourd'hui, par exemple, avec le modèle Ikaga, si je me rappelle bien. Avec ce modèle, vous pouvez... C'est ça, non? Oui, le modèle légendaire japonais, là. Voilà. Ikagai. Yeah, genau. Donc, avec ça, déjà, vous pouvez trouver exactement. Il y a plein de métiers que vous pouvez faire. Maintenant, essayez de voir quel métier je peux faire. Donc, je peux toutefois me mettre en contact avec vous et vous conseiller beaucoup plus, mais exactement vous dire tout de suite sans connaître votre CV, sans connaître vraiment ce que vous avez fait jusqu'alors, juste savoir que vous avez fait la G1 et le Goethe Institut. Je ne peux pas vous orienter directement en même temps. Il faut quand même voir le CV et voir vos passions d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kellen. Je pense que vous avez déjà assez répondu à sa question. Parce qu'au moment où vous disiez que si elle veut venir faire au pair ici, elle devrait faire une petite formation en garderie d'enfants, je pense que c'est la clé de voûte. Ouais. D'abord, il faut que c'est la clé de voûte par rapport à son problème spécifique. Ouais, si elle veut faire au pair, par exemple, moi j'ai conseillé à beaucoup de personnes, juste après le bac, ils ont fait des stages de 6 mois, voire 1 an même, parce que en apprenant l'allemand à Lomé, on apprend l'allemand, bon, je crois minimum 3 jours, maximum 4 jours à Lomé. Donc, avec le restant du temps, c'est pour faire quelques petits stages, que ce soit, je veux dire, en infirmerie, comme les Croix-Rouges, tout ça, ou bien dans la garderie. Même déjà pour faire au pair, il faut quand même les premiers soins aussi que certaines familles en demandent même. Donc, du coup, il faut faire ces petits stages pour aider votre CV au niveau de l'ambassade ou bien au niveau de là où vous voulez chercher votre travail, que ce soit au pair ou bien infirmerie. Merci beaucoup, M. Johnson. M. Nayante aimerait ajouter quelque chose. M. Nayante, vous avez oublié d'ouvrir votre micro. Oui, effectivement, c'est juste une contribution. Ce que nous devons dire aux participants, c'est d'éviter de faire des choses qui mettent en doute leur dossier. C'est-à-dire que ceux qui sont au niveau du service consulaire, ce sont des sociologues, et quand ils prennent les dossiers, ils lisent le profil de la personne.
Ils savent exactement, celui-là, derrière sa tête, c'est peut-être trouver une porte dessus pour aller faire autre chose. Donc, il faut faire vraiment attention d'avoir fait le bac G1, secrétariat, et de revenir derrière dire qu'on veut faire pour permettre. C'est un peu des choses comme ça qu'il faut éviter. Sinon, les gens seront découragés au fur et à mesure. Nous savons qu'ils sont très durs pour donner le visa, mais ne leur donnez pas la chance de trouver des failles dans vos dossiers. C'est très important ce que je peux vous dire. Et puis, pour faire au pays, ils peuvent aller sur abetagenture.de ou bien aller sur le site français pour voir exactement de quel profil j'ai besoin pour pouvoir faire la demande de visa. Et puis, on peut s'inscrire à partir d'ici directement. Hein. Directement, on peut s'inscrire à partir d'ici. Et puis, il y a des exemples. Hein. J'ai des exemples que je peux vous montrer. J'ai même ma petite soeur même qui s'est inscrite directement sur le site. Et aujourd'hui, elle fait des études très poussées en Allemagne. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux ajouter comme contribution. D'accord. Monsieur Johnson aimerait intervenir? Oui, j'aimerais juste ajouter que le site dont on a parlé aujourd'hui, le makeitingermany.com ou bien .de, ça, on peut trouver toutes les informations. Donc, comme M. Nantel vient de le dire, elle n'a qu'à aller là-bas. Même il y a le check-in qu'on a montré aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire en Allemagne? Tapez ça et le check-in vous montre le chemin de A à Z même. Vous avez toutes les informations. Les sites sont même disponibles en français, en anglais et dans beaucoup de langues. Merci. D'accord. Je pense que Madame Folly aimerait ajouter quelque chose. Oui, justement, et concernant ceux qui font au pair de nos jours, qu'est-ce que l'ambassade a remarqué et ils refusent des visas à ces genres de personnes. Il y a un bon nombre de personnes qui font des arrangements avec les ONG ou bien les écoles qui ont des jardins d'enfants et on leur délivre de fausses attestations. Et donc, quand ils amènent leur dossier à l'ambassade fait ses enquêtes. Ils envoient même les gens sur le terrain. Et voilà qu'ils arrivent dans ces écoles-là, dans ces jardins d'enfants, dans ces ONG. On demande aux enfants, connaissez-vous tel tata, connaissez-vous telle personne? Les enfants disent non. Et donc, on leur refuse, oui, le visa, effectivement. Il y a eu ces cas-là ces derniers temps concernant le programme au pair. Merci beaucoup pour votre rapport. Je pense que nous avons beaucoup parlé, que nous avons dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a des panélistes qui souhaitent prendre la parole pour le mot de fin? Si tel est le cas, vous levez la main. Dans le cas contraire, je vais passer la parole aux organisateurs qui vont clôturer. Et puis, ce serait tout pour la 3e édition qui va battre le record en termes de durée par rapport aux autres. Donc, il n'y a pas de panélistes. Madame Achou, vous avez la parole pour votre mot de fin. Non, je crois que M. Johnson voulait dire quelque chose. Johnson Joël, parce qu'on a 2 Johnson. Heureusement que je n'ai pas pris le nom de ma maman. Là, il y aura 3 Johnson déjà. Donc, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Oui, monsieur Johnson, vous avez la parole. Oui, en fait, ce n'est pas un mot de fin quand même, mais c'est juste pour un petit conseil, parce que ces 5 dernières années, j'ai eu à aider beaucoup de gens à venir en Allemagne. Et comme Mme Folly aussi vient de le dire, ils falsifient beaucoup de dossiers. Et ça n'aide pas beaucoup de gens. Par exemple, j'ai eu quelqu'un, je voulais faire le Hanneken, j'ai trouvé la place de formation, tout. Et c'est lors de faire l'accord préalable, ce qu'on appelle le Vorabzustimmung, qu'on a remarqué que le B2 de Goethe a été falsifié. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait demande en son nom pour lui trouver une formation, on refuse toujours. Les gens ont falsifié les attestations de stage. Bon, moi, je dis souvent, il faut prendre le temps d'organiser son dossier. Je suis en Allemagne pas trop longtemps, mais c'est parce que j'ai un bon dossier. Aujourd'hui, je suis capable de former les gens en soins infirmiers. Tôt ou tard, vous falsifiez les dossiers, ça vous reviendra. Donc, essayez de prendre, je m'adresse directement aux participants quand même, d'essayer de prendre le temps pour bien faire les dossiers, ne serait-ce qu'un stage de 3 mois, faites le stage. Ne pas aller voir un docteur, un 50 000 francs, un 100 000 francs pour faire le dossier. Ça ne vous aide en aucun cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre rapport. Je pense que ces informations-là sont vraiment nécessaires et essentielles. Le plus important ici, au-delà de ce que nous sommes en train de faire ici en live,
les vidéos là seront disponibles pour l'éternité, tout comme les vidéos des 2 dernières éditions. Donc, merci pour ces informations-là qui serviront de référence pour les gens qui souhaitent bien voyager. Madame Folly veut ajouter quelque chose pour son mot de fin. Oui, je vais ajouter quelque chose. Il y a des gens aussi qui mentent en remplissant le formulaire. Ils ont des enfants, mais ils disent qu'ils n'ont pas d'enfants. Et ils partent là-bas, voilà, quelques années après, ils disent, je veux faire le regroupement familial, j'ai mes enfants ici, je veux que ces enfants me regagnent en Allemagne. Et ça aussi, ça cause problème. Donc, je prie les participants, en remplissant les formulaires, dites la vérité. Si on vous donne le visa, on vous le donne. Si on ne le vous donne pas, ce n'est pas un souci que de mentir et salir son dossier. Et aussi, ces cas de faux diplômes-là, à chaque fois, nous sommes interpellés par l'Allemagne de vérifier si effectivement ces gens ont passé l'examen chez nous. Et on passe à la vérification et on voit que non, la personne n'a pas passé l'examen chez nous. Et nous avons appris récemment qu'il y a des gens à Décon qui délivrent ces faux diplômes-là aux gens de B2 aux gens. Ce qui est déplorable. C'est très déplorable. Et donc, il faut aussi éveiller la conscience des participants à être honnêtes dans la composition de leur dossier pour la demande de visa. Merci. Merci beaucoup, Madame Folly, pour votre rapport. Madame Adjou, vous avez la parole en votre qualité de co-organisatrice pour votre mot de fin. Merci beaucoup, monsieur docteur ingénieur MBA Tamakloé. J'espère que je n'ai pas oublié un titre. Je remercie tout d'abord mes collègues et les co-organisateurs, monsieur Nianté, docteur Tamakloé, l'ambassade avec tous ses représentants, le chargé, je crois qu'il nous a suivis jusqu'à là, le chargé, monsieur Kofi Sena Rodrigue Houssudo, je crois. Merci pour son assistance aussi. Je remercie tous les panélistes parce que je connais moi-même comme panéliste quel préparatif est derrière ces présentations. Quand même, il faut faire les recherches, même si on a les informations. La menace maintenant sur papier, ce n'est pas la même chose comme si c'est dans la tête. Alors, je sais qu'il y avait des préparatifs derrière cela qui se cachaient derrière cette présentation. Merci à vous et ce n'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, aux participants, aussi grand merci. Mais bon, on a organisé, on n'a pas organisé pour nous, on n'a pas présenté pour nous. Maintenant, le premier but de ce webinaire, c'était de vous informer au maximum. Vous savez, il y a des consultings qui vous prennent de l'argent pour ces informations-là. Mais là, nous offrons, les panélistes ont pris du temps pour offrir ces informations maintenant, disons, gratuitement. Donc, mon souhait, c'est que de profiter de nos expertises et de ces informations. Connectez-vous, mettez-vous aussi en réseau. À ne pas oublier TogoVidee, la plateforme d'échange et de réseautage pour les Togolais. Alors, merci à vous pour la participation. D'accord. Merci beaucoup, Madame Adjou. J'attendais de dire que j'étais un peu trop méticuleux par rapport au webinaire que je dérangeais avec mes messages que j'envoyais quotidiennement. Heureusement que tu ne l'as pas dit. Donc, je vais donner la parole d'abord à M. Akpabli, le représentant de l'ambassade qui était resté avec nous de bout en bout. Nous lui avons pris pratiquement 6 heures de temps, de son précieux temps, au service des Togolais dans leur mission régalienne. M. Akpabli, vous avez la parole au nom de l'ambassade. M. Akpabli ne répond pas. Donc, si M. Akpabli ne répond pas, bon, si vous, M. Akpabli, si vous écoutez, votre micro est toujours fermé au cas où vous parlez. Donc, je vais donner la parole à M. Nayanté, le co-organisateur, pour son mot de fin. M. Akpabli vient de faire un déplacement qui ne pourra pas prendre la parole. Ok, donc je pense que nous venons encore une fois arriver à la fin de notre webinaire et les conseils que les uns et les autres
ont pu donner aux participants doivent être appliqués. Je pense notamment des dossiers qui sont falsifiés. Je ne peux pas vous dire combien de fois moi-même l'ambassade me sollicite ici. Les dossiers falsifiés, les diplômes, tout ça là. On ne coûte rien de faire les vrais diplômes, de prendre le temps de faire les vrais diplômes et d'aller demander un visa. Ça coûte quoi? Nous, on a travaillé pour pouvoir faire venir les auxiliaires médicaux en Allemagne. J'ai tenté de faire reconnaître les diplômes des auxiliaires médicaux du Togo en Allemagne. Et quand vous fouillez dans les annales, vous allez voir. Mais la majeure partie de certains diplômes n'étaient pas de vrais diplômes. Il faut qu'on arrête ce genre de jeu. Et puis, ce que je souhaite encore une fois exprimer mes sincères remerciements à nous, les organisateurs déjà, et aussi aux participants qui ont quand même pris leur temps si précieux pour pouvoir nous écouter. Ils sont libres de prendre vos conseils ou bien de les mettre à la poubelle. Je pense que le succès de ce 3e webinaire va contribuer à prolonger une 4e partie qui serait là l'année prochaine. Je vous annonce qui serait enrichissant, qui va faire au moins, bon, si nous faisons déjà 6 heures de temps, il ne faut pas qu'on aille à 8 heures de temps, à une journée de travail. Nous reconnaissons aussi les efforts qu'eux-mêmes ils ont fournis pour participer à cette lumière, et les efforts que nous, les organisateurs, plus précisément, Festus, tu as eu à débattre tous les jours pour pouvoir mettre tous ces panélistes-là ensemble dans l'entente d'un 4e webinaire. Je pense que les informations que nous avons données peuvent maintenant donner beaucoup de succès aux demandeurs de visa, aux demandeurs de visa qui veulent aller en Allemagne et qui peuvent être très utiles pour l'avenir de la jeunesse togolaise. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nayante. Je tiens particulièrement à remercier les panélistes, Monsieur Dorkemou depuis le Canada, Madame Folly depuis Lomé, Monsieur Johnson depuis l'Allemagne, Monsieur Nayante depuis le Togo, Monsieur Keala depuis la Russie, Madame Borono depuis l'Allemagne, et éventuellement aussi nos autres collègues qui, compte tenu du temps, ont dû nous quitter, Monsieur Moustapha Nyandi, Monsieur Apenou, Monsieur Clévor, Madame Atou, Monsieur Nyamagou, Monsieur Allah. Et si jamais j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé pour toutes les pressions que je vous ai mises pendant la présentation. C'est pour que le webinaire puisse vraiment réussir. Ça n'a pas été toujours facile de travailler avec moi, mais pour que nous puissions aboutir à une telle pour que nous puissions aboutir à un tel résultat, à un tel succès, il a fallu faire beaucoup de travail en amont pour l'organisation. Je remercie aussi les co-organisateurs, surtout pour le financement, parce que derrière tout ce que nous venons de faire ici, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures de travail qui ont été dépensées pour que nous puissions l'avoir. Et à la fin, je remercie aussi, j'ai oublié M. Johnson Joel, lorsque je citais les gens. Je tiens aussi à remercier les participants, tels que l'a dit M. Nayante, je vais renchérir dans ce contexte. Vous savez, ce que nous faisons ici, Mme Atou l'a aussi ajouté, les gens le font et vous prennent de l'argent. Et vous n'avez même pas la possibilité d'aller réclamer ça quelque part parce que vous-même, vous savez que c'est illicite. Donc, du coup, nous travaillons pour vous donner ces informations-là gratuitement. Et pour l'organisation, ce sont des sommes que nous dépensions pour pouvoir vous apporter ces informations-là. Et c'est notre contribution pour vous aider dans votre aventure, pour vous aider dans vos élans. Si vous avez des questions supplémentaires,
retournez-vous vers nous à tout moment et nous serons toujours vous aider pour que vous puissiez vous épanouir sur le plan éducationnel, sur le plan professionnel et sur le plan familial. Ainsi dit, je clôture officiellement la 3e édition du webinaire Travailler, étudier ou se faire former en Allemagne, mythe ou réalité, avec cette année un clin d'œil spécial à certains pays occidentaux. À la France, malheureusement, notre ami de la France nous avait laissé en chemin. Notre ami d'Angleterre aussi nous avait laissé en chemin. Mais n'empêche que les années à venir, que nous aurons aussi les intervenants de la France, de l'Angleterre, d'autres pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, au revoir tout le monde. Merci et au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée, DG. Allez, au revoir. Au revoir.